Salut, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là à notre rendez-vous du dimanche, c'est très apprécié. Merci beaucoup, j'espère que tu as passé une belle semaine. Faites quand même pas pire cette semaine, là. Je parle de la température, bien sûr, parce que ça a été une grosse semaine au niveau politique. En fait, cette semaine, je suis content parce que tu vas comprendre vraiment pourquoi, c'est quoi quand on parle là, que le citoyen doit s'impliquer en politique, l'implication que ça a, puis l'importance que ça a surtout. Puis s'il fallait que tout le monde s'intéresse comme moi puis toi à la politique, comment ça irait beaucoup mieux, là? Ah, ça c'est sûr. Écoute, je voudrais commencer par remercier, un gros merci à ceux qui me font des dons. Écoute, ça va être short and sweet encore cette semaine. En virement, il y a Jalen qui m'a fait un don. Merci Jalen, c'est super, très apprécié. Tu m'appuies depuis déjà bien longtemps, mais ça faisait un bout de temps que tu ne m'avais pas fait un don. Merci. Par crédit, Sylvie m'a fait un don. Merci beaucoup, Sylvie. C'est très, très apprécié. Puis c'est ça. Les super chats, il y a eu Steve, Louis D. puis François, les boys. Merci à toutes les semaines. Vous faites un don. C'est vraiment très apprécié. C'est vital pour moi, c'est sûr. Puis j'ai eu un super merci cette semaine de Claude et puis de Richard. Ça, c'est sur YouTube. Et puis sur PayPal, j'ai eu Jean et Denis. Donc, écoute. Merci beaucoup de m'appuyer. C'est vraiment là, ça prend ça. Je travaille trop. C'est ça que ma femme me dit en tout cas. Je vais aller voir s'il y a des gens d'arriver premièrement. Mais avant toute chose, je veux juste te dire de quoi qu'on va parler un peu ce soir. On va parler, c'est sûr, là, de ce qui se passe à l'île de la Madeleine. La taxe touriste de 30$, là. La passe archipel qu'appelle le maire Valiquette. On va parler de ça. Je vais tout te décortiquer ça, là, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. On dirait qu'on ne comprend pas trop là, exactement ce qu'il y en est. Quand tu vas finir d'écouter mon live, tu vas exactement saisir l'enjeu, qu'est-ce qui se trouve là. OK? Fait que tu vas avoir tous les tenants et aboutissants de cette affaire-là. On va parler aussi un petit peu d'Éric Lefebvre. Écoute, la semaine passée, je t'ai parlé de ça, Éric Lefebvre, tu sais, qui a démissionné de la CAQ. Je te disais Éric Lévesque. Je comprends pas ça. Je fais une bulle au cerveau. Là. C'est pas Éric Lévesque, c'est Éric Lefebvre. ça ressemble, mais pas vraiment, en plus. En tout cas, désolé, mais on va reparler un petit peu. Cette semaine, il y a eu des développements à ce sujet. La taxe CAQ, la nouvelle phrase de Tanguay du Parti libéral, la taxe CAQ, hein? Ils sont harmonisés avec le fédéral. Fait que maintenant, là, ils ont encore brisé une autre promesse. On va en parler. Il y a des bonnes lignes Tanguay là-dessus. Le transport en commun, parce que l'étude de crédit, cette semaine, ça continue, là. Puis, écoute, c'est sûr, j'ai pas le temps d'écouter tout ça, malheureusement. C'est bien trop, mais quand même. On va en parler un petit peu, là, du transport en commun, transport collectif, là. C'est qui la responsabilité de ça, là? C'était un peu ça cette semaine qu'on a vu. On va en parler. On va parler aussi, bien sûr, un peu de souveraineté. Un petit peu, puis je vais finir avec encore cette semaine, j'ai gardé ça pour la fin, la DPJ, là, c'est trop, ça m'affecte trop pour en parler tout de suite. Donc, je garde ça pour la fin. OK, j'ai 2 petites capsules là-dessus. Donc, écoute, reste là. J'ai tout un live pour toi, comme tu peux voir. Je vais aller voir si tu es là. Qui c'est qui est là pour commencer? Salut Nathalie, iTunes est là, merci. Qu'est-ce que je vois en plus de ça? Mascarade, Baël, Lelkos, André est là, merci beaucoup, beaucoup. Mettez votre pouce, ben oui, c'est vrai, faut que tu mettes un pouce, c'est bien important. On est en simultané, je te le rappelle, en ce moment, en direct sur YouTube, Facebook et Odyssey. Donc, tu ne peux pas me manquer, là. Hein? J'espère. Je vois qu'il y a bien des gens sur Facebook aussi. Ce serait le fun de me le dire. Là, j'ai changé mes paramètres de flux. Peut-être que je parle pour la transmission. Là. Si ça coupe, ça saccade ou quoi que ce soit, là, fais-moi les savoir s'il y a quelque chose que je peux essayer de corriger ça dans le prochain live. Là, je ne peux pas corriger ça. C'est déjà parti. Salut Didier, salut François, merci beaucoup. Veux-tu parler de Guilbeault, de sa sacoche? Ben, en fait, j'avais une capsule là-dessus des réagis. Mais j'écoute, j'ai trop de choses. Là. Je vais en parler un petit peu, mais je te montrerai pas la sacoche qu'elle fouille dedans. Là. C'est du niaisage, excuse-moi l'expression. Carl, salut Carl, Denis, Dombis, salut, Maxime, Christiane Joly, Alex, Sylvie, iTunes. Écoute, ça rentre tranquillement.
On est quoi déjà? On est 43, absolument une centaine là, le dimanche sur YouTube. Mais là, c'est sûr qu'il y a Facebook. Facebook, il y a du monde sur Facebook? Je peux-tu le voir? Comment ça marche? On est à peu près quoi, une vingtaine, je pense, c'est ça. Écoute, il fait beau, c'est un beau dimanche. Tu le sais, de toute façon, tu vas pouvoir voir ce live-là là, en rediffusion. Puis je vais le découper en petits morceaux là, pour que tu vois tous les enjeux de cette semaine, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va parler. Ça, c'est certain. Encore, je vais attendre un petit peu avant de commencer. Salut, iTunes encore, Daniel, Michel. As-tu pris ton Imodium? Je sais pas. Samu, tu parles? iTunes, non, ça va bien, là, quand même. J'ai un petit peu la fièvre des foins dans cet incite, ça commence. Content de t'entendre, Michel Hamdi, Michel Julien, merci beaucoup. Merci Michel de m'appuyer tout le temps. Patrick, Yannick, salut, ça sent le power trip à la CAQ. Charlo Boysit, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec à tous les dimanches. En tout cas, au moins jusqu'à temps que la session parlementaire finisse. Puis la session parlementaire finit là, au début juin, je crois. La date exacte, c'est le 7, 11, je ne sais pas trop, c'est pas important, ben. Je vais être là, moi, jusqu'à la fin, bien sûr, de la session parlementaire. Puis après ça, on va voir. On va voir comment ça va, qu'est-ce que je peux faire, quel appui que j'ai aussi. Parce que là, on dirait que je me bats tout seul. OK? C'est l'enfer. Mais écoute, on va y arriver, c'est sûr. Donc écoute, je vais commencer tout de suite. Je vais tout de suite me placer. Bouge pas. Tiens. Ah! Abonne-toi, c'est facile. Hein? D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur ma chaîne YouTube, j'ai passé le 13 000 abonnés. Hey, merveilleux, ça faisait longtemps que j'étais stagné dans le 12 000. Là, ça faisait des mois et des mois. Puis là, ce mois-ci, j'ai au-dessus de 500 nouveaux abonnés. Ça, je pense, là. J'ai des récapitulatifs de YouTube qui m'envoient. Puis je le vois là, que c'est grâce aux petites vidéos courtes que je fais que ça l'amène des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc, tant mieux, je vais continuer à faire ça. J'essaie tout le temps de m'améliorer, c'est sûr, d'utiliser le plus possible les réseaux sociaux. C'est pas évident, hein? Chaque petits réseaux sociaux ils ont toutes leurs petites affaires, là. Leur petite censure, puis tout. Fait que j'essaie de m'adapter à tout ça. C'est pas évident, c'est beaucoup d'ouvrage, mais c'est le fun. J'en profite. Hein? Tu vois, là, 13 000 nouveaux, pas de nouveaux, là, mais j'ai rendu à 13 000 abonnés sur YouTube. Hey, c'est super, je suis bien content. Puis TikTok continue, lui, à bien aller. Là, je suis rendu déjà à 18 500 abonnés. Mon objectif est de 50 000. Fait que je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai plus que le tiers de fait. Donc, hey, c'est super. Puis Facebook, c'est mort. Écoute, ça stagne là, solide sur Facebook. Là, c'est comme si personne ne me voyait. Il faut vraiment que tu me cherches, on dirait, pour me voir, parce que tu ne me verras pas sur ton fil comme ça, là, même si tu es abonné. Malheureusement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est un fait, je le constate. Parce que c'est pas normal là, que je vais avoir, par exemple, je regarde la vidéo que j'ai pas. La dernière vidéo que j'ai mise hier soir là, de Mme Chani Thériault, qu'on va en parler tantôt, justement. Écoute, je pense qu'elle est sur YouTube, j'ai au-dessus de 4000 vues de cette vidéo-là, pendant que j'en ai une centaine sur Facebook. Tu sais, comment ça se peut? Je comprends pas. Je peux pas t'expliquer. Je pourrais pas t'expliquer. Mais c'était un fait. Fait que c'est pour ça que c'est important de partager ça pendant que tu es là. Partage ça. Commente. Fais un j'aime. Ça peut m'aider pour l'algorithme. Puis si t'es capable, juste si t'es capable de me faire un don en toute la face, tu le vois là. Tous les liens sont là pour être capable de faire un don, soit par PayPal, par Stripe, par virement. Hein? Fait que c'est super facile là. Gêne-toi pas, OK? Juste si t'es capable. Écoute, ouais, j'ai vu, ouais, tu dis, comment tu dis ça? Tu as dit le mot de travail de Facebook, comme Théo Vox, un mot de travail fini. Ouais, c'est ça, un mot de travail. Puis, Facebook, c'est l'enfer, Michel il dit. Moi, je partage sur X, c'est Facebook. Puis même X, là, écoute, j'ai pas de vue sur X. Peut-être c'est moi qui comprends pas comment ça marche avec les hashtags, puis tout, tu sais. Je sais pas comment ça marche, on dirait X. Je la mets tout. Putain, je suis abonné, j'ai même mon crochet bleu. Tu sais, ça me coûte 115$, ça m'a coûté 150$ par année, là, cette maudite affaire, là. Puis j'ai pas de visibilité sur X. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. iTunes dit sur toi, quand les gens utilisent tes vidéos, je leur demande de s'abonner à ta chaîne. Oui, je le sais, iTunes, t'es super, franchement, là.
Écoute, iTunes, sur X en tout cas, il met toujours des j'aime, il partage, il commente. Souvent, il est tout seul. Il y a un j'aime, c'est iTunes. Mais je te remercie. Écoute, c'est super. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont prendre... Ils vont prendre la graine, comme on dit, de toi, puis ils vont faire la même chose. Écoute, on va commencer tout de suite avec, bien sûr... les îles de la Madeleine. Hey, quel beau paysage. Là. On dirait un parc national. Hein? Je pense qu'il veut transformer ça en parc national. C'est comme si, tout d'un coup, toi, là, où tu habites, ta maison, là, on décidait que c'était un parc national. Tu sais, je veux dire, que les gens qui viennent sur le territoire, là, ben, il faut qu'ils payent une taxe. Comme si on irait au parc safari, là. On s'en va voir les animaux. C'est ça, l'île de la Madeleine, on s'en va voir les animaux qui sont là-bas, le paysage, puis on paye pour ça. La seule différence entre le parc safari et l'île de la Madeleine, c'est que les animaux, le parc safari, ils ne peuvent pas sortir. Tandis que les gens de l'île de la Madeleine, ils peuvent sortir, mais en montrant que vraiment, là, le papier, là, permis de conduire, là, leur preuve de résident, il faut qu'ils soient résidents. Là. Sinon, s'ils ne veulent pas montrer leur papier, ça va leur coûter 1000$. C'est ça à partir du 1er mai. Aïe, aïe, c'était tout un projet de loi que le maire Valiquette met en branle, puis qu'il a popé cette semaine, puis que François Trépanier m'a allumé, m'a envoyé un lien la semaine passée, puis là, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'on a vu plein, là, puis je t'en ai posté, écoute, sur TikTok, que j'ai au-dessus de... J'ai posté comme 3 vidéos là-dessus, 3 petites vidéos. Je pense que ça totalise à peu près 60-70 000 vues sur TikTok de ces petites vidéos-là. Puis j'ai vu que d'autres personnes aussi en ont parlé, puis écoute, c'est sûr là, que ça vient nous choquer. Mais on voit les gens, l'implication citoyenne, que ça peut donner quelque chose. C'est ce qu'on va voir ce soir. Puis je suis content, parce que ça te montre aussi que quand tu t'impliques, on peut changer les choses. Là, il n'y a rien de changé encore, là, mais inévitablement, ça va faire boule de neige, puis j'ai bien hâte de voir, tu sais. Écoute, je ne te dirais pas tout ce que je pense tout de suite. Je te mets l'eau à la bouche au départ. Mais avant toute chose, allons voir c'est quoi. Là, il y a eu une entrevue que le monsieur le maire, Antonin Valiquette, là, cette personne hyper arrogante, écoute, c'est fou comment est-ce qu'il est condescendant avec les gens qui viennent au micro dans son conseil de ville pour dire ce qu'ils pensent, puis de dire hey, ça n'a pas d'allure, comment ça, puis poser des questions très pertinentes qui n'ont pas de réponse, le monsieur. Tu sais, c'est un gambler, là. On va le voir. Il met vraiment, là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. On va essayer de le comprendre ensemble, OK? Mais là, au départ, il ne parlera pas dans cette entrevue-là qu'il a faite à TVA, je crois. On va le voir ensemble. Il ne parle pas du fait que le citoyen, le résident, lui, tu sais, pour sortir, il doit, là, montrer patte blanche. On ne parle pas de ça. On parle plutôt du 30$ de taxes qu'ils veulent collecter pour gérer le vidange, là. T'imagines? Tout ça, c'est pour gérer des vidanges, là, en plus. Fait que, écoutons premièrement là, le maire Valiquette, qu'est-ce qu'il a à dire là, sur son projet de loi. Ça, il a dit ça à peu près là, 2 semaines, je pense. Les vacanciers qui se rendront aux îles de la Madeleine cet été vont devoir payer une redevance touristique, 30 $ par personne, et ce à compter du 1er mai. C'est pour aider les îles à éponger les coûts liés au tourisme. Le maire des îles de la Madeleine, Antonin Valiquette, est avec nous pour en parler. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Fillon. Voyager coûte de plus en plus cher. Vous ne craignez pas de faire fuir les touristes en venant ajouter comme ça à l'inflation? Non, pas du tout. En fait, je pense que le meilleur service que la municipalité peut rendre à son industrie touristique, notre deuxième pilier économique, dans le fond, c'est d'avoir des infrastructures et des services disponibles pour les visiteurs, adéquats et à la hauteur de notre excellente réputation. Et, écoutez, on parle pas de transférer le fardeau fiscal ou la responsabilité de payer pour l'ensemble de nos infrastructures et de nos services. On demande, on y va juste avec l'idée d'un coup de main. Parce que, veut pas, l'affluence de visiteurs, on parle dans 60-70 000 visiteurs par été, bien, ça exerce une pression sur nos infrastructures auprès de nos 13 000 contribuables sur le territoire des îles de la Madeleine. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Là, quand on se rend aux îles de la Madeleine cet été, qu'on est un vacancier, un visiteur. Il va nous expliquer comment ça va se passer pour un visiteur, mais juste catcher là, qu'eux autres sont 13 000 âmes là, sur cette île-là. C'est les résidents, là. Ils sont 13 000, puis ils reçoivent à chaque été à peu près
Il a dit 50, 60, 70 000, ça dépend, là. Cette année, probablement un peu moins. Mais ils reçoivent quand même à peu près, que ça veut dire que 13 000. Si tu reçois, mettons, 60 000, il rentre une coupe de 13 dans 60, là. OK? Donc, c'est comme si tu avais 5 fois plus de monde tout d'un coup qui arrivait sur ton île, là. Juste comprendre ça au départ. Et non pas un résident. On va devoir payer ce 30 à quel moment? En arrivant aux îles ou quand on achète notre billet de traversier ou d'avion? En fait, quand vous voulez, jusqu'au moment où vous partez des îles de la Madeleine à la fin de votre séjour. Donc, vous allez en ligne sur une plateforme de paiement en ligne autonome qui va être disponible et ouverte à partir du 1er mai. Donc, date de l'application du règlement municipal qui met en place la passe archipel. Et ensuite de ça, vous payez le 30 par personne, 13 ans et plus, non résident, pour un séjour de plus de 24 heures, un maximum de 100 par famille. Et ça génère un code QR, dans le fond, que vous recevez et qui constitue votre preuve de paiement. Et lorsque vous quittez les îles de la Madeleine, que ce soit par le port ou par l'aéroport, il va y avoir vérification des codes QR et quelqu'un qui ne l'aurait pas nécessairement, on va offrir de payer à ce moment-là, finalement, la redevance. On n'est pas à courir les contrevenants tant que ça, surtout pas à l'année 1 où on est en année de rodage, d'implantation et où on n'a pas le choix de construire le règlement et sa méthode et sa méthodologie, en fait, au fur et à mesure que ça va sur le terrain. La préparation théorique nous amène jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il fallait qu'on se lance et on ne pouvait plus avancer dans le processus sans l'adoption du règlement. Alors, ce code QR va devenir en quelque sorte un passeport pour les visiteurs pour aller aux îles de la Madeleine. Une passe archipel. OK. Il veut jouer avec les mots. Un passeport, non, une passe archipel. OK, ouais, t'as beau changer les lettres, là. L'idée, là, c'est le même, là. C'est que ça te prend ta passe, là, pour te promener là-dedans, là. T'sais, tu peux y aller. Comme il dit, tu rentres, c'est quand tu viens pour sortir qu'on va vérifier si tu as acheté, tu as payé ton 30$ ou ton 100$ pour la famille. T'sais? OK. Puis là, il va y avoir des agents qui vont vérifier. Parce que, tu sais, moi, quand, ton exemple, je prends le traversier, là, de Pointe-aux-Trembles jusqu'au centre-ville, dans le Vieux-Montréal. Là, tu vas sur le site, hein, du traversier, tu achètes ton billet, tu achètes le nombre de billets que tu veux. Il te donne, dans le fond, ta preuve. Tu as un code à barre ou un code QR, tu sais, dans le fond. Puis tu as ça dans ton téléphone. Tu n'as même pas besoin de l'imprimer, là. Tu le mets sur ton téléphone. Puis quand tu arrives au traversier, au lieu d'aller commencer à payer, courir après ça, tu arrives juste à l'entrée du traversier, puis il dit OK, il te scanne ça, ding, ding, puis là, c'est beau, c'est payé, tu peux rentrer, ça vient de finir, c'est parfait. Tu comprends, dans le fond? C'est aussi simple que ça. Là, c'est pas quand tu vas rentrer dans le traversier, là, comme là, ça serait quand je reviendrais. Là, quand tu viens pour débarquer du traversier, il dirait t'as-tu payé? Ben là, il fallait-tu payer quelque chose? En partant, là, il y a un problème là, c'est que tu as des gens qui ne sauront pas ça, puis qui vont aller de la Madeleine, puis c'est quand ils vont ressortir qu'ils vont avoir la mauvaise surprise. Parce qu'il l'a dit, là, quand on va vérifier, puis les gens ne l'auront pas acheté parce qu'ils ne savaient pas, ben là, on va leur offrir de payer là, le 30$ ou le 100$. OK. Et il n'y aura pas d'amende, c'est ce que vous venez de me dire, pour les contrevenants cet été? Oui, il va y avoir des amendes pour les délinquants. C'est un règlement municipal. Les délinquants. Donc, au moment de sortir des îles de la Madeleine, s'il y a vérification, si vous n'avez pas votre code QR, on va vous proposer de la payer. Mais si advenant un refus de payer, ben là, il peut y avoir émission de constat d'infraction opposable en cour municipale. Et on parle d'une amende de 1 000 à ce moment-là pour la personne qui refuse de s'acquitter de sa passe archipel. En terminant, est-ce que vous avez eu de la résistance des milieux touristiques aux îles de la Madeleine, notamment les propriétaires d'auberges qui craindraient peut-être de perdre de la clientèle? En fait, je pense que ce qui est bien dans notre règlement, je pense, c'est qu'on n'impose pas à qui que ce soit dans l'industrie touristique, on n'impose pas aux commerçants de percevoir la redevance à la place de la municipalité. Cette redevance-là, elle ne servira qu'à financer des services et des infrastructures publiques. La gestion des matières résiduelles, n'oubliez pas que la population fait plus que doubler sur le long de l'été aux îles de la Madeleine. On parle même de pratiquement la quintupler. On parle d'infrastructures récréo-touristiques auxquelles les visiteurs ont accès et à la gestion d'un parc régional, oui, qui concilie les usages sur les terres publiques, notamment les plages et les dunes. Donc, ce sont tous des biens et des services, des infrastructures et des services que les visiteurs utilisent à ce moment-là. Donc, je pense pas qu'il y ait... Oui, ça va être à surveiller, effectivement. C'est nouveau, effectivement. Il peut y avoir des commentaires, des doutes, des craintes, mais c'est justement pour ça qu'on y va
au fur et à mesure en implantant une année de rodage là, au début. Et ça commence, je le rappelle, le 1er mai prochain. Antoine Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Beau soirée. Hein? Ça, comment ça qu'il peut faire une affaire de même, tout d'un coup, il arrive, là, puis il invente une taxe, là. Premièrement, là, si tu as 50 000 personnes qui viennent sur ton île, ben, ils amènent l'argent avec eux autres, là. Ils vont dépenser sur ton île, ils vont manger, ils vont dormir, ils vont utiliser les services, si t'en as, si t'as un parc Belmont, ils vont y aller, là. Tu sais, t'as des infrastructures intéressantes, là, pour aller voir les petits animaux, hein? Qui parlent français, une langue, là, spéciale en plus, avec un accent qu'on comprend pas, là. Ben, je parle pas de moi pis toi, mais les touristes qui viennent, là, c'est folklorique un petit peu, là. Ils devraient les mettre... Comme au parc Safari, là, dans un petit autobus, les faire des protégés, là. Puis ils pourraient se promener entre les résidences, là, à l'île de la Madeleine. Ça fait vraiment penser à ça. C'est comme si on transformait ta région en parc faunique ou en parc Safari, t'sais. Puis toi, tu fais partie du décor. Ben, tu payes des taxes, là, puis tout, là. Là, lui, il nous dit qu'il a besoin, il cherche cette taxe-là de 30$ pour gérer les poubelles, dans le fond. Quand il dit, là, on reçoit 50 000 personnes, là, ils pissent, puis ils chient, puis ils pètent, puis tout le kit, là. Donc là, il faut ramasser ça, ça nous coûte de l'argent, parce que quand tu es sur une île, les poubelles, ça coûte cher, parce qu'il faut qu'ils sortent de là. Ça part par bateau, ça, là. Ben oui, puis tant mieux, c'est un beau problème, dans le fond, là. Parce que si t'avais personne qui reste sur ton île, là, t'aurais de la misère à payer tes infrastructures avec seulement les 13 000 personnes qui restent là en partant. Mais ça semble que, tu sais, les maires cherchent tout le temps de plus en plus d'argent parce qu'ils sont pas capables de gérer leurs affaires. Fait qu'il y a la seule manière qu'ils ont trouvé, on le voit partout, on va le voir tantôt dans le transport collectif, c'est de taxer et de retaxer encore plus et encore plus le citoyen comme si c'était la solution à une population qui est surtaxée déjà, les plus taxés en Amérique du Nord. Ils trouvent un moyen encore de nous taxer, mais là, le problème de cette taxe-là, c'est qu'elle vient brimer l'article 6 de la Charte des droits et libertés qui dit qu'au Canada, on a le droit fondamental de pouvoir se circuler partout à travers le Canada. Moi, je peux partir, si je veux, à Vancouver, prendre l'avion. Je n'ai pas besoin de passeport, là. Si je vais aux États-Unis, avant, on n'avait même pas besoin de passeport pour aller aux États-Unis, mais depuis 2001, je pense, là, tu le sais, on doit avoir un passeport maintenant pour aller aux États-Unis. Mais tu sais, au Canada, on peut se promener dans toutes les provinces. Encore pire, dans une même province, d'une région à l'autre, si je pars de Repentigny, je m'en vais à Terrebonne. Je me dis pas, je passe à une autre région, il n'y a pas une guérite qui m'attend avec un poste de payage, là, parce que je sors de ma petite zone, là. On ne veut jamais ça. Puis ça, c'est un droit fondamental. Mais là, la CAQ, en fait, depuis 2017, ils ont fait, le gouvernement du Québec, vu que là, les besoins des villes sont tellement immenses, puis ils ne savent tellement pas gérer, qu'ils se retournent tout le temps vers Québec pour que Québec éponge. Mais Québec, c'est qui? C'est moi pis toi, c'est la population en entier, là. Quand on éponge, par exemple, une tête de Montréal, les 9 millions de personnes, c'est pas les 9 millions de personnes qui restent à Montréal. Il y a des gens à Gaspé qui n'auront jamais de vie à Montréal, mais sur leur impôt, leur taxe, on prend un montant pour le donner à Montréal pour qu'ils épongent leur déficit, par exemple. Ça devient pénible, là, pour un gouvernement, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, le gouvernement, c'est de pelleter ce problème-là dans la cour des villes. Donc, on dit, OK, maintenant, vous autres, vous avez des besoins, bon, on va vous donner le droit de taxation. Vous allez pouvoir inventer des taxes. Ah, ouais. Fait que comme ça, si vous avez des besoins financiers, ben, vous allez taxer vos propres gens. Tu sais, ça peut paraître juste comme ça. Tu dis, ah, ben ouais, dans le fond, tu sais. Mais quand tu penses comme ça, en même temps, ce que ça fait, c'est que là, si on extrapole un petit peu plus loin, on se dit, ben là, ça veut dire que dans les régions éloignées, éventuellement, ça va coûter tellement cher que tu ne pourras plus rester dans ta ville, dans ta petite ville, là. Tu vas être obligé de déménager dans les grands centres qui vont coûter cher, mais au moins, tu vas avoir des services que tu vas être capable d'avoir, de te payer. Donc, ça va vider les régions si on pense comme ça. Parce que nous autres, on a un grand territoire au Québec. Puis on a décidé
d'avoir du monde un peu partout, là. Donc là, si on arrête ça, c'est-à-dire si on leur dit, OK, arrangez-vous avec vos problèmes, avec vos infrastructures, on ne développe plus dans le fond. C'est ça aussi. Quand que tout le Québec met de l'argent dans une petite région qui ne serait pas capable de se payer, c'est parce que là, on développe aussi. Puis automatiquement, on développe l'économie qui va venir avec et tout, là, tu sais. Quand on a une vision, là, un peu. Mais là, en faisant ça comme ça peut paraître juste, mais comme je te dis, ça va faire en sorte que ça va vider les régions parce que tu ne pourras plus rester là. Puis là, ben, ça va concentrer les gens dans des grandes villes. C'est ça que ça va amener, une loi comme ça. Puis lui, il prend ça au bon, puis il dit, OK, moi là, je peux inventer une taxe, j'invente une taxe, j'ai le droit, j'ai le pouvoir exceptionnel maintenant de pouvoir le faire. Mais ce qu'il ne comprend pas, le M. Valiquette, puis je pense qu'il va le vivre, là, c'est que c'est pas parce que tu as le droit de taxer en tant que maire municipal, en plus c'est le 3e palier de gouvernement, là, OK? Tu peux pas brimer une loi fondamentale qui est la libre circulation au nom de taxer pour les poubelles, là. Là, ça devient, imagine-toi si on laisse passer ça, toutes les aberrations qu'on pourra vivre par la suite, là, c'est même dur à imaginer, là. Puis il y a des gens qui ont de l'imagination, des maires qui ont de l'imagination, là. Je vais t'en reparler, c'est sûr, OK? Là, ici, au conseil de ville des Îles-Madeleine, parce qu'ils font des conseils de ville dans toutes les villes, même chose à l'île de Madeleine. Donc, tu as des gens qui se questionnent, puis là, ils vont se présenter au micro, puis on va voir ici Madame, comment elle s'appelle? Madame Bourgeois. Madame Bourgeois. Là, ici, il y a de la musique dans cette petite vidéo-là, ça dure à peu près 45 secondes. Là. C'est parce que c'est des petits extraits que j'ai faits pour TikTok. C'est pour ça, là. Fait que je pense qu'il y en a 3 là, qui a de la musique dedans, fait que faites-en pas avec ça. C'est pas ton appareil là, qui a un problème, OK? Donc, elle a de la misère avec le fait de présenter des papiers pour sortir de son île. Puis elle regarde comment est-ce qu'il l'accueille, puis comment est-ce qu'il fait fermer la boîte, puis comment est-ce qu'il n'est pas respectueux, le monsieur qu'on vient de voir, là, monsieur Valiquette. J'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème à demander un papier pour rentrer chez moi. C'est beau, Mme Bourgeois, c'est noté. Je vous remercie. Est-ce que je peux prendre la question de M. Bourgeois maintenant? Oui, et si vous faites un sondage ou quelque chose comme ça, j'aimerais bien être avisé. Pas de problème. J'espère que dans votre marketing, qu'il y aura ça, parce que ça serait le fun que la population des îles soit bien avisée qu'elle devra présenter une preuve pour sortir des îles. Il y a une perte de liberté en quelque part. C'est votre opinion, mais je la respecte. C'est plus qu'une opinion. Madame Bourgeois, ça suffit. Je vais prendre la personne suivante. Je suis désolée, mais je vais rectifier. C'est pas une opinion. C'est tout à fait votre opinion, c'est votre avis. Présenter un papier, c'est un fait. Oui, mais ça... Ça, c'est... écoute, il s'astine avec elle. Vous dites, non, c'est votre opinion. C'est vraiment que votre opinion, là. C'est votre avis, là. On dit que ça vaut ce que ça vaut, puis ton avis, c'est pas la réalité. Non. Si je dois présenter un papier, c'est qu'il y a une perte de liberté, là. Je peux pas me promener comme je veux, là. Tu viens de me dire, il faut que je présente un papier. C'est ça? Bon. Là, j'ai pas besoin de présenter de papier. À partir du 1er mai, je vais être obligé de présenter un papier pour sortir de mon île. Pas un code QR. Les autres, ils n'auront pas de code QR. On est en année 1, là, je te fais remarquer. OK? Mais là, pense-y comme tu voudras, là. Les papiers, là, paquet de troubles, ça, là, à chaque fois. Fait que là, on va dire en année 2, là, on a vu l'expérience, là. Ce qu'on va faire, on va vous donner tout un code QR free, là. Tu sais, là, pour toute la population, vous allez avoir votre passe illimitée à vie, hein? Votre passe archipel, vous êtes les animaux de la place. On va vous donner votre passe, vous allez pouvoir sortir. Quand vous allez vous sortir, ça va être plus facile, au lieu de commencer à sortir votre permis de conduire et puis tout. Ben là, tu vas arriver devant une petite machine, comme au métro. Ding! Tu vas pouvoir passer. Il n'y a pas de frais pour toi. Il n'y a pas de frais pour toi. Puis ça va être facile comme ça. Tu sais? Fait que tu vas avoir le code QR de quelqu'un que lui, c'est sa preuve, comme moi, quand je achète un billet de spectacle ou quoi que ce soit. Pour sortir, j'ai payé, là. J'ai payé ma taxe de 30$. Puis le résident, lui, il va avoir sa passe, là, illimitée pour pouvoir sortir. Là, à ce moment, il n'y a même pas ça. Il faudra qu'il me présente ses papiers. Tu sais? C'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ça va prendre un code QR. Pas pour tout de suite. Mais c'est eux autres, si ça irait dans ce sens-là, puis ça continue dans ce sens-là, c'est eux autres qui vont demander le code QR et non pas, mais tu comprends-tu? Parce qu'ils vont dire, ouais, mais là, c'est pénible quand on vient pour sortir du site, là. Ça nous prend une demi-heure à chaque fois, il faut que je sorte du site, moi, là. Y a-t-il un moyen de faire ça plus rapide? Puis là, il y a plein de problèmes qui s'engendrent à ça, là, un code QR illimité. Ça serait pas long que
Tu sais, un code QR, tu le donnes à quelqu'un d'autre, puis il arrive, puis ding. Fait que finalement, tu sais, ça va se retrouver sur Internet, puis les touristes, ils vont graber ce code QR-là, puis ils vont s'en servir, puis personne ne va jamais rien payer, puis, tu sais, fait que là, ben là, ça va être un autre problème, ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire en année 3 si on voit ça? Ben là, on va mettre des caméras, avec ton code QR, puis on va l'associer à ton visage pour que tu sais, code QR, on sache que c'est toi aussi, là. T'imagines-tu? Fait que ça devient un contrôle total. Puis ça, on veut pas ça. On veut pas un contrôle de la population, là, pour taxer, tu sais. Ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont, comme lui, M. Valiquette, lui, il voit ça juste, là, pratico-pratique. C'est tout. Il voit ça, là, il voit pas que ça brime la liberté. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que c'est la liberté. Il est né libre. Alors, nous autres, là, les Québécois, les Canadiens, la liberté, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on n'a aucun respect pour ça, là. Parce qu'on l'a. On n'a pas travaillé pour nous autres. Si on regarde des livres d'histoire, on comprend là, qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait la liberté qu'on a là. C'est comme un peu abstrait d'une certaine façon. T'sais. Parce que nous autres, on a notre liberté, puis ça vient de finir. Là. Puis d'arriver, puis de présenter une pause, il y a bien des gens qui ne voient pas vraiment ce que ça leur empêche dans leur liberté. Un peu comme la petite grenouille qui voit là, dans le fond de l'eau que l'eau commence à chauffer un petit peu. Mais gars, je suis juste bien. Ça ne change pas grand-chose là, pour l'instant. Ils ne voient pas le problème, éventuellement, le gros problème que ça peut apporter. Puis tu as des gens, comme là, madame, comment elle s'appelle, Mme Thériault, on va voir Mme Chanie Thériault, a dit, parce que vos droits de libre circulation sont menacés par la nouvelle loi. Ça, c'est les notes que je me suis mis. Le maire est très confortable de prendre un risque, de se faire attaquer en cause. Ça, c'est assez pour la passe archipel. Parce que vraiment, ça vient à l'encontre de l'article 6 des chartes des libertés. Là. Ça, c'est clair comme d'eau de roche. OK? Fait que si tu fais une loi comme ça en tant que maire, c'est sûr que tu t'es dit, OK, quand on va m'attaquer, ça va être quoi ma défense? T'sais? Puis là, il pose la question, puis il n'y en a pas de défense, dans le fond. Lui, c'est comme, gars, quand ça arrivera, on verra. On verra quand ça arrivera. Tu sais, tu dis pas, quand je saute de l'avion avec un parachute, là, ce qu'il est installé comme on verra, là, quand je viendrai pour tirer sur le fil, ouais, s'il ouvre, là, tu sais. Non, habituellement, tu as fait des tests, puis tu sais, là, que tu sais exactement à quel moment que tu vas ouvrir le parachute, là. Tu n'attendras pas, là, de voir en pleine. Parce que si tu fais ça, puis là, tu t'en vas en cours, ça va coûter cher, ça, là. D'aller dans les hautes instances. Fait que là, c'est là qu'on se demande à quel point il est appuyé, ce maire-là. Parce que c'est ça qui me vient à l'esprit, là. Si lui, tout seul, avec sa petite administration, il s'en va au front comme ça, puis il n'est pas appuyé par le fédéral ou le provincial ou quoi que ce soit, bien, c'est un méchant gambler. Écoutons ça, premièrement, là. Vous le niez pas non plus, puis en disant on va prendre une chance, ça peut sonner Paris. Madame Thériault, non. Ça peut sonner Paris quand même. Madame Thériault, non. C'est un gambler. On est très confortable. Non, arrêtez, là. C'est comme ça que ça sonne. C'est comme ça que les gens le perçoivent. Madame Thériault, écoutez, je pense pas qu'on est à risque avec ça. Je vous explique qu'il y a une loi provinciale qui donne aux villes de tels pouvoirs. Il y a d'autres villes qui l'ont essayé. Ce sont des nouveaux pouvoirs. Faut qu'on y aille. On a fait nos devoirs en préparation puis dans l'élaboration de la passe archipel. Et moi, je suis persuadé et convaincu qu'on est tout à fait solide juridiquement dans la forme qu'on a adoptée pour l'application de cette redevance-là. Maintenant, si vous permettez, je vais prendre la question de madame qui attend derrière vous. Oui, certainement. Merci. Es-tu fine? Es-tu cute? Ça, c'est Chanie. Je sais pas quel âge qu'elle a. Écoute, elle doit être dans la vingtaine, là. Elle est une petite fille. Mais elle parle pas comme une petite fille, là. Puis elle est posée, elle est calme, elle est très respectueuse. Plus que lui, là. Bien plus que lui. Par sa présence, puis par ses questions, puis par son attitude, elle le fait passer pour vraiment un ostrogo, là. Quelque chose de pas beau. Mais là, tu as vu, là, lui, il est tout à fait... il pense qu'il est sûr de lui. Il pense, là, qu'il n'y aura pas de problème. Là. Il a checké ça, là. Il y a des avis juridiques. Puis il ne veut pas y donner, en plus de ça, ces avis juridiques. Fait que, tu sais, elle dit, là, on s'en va... elle va le dire plus tôt. Moi, je vais l'essayer de dire tantôt. Là, elle va dire qu'on s'en va direct dans un iceberg, là. Mais avant ça,
elle va lui dire, ça va être quoi la défense de la ville si on nous attaque sur l'article 6 de la Constitution? Puis là, il va dire, écoute, ben là, quand on sera rendu là, s'il vous plaît, suivant, il ne veut pas parler de ça. Il ne veut même pas parler de ça. Puis pourtant, un conseil de ville comme ça on est dans la place pour parler de ça. C'est des hypothèses, là. C'est pas s'il y a une invasion d'abeilles, là. C'est quelque chose de plausible, de tout à fait possible, là. Puis honnêtement, j'espère qu'il va arriver, là. Tu sais, je parle dans le fond, ce qu'on parle ici, ce serait une intention collective, là. Tu sais, il faudrait qu'il y ait, je cherche le mot, là, c'est... pas une intention, c'est un recours collectif. Je cherche un recours. Un recours collectif contre ce maire-là, contre cette loi-là, contre cette passe archipel. Ça se peut pas que ça arrive pas. Puis lui, il nous dit que si ça arrive, comme si, là, écoute, c'est quelque chose de super hypothétique, ce que tu dis là. Pas sûr, moi. Si une personne choisit délibérément donc de ne pas s'acquitter de cette charge-là en justice, là, devant les tribunaux, c'est sa défense, disons, pas en raison de son coût, mais en se prévalant de la Constitution canadienne, plus précisément de la liberté de circulation, telle que définie dans l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est quoi la réponse ou la défense de la municipalité face à une telle impasse en justice, si ça arrive? Et c'est-tu brillant ce qu'elle dit, là? Je veux dire, c'est-tu... J'espère qu'il s'est posé la question, puis qu'il y a une réponse merveilleuse à y donner, là. Hein? Tu sais, une petite fille de même qui arrive qui dit une affaire comme ça, puis toi, tu réponds quoi? On va voir au moment où ça va arriver, si jamais ça arrive, l'argument constitutionnel. L'argument constitutionnel. Si vous permettez, Mme Thériault, je vais prendre la question de M. Poirier derrière vous, qui attend quand même depuis quelques instants. Le gars, il dit, hey, je suis pas pressé. C'est bon, on se reparle tout à l'heure. À très bientôt. Merci. À très bientôt, qu'il dit. Écoute, le gars qui suit, tu l'entends, je l'ai marqué, tu le vois. Il dit, je suis pas pressé, là, finissez, là, c'est intéressant, on veut savoir, là. T'sais. Puis le monsieur, après ça, il dit, j'aime pas ça, votre petit jeu, là. Parce que là, comment ça marche, c'est que là, quand il est pas content, le maire, ben là, il dit, OK, suivant. Fait que là, elle se retourne en ligne, puis elle va revenir. Puis le règlement dit que tu as le droit à 3 minutes. Puis là, puis même qu'il a dit au monsieur, là, on le verra pas, là, qui est louche là-dessus, là, il respecte pas ça parfaitement, mais quand même, là, il s'en sert quand ça lui tente. Quand ça fait son affaire, ça peut être plus long. Quand ça fait moins son affaire, il peut t'écouter ça. Mais tu peux revenir après à la charge. Fait que c'est ça. C'est plate parce que là, on a une conversation. Puis au lieu de vider la question, ben là, tu es obligé de retourner en arrière. Ben lui, ça lui donne du temps à réfléchir. Ça veut dire que tu n'as pas réfléchi à la patente. La question qu'elle a posée, là, un maire préparé, il aurait dit « Merci pour la question. Écoute, c'est très important ce que tu amènes ici. C'est sûr que nous autres, c'est un enjeu. On sait que là, Parce que lui, il dit « On a des pouvoirs exceptionnels, là, maintenant, Mme Thériault, là. Oui, mais tu as un pouvoir de taxation. Quand tu n'es pas plus brillant que ça, c'est-à-dire que tu fais en sorte que tu te sers de ton pouvoir de taxation pour, par la bande, brimer les droits fondamentaux de tes citoyens, de tes propres citoyens, bien là, tu sais que ta taxe n'est pas bonne. Tu sais que c'est pas... Ah non, c'est pas ça. Qui veulent taxer, lui, bon, regarde. C'est assez risque et péril, là. Si tu taxes trop, il n'y a plus personne qui va aller sur ton île. Bon, c'est un risque qu'il prend. Mais s'il veut taxer, puis les gens sont prêts à les payer pour ça, regarde. Encore là. Ça se discute, c'est un autre sujet, là. T'sais? Le problème ici, c'est qu'il met à mal cet article-là. Fait que là, c'est des droits fondamentaux de la population. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Pour aller chercher une taxe, là, pour gérer des poubelles. mais pour n'importe quoi. Que ce soit pour... Écoute, puis là, on a compris. En tout cas, je vais en parler tantôt. Quand on va voir M. Arsenault, le député de la place, qu'est-ce qu'il en pense. On va voir ça tantôt. Juste finir avec Chani, Thériault. Elle va revenir après. Puis là, elle vaut bien qu'elle n'a pas de réponse à ces questions, fait qu'elle va y faire des commentaires. Donc, j'ai posé mes questions. Mm-hmm. Puis, je trouve qu'il y en a plusieurs que, avec tout le respect que je vous dois, que vous ne semblez pas avoir réussi à approfondir. Mm-hmm. Je trouve que ça manque de sérieux jusqu'à un certain point.
C'est un avis personnel. C'est un avis personnel, jusqu'à un certain point. Je vous remercie de votre avis personnel. J'en prends note. Parfait. Avez-vous une question? Dégagé. Dernier commentaire. Bon, avec ce que j'ai reçu comme réponse, comme partie de réponse, ma vision demeure inchangée, voire aggravée. Puis je pense qu'on fonce tout droit vers un iceberg. Oui, merci. Ben, merci. Il n'y a pas de problème. On prend le commentaire en note. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Hey! Puis il rit, là. Il regarde ses conseillers. Ben là, OK, là, ben c'est beau. Regarde, on y va, Lynn, nous autres. C'est tout. Peu importe ce que tu dirais, même si c'est quelque chose d'intelligent, puis tu nous avertis déjà qu'on va foncer droit dans un mur, puis tout le kit. C'est beau, on va foncer dans le mur, puis on va voir là s'il reste des survivants. C'est tout. Il y a plein de villes qui attendent ça, là, savoir comment ça va marcher notre affaire. On est en mission, pas juste d'aller chercher une taxe, mais on est en mission aussi de savoir à quel point qu'on peut contraindre les gens, contrôler les populations, puis s'en servir pour taxer en plus. Hey, c'est pas beau ça. Écoute, imagines-tu là, tout ce qu'on va pouvoir faire avec des contrôles de population comme ça? Ça n'a plus de limite, là. Il n'y a plus de limite. OK? C'est clair. Fait que la controverse des îles, s'identifier pour quitter sa ville, tu sais, c'est ça, la controverse. Elle est là. C'est pas la taxe, même si c'est discutable, là, cette taxe-là, OK, de 30$. Comme je te dis, ils viennent dépenser, tu sais, ils viennent garnir les coffres, veut pas, de cette ville-là, là. Puis elle, là, c'est Chani, elle est propriétaire d'une auberge. C'est pour ça qu'elle a tout intérêt à ce que les touristes continuent à venir sur son île, là. Fait que c'est ça qui la dérange. Elle voit, en plus là, de voir qu'il brime un article là, fondamental des droits et libertés, elle voit que ça peut être un frein aussi à ce que les touristes viennent dans son auberge. Tu comprends? C'est un entrepreneur, elle, là, en plus de ça, là, elle est fantastique. Puis là, elle a donné une entrevue, on va la voir, son entrevue, à M. Zappa de TVA, qui a l'air à comprendre là, l'enjeu, là, OK? Écoute-la, là, comment est-ce qu'elle a de la verve, vraiment, là, elle est très impressionnante. Elle m'impressionne beaucoup, franchement. Hey, merci, David! Je vais te mettre, hein? Merci beaucoup. Écoute ça. Maintenant, on vous a déjà parlé du projet des îles de la Madeleine de taxer les touristes. Hein? Ça va coûter 30$. Je ne sais pas si vous avez lu la chronique du camarade Patrick Lagacé ce matin, parce que le projet des îles ne s'arrête pas là. Tous les résidents de l'endroit vont devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de leur municipalité. Bref, ce que veut le maire des îles de la Madeleine, c'est contrôler les allées et venues de ses citoyens et charger une taxe aux touristes. Imaginez si toutes les municipalités faisaient la même chose. Hein? Vous sortez de Rimouski, vous devez présenter un code QR ou encore un permis de conduire, une preuve de résidence. Vous sortez de Laval ou de Montréal, montrez vos papiers. Comprenez que cette mesure-là soulève de la grogne et de l'inquiétude chez plusieurs citoyens aux îles. Ouais. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour entrer aux îles de la Madeleine? Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. OK. Que pour les visiteurs ou... Bon, donc les Madelinots, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité avec une adresse aux îles, il n'y a pas de problème. OK, ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. Probablement la première fois. Et notre invitée ce soir, Chani Thériault, elle est copropriétaire de l'Auberge du Village. C'est aux îles de la Madeleine. Madame Thériault, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Zappa. Merci de me recevoir. Vous y étiez à ce conseil municipal il y a quelques jours pour contester cette mesure. Vous avez pris la parole. Qu'est-ce que vous avez dit au maire Antonin Valiquette lors de cette séance du conseil? Eh bien, je lui ai fait remarquer plusieurs points, surtout en ce qui concerne la liberté de circulation. C'est quoi l'entrave à la liberté de circulation que la mesure cause? Il y a plusieurs points, il y a plusieurs questions que je n'ai pas eu de réponse suffisamment satisfaisante. Je trouve que le Conseil n'a pas toutes les réponses aux questions que la mesure soulève, ça c'est évident. Et là, on vous voit justement, on vous voit poser une question. On a annoncé que les citoyens des îles allaient être contrôlés à la sortie de la municipalité. Et là, si je comprends bien, si vous refusez, par exemple, de montrer votre permis de conduire en disant « je sors de la municipalité », bien, vous allez recevoir une amende. Oui, eh bien, il y a une menace de procédure, en fait, de frais juridiques
si un citoyen refuse de s'identifier à la sortie, une vérification qui serait faite par un agent de vérification, à ce qu'on sait. Mais c'est du jamais vu, là, de devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de sa propre municipalité au Québec et au Canada. Bon, pour les gens ayant une résidence aux îles, c'est totalement aberrant, là, à mon avis, de devoir présenter cette preuve de résidence-là. On a invité le maire des îles à venir s'expliquer et à nous expliquer le raisonnement, mais il ne voulait pas venir ce soir. Je tiens à le préciser. Et je me demande, vous qui êtes aux îles, comment les gens réagissent de se sentir ainsi contrôlés, de savoir que finalement l'hôtel de ville va pouvoir savoir quand est-ce qu'ils sortent ou encore peut-être quand est-ce qu'ils reviennent? Eh bien, t'imagines-tu, là? En plus de présenter ton papier, là, ben là, on va noter, là. M. Jasper est sorti de l'île à 22h43. Vous allez où, donc? Vous allez où, va-t-on? Dans les pétés dans les fleurs. C'est l'enfer, moi. OK, on va commencer. On est allé 1. C'est vrai, l'année 1. OK, vous êtes sortis à tout à l'heure. Aïe, aïe, mon Dieu. Le débat a pris de l'ampleur. Le débat est sorti des îles, heureusement. Je pense que c'est un débat que tous les Québécois et tous les Canadiens devraient prendre part parce que la municipalité des îles n'est pas différente juridiquement d'une autre municipalité au Québec, hein, qui ont toutes leurs propres défis budgétaires. Personne n'a envie, comme vous avez dit, de devoir payer pour circuler entre Montréal et Québec d'ici quelques années. Bon, puis si la passe archipel passe le test des tribunaux ici, ça crée un grave précédent qui permettrait peut-être éventuellement à toutes les municipalités d'utiliser cette fantastique création. Puis la grogne se fait ressentir, évidemment, surtout que je veux préciser qu'il n'y a eu aucune consultation publique sur le sujet avant de passer le règlement. Donc, les gens doivent inévitablement trouver un moyen d'exprimer leur colère et leur opposition. Ça se fait parfois par le moyen des médias sociaux, bien évidemment. J'appellerais tout le monde à rester dans un débat d'idées et non de sombrer dans des attaques personnelles, mais c'est certain que les gens vont trouver un moyen de s'exprimer si la municipalité ne leur donne pas le moyen de le faire. Ce que dit... Pourquoi s'identifier pour quitter sa ville, tu demandes? C'est parce que toi, tu n'as pas à payer la taxe vu que tu es un résident. Fait que si tu es un touriste, tu as ton code QR. Tu l'as acheté, ou bien il va dire avez-vous votre code QR? Tu vas dire non. Ben là, c'est une taxe, ça. Pour sortir de titre, il faut payer la taxe. Ah ouais? Là, c'est une claque de gueule là, en partant si tu ne le savais pas. Si tu savais, tu peux l'acheter d'avance. À partir du 1er mai, il va y avoir un site web que le touriste, il va acheter déjà d'avance. Là, il sait bien que s'il va aux îles de la Madeleine, il faut bien qu'il ressorte. Fait qu'il il prend son code QR pour ressortir. C'est-à-dire, donc, quand on dit code QR, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, parce qu'on se comprend. Mais en fait, c'est une preuve comme quoi j'ai payé ma taxe. Fait que quand tu vas sortir de là, toi, en tant que touriste, tu vas avoir ta preuve, sinon, tu vas la payer sur place. Mais si tu es un résident, tu vas dire, non, moi, je suis un résident, je ne paye pas la taxe, moi, pour sortir du site. Ah, il va dire, OK, prouve-moi que tu es un résident. C'est pour ça qu'il faut qu'il sorte ses papiers, juste pour prouver qu'il est un résident. Sinon, il paye la taxe. Il fait son niaiseux. Ça, il tente, là. Il paye 30$, puis il ne montre pas ses papiers. Il paye 30$, puis ding, il se fait passer pour un touriste. S'il voudrait, mettons. Il pourrait. La ville, il n'y a pas de problème. Là. Si tu payes 30$ à chaque fois que tu sors du site, il n'y a pas de trouble. Là. Mais les gens, c'est des résidents, ils ne veulent pas payer ça. Mais pour sortir, ils vont être obligés de prouver que ce n'est pas des touristes là, qui partent avec sans payer sa taxe. Tu comprends? C'est ça. Le maire des îles, c'est qu'il y avait besoin du 30$ par touriste pour combler un manque à gagner, pour financer notamment la collecte des ordures. Mais ça amène autre chose, ça amène le contrôle des citoyens. Avez-vous l'impression qu'avec une telle mesure, on replonge dans le livre 1984 de George Orwell? Ah, certainement, pour moi, c'est dystopique de devoir s'identifier comme ça pour se déplacer, surtout que je l'ai entendu souvent faire la comparaison avec le pont de la Confédération. Oui. Juridiquement, c'est incomparable. Là. On paye pour une infrastructure quand on circule sur le pont de la Confédération, tandis qu'ici, on essaye de charger aux gens pour circuler librement sur un territoire de leur propre pays. Donc, c'est du jamais vu à travers le monde. C'est une dérive totale. Puis en plus, j'aimerais bien que des avocats en droit constitutionnel se penchent sur la question parce que ça ne fonctionne pas. Là. C'est la question que j'allais vous lancer en terminant, Chanie Thériault. Vous êtes copropriétaire, je le rappelle, de l'Auberge du Village à Cap-aux-Meules, aux îles. Avez-vous l'intention d'intenter un recours juridique contre la municipalité, contre les îles, si le maire va toujours de l'avant avec cette mesure-là?
Eh bien, un recours collectif, il pourra y en avoir un coup qu'il y aura eu un dommage, donc un coup qu'il y aura eu une première amende pour une personne qui refuse de payer cette redevance. La municipalité des îles a déjà un recours sur le dos, un recours collectif sur le dos en raison des taxes municipales commerciales imposées aux personnes qui louent touristiques leur résidence. Ah ouais. Donc, déjà, là, les frais juridiques que ça pourrait en tenter, la municipalité ne semble pas avoir considéré, mais du tout, tous les frais que ça pourrait leur coûter supplémentaires. Puis ils nous disent qu'ils ont des avis juridiques solides, mais refusent de les fournir. Et la question, est-ce que ça causera un précédent? Est-ce que d'autres municipalités pourraient éventuellement imposer une taxe aux touristes qui arrivent et contrôler les citoyens, leurs propres citoyens qui sortent des municipalités? Effectivement, c'est un débat qui risque de faire jaser, pas seulement dans votre coin de pays, mais un peu partout. Chanie Thériault, je le rappelle, vous êtes aubergiste à Cap-aux-Meules et je vous remercie de nous avoir donné votre point de vue ce soir. D'accord, je voudrais passer. Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Bien entendu. Donc, je voudrais m'adresser, j'ai une question que j'ai envie de poser à Martin Danfous, qui est le président de l'Union des municipalités au Québec. Il a déclaré qu'il ne voyait aucun problème au niveau constitutionnel. Puis, je voudrais savoir quelles seront les recommandations de l'UMQ à son prochain congrès, par exemple à la Ville de Montréal pour le Vieux-Montréal ou à la Ville de Québec pour le Vieux-Québec. Allons-nous faire face au même type de mesures partout ailleurs au Québec sous les recommandations de l'UMQ, étant donné qu'il est en accord avec ça? Donc, j'aimerais qu'il réponde publiquement. Question fort pertinente, puisque l'UMQ a soutenu publiquement aujourd'hui l'initiative des îles. Ça nous donnera l'occasion d'inviter M. Danfous. Chanie Thériault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, M. Zappard. Au revoir. Merci. Donc là, tu vois un maire qui fait cette expérience-là, qui se sert de sa population comme cobaye. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, le président, ça veut dire que toutes les municipalités sont d'accord avec ça, parce que lui, comme je te dis, là, ça fait rêver, là. Ah, wow! S'il faut que ça passe là, tu peux, là après ça, là, ça va dépendre de toutes les régions, leur enjeu, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Là, c'est facile, c'est une île. Tu rentres soit par bateau, par avion, ou en kayak avec Céline, là, mais ça, c'est une autre histoire. Normalement, les gens arrivent là par bateau, puis là, quand ils quittent, ben, c'est ça. C'est par ces deux moyens-là. Donc, il faut que tu passes quelque part, là. C'est pas comme si tu t'en vas dans le champ, puis dans le chemin Roxham, puis là, tu passes d'un pays vers un autre, là. Tu peux pas faire ça aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que ça, c'est une configuration quand même unique versus, mettons, Repentigny-Terrebonne, là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, là, pour nous charger une taxe si on se déplace d'une place à l'autre, là. Aïe, aïe! C'est tout ça que ça met en lumière, là, cette problématique-là. C'est pour ça que c'est pas, quand on dit, c'est pas anodin, là. C'est pas quelque chose de c'est pas grave, là. Puis, quand ils sortent, ils vont juste monter leur papier, puis ils sortent. Puis, au moins, ils vont collecter toutes les 50 000, 60 000 personnes qui vont aller chercher le 30$. Cette manteau, il va acheter 30$, là, 50 000 fois à chaque été, par exemple. C'est du nouvel argent, là. Cet argent-là va servir à gérer des poubelles. Wow! C'est brillant, hein? C'est brillant. Fait que là, tu dis, OK, t'as le maire de la ville qui lui, il va all-in, même s'il bafoue un droit le plus fondamental, puis il n'y a aucun plan. C'est la journée qu'on va intenter un recours électif, là, on verra. Il va manger une volée. OK, on s'attend à ça. Mais ça va coûter cher à cette ville-là. C'est là que je me questionne. C'est qui l'appuie? C'est qui l'appuie, là? Est-ce que les autres municipalités, on ne sait pas, ils sont mis ensemble pour l'aider dans son recours, pour aller se défendre? Parce que c'est sûr que ça va arriver. Puis là, ça va coûter cher se défendre. Fait que là, ça va prendre des bons avocats et tout pour défendre cette ville-là, là. Ça peut coûter très cher. Donc, une petite ville comme ça, ils ont-ils les moyens vraiment de combattre un droit fondamental pour une taxe de poubelle? Je peux pas le croire, tu sais. Fait que c'est pour ça que je sais pas, là, je te dis ça, c'est sous toute réserve. Tu sais, j'ai pas de preuve comme quoi que ce soit le fédéral, parce que c'est le fédéral qui est le garant de cette loi-là. Je peux pas croire que c'est le fédéral qui pousse une municipalité à aller tester ses propres lois fondamentales. Ça me paraît... paraît pas d'allure. Est-ce que c'est le provincial là, qui aiderait cette municipalité-là? Ou l'UMQ, par exemple?
Ah, ça va avoir plus d'allure, parce que là, tu sais, il faut que tu regardes l'intérêt, tu suis de l'argent, là, puis ça va te donner des idées, tu sais. Fait que là, ici, puis on le voit, il vient de le dire, l'UMQ est d'accord avec ça. Fait que ça se peut fort bien qu'ils servent de cette municipalité-là, les Îles-de-la-Madeleine, pour pouvoir, après ça, quand ça va passer le test des tribunaux, mettons que ça passerait, être capable de pouvoir l'appliquer après ça dans toutes les sauces, là. Des affaires les plus aberrantes possibles, ça devient une jurisprudence. Après ça, il va faire quelque chose de pire, mais il va dire « Ouais, mais là, à l'Île-Madeleine, ils font ça, eux autres. Ouais, mais là, OK, est-ce que c'est la même chose? » Tu sais, c'est comme ça, une jurisprudence. Fait qu'est-ce que ça peut faire jurisprudence? Il faut que ça fasse jurisprudence dans le sens qu'on ne peut pas faire ça. Pas jurisprudence dans le sens qu'on peut faire ça. Ça, c'est bien important, OK, pour la suite des choses. Puis là, cette semaine, moi, bon, là, tu vois, OK, là, tu vois les résidents qui ne sont pas d'accord. Tu vois le maire qui c'est un ostrogoth, hein, qui va y aller all-in, pareil. L'UMQ qui décide qu'il l'appuie. Là, est-ce que M. Arsenault du Parti québécois, qui est le député des Îles-de-la-Madeleine, de cette région-là, est-ce que lui, il appuie ça, là? C'est un démocrate, là. Moi, c'est une personne que j'apprécie, là. C'est une personne qui est solide, qui s'exprime bien, qui est respectueuse, qui a des convictions. Tu sais, pour un politicien, là, je trouve que M. Arsenault, il fait très bien, là. Tu sais? Fait que là, j'avais hâte de savoir c'était quoi sa position dans cette histoire-là, finalement. Puis mercredi, imagine-toi donc, les journalistes, à son point de presse, on lui a posé la question. Puis écoute sa réponse. Payer 30$ ou payer 30$ pour aller aux îles, vous êtes dans quelle équipe? Quelle équipe? Écoutez, la première chose que je veux dire, c'est qu'actuellement, le conseil municipal fait face à une tempête importante. Je trouve ça disgracieux, les attaques personnelles, les insultes qu'on voit passer contre l'équipe de Valiquette et évidemment son conseil municipal. Je pense qu'il faut baisser le ton. Je pense également qu'il faut réinstaurer un dialogue et d'abord que ça se passe chez nous. Alors, moi, évidemment, je ne veux pas faire de l'ingérence, je ne veux pas jouer au beau-père dans les compétences municipales, mais j'appuie certainement le maire dans sa démarche pour pouvoir s'assurer qu'on ait des infrastructures récréo-touristiques de qualité, qu'on puisse partager la facture avec les gens qui viennent nous visiter et qui en profitent. Et là, le moyen qui est utilisé, c'est la redevance. Et la redevance de 30 $ à l'heure actuelle fait un débat surtout sur son application. Alors, moi, je pense que dans les modalités, on peut trouver une voie de passage. Hey! Fait qu'il a dit, il appuie le maire Valiquette. Il appuie la taxe de 30 $. Là, il dit ça, il y a un petit problème sur l'application. Il y a un gros problème sur l'application, énorme problème. Ça empêche d'être d'accord, ce problème-là, M. Arsenault. Tu sais, s'il avait dit, regarde, il a le droit de taxer, mais il ne peut pas bafouer les droits fondamentaux. Tu sais, si tu crées une taxe qui bafoue les droits fondamentaux, peut-être que là, c'est pas correct. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Dans ce sens-là, je ne l'appuie pas. Tu sais, j'appuie qu'il puisse taxer pour ses besoins de poubelle, mais pas en bafouant les droits et libertés fondamentales des Canadiens, des Québécois. T'sais, ça, là, il faudra qu'ils trouvent une autre façon d'aller chercher cette taxe-là sans bafouer les droits et libertés. C'est ce que c'est possible. Sûrement, là, hein? Hey, écoute bien, y a-tu besoin d'idées? On peut y en donner des idées, là, comment taxer les touristes qui vont venir sur ton île là, sans que tu sois obligé de bafouer les droits fondamentaux des citoyens, des résidents, de tes résidents, de ceux qui t'ont élu là. Puis avoir un respect pour ce qu'est la liberté. La liberté, là, c'est plus important que la vie. Ah ouais, ouais. Parce que si tu avais une vie, là, dans un geôlier attaché, enchaîné, là, tu vois que ta vie, là, elle vaut rien, là. Tu demandes au bon Dieu de venir te chercher à tous les jours, là, de mourir. Quand tu n'as pas ta liberté, tu es ostracisé. Là, je te parle, là, quand vraiment, tu n'as plus de liberté. Là. C'est là que tu te rends compte comment ce qui est important, la liberté. Mais quand tu as toute la liberté du monde, puis que toi, tu es né là-dedans, puis qu'on t'en enlève des miettes ici et là, tu vois pas de problème. C'est pour ça que ces gens-là, ils parlent comme ça. C'est qu'ils sont inconscients de l'importance qu'est la liberté. À quel point qu'il faut se battre mordicus pour pas jamais qu'on nous enlève un iota de liberté.
comprends? C'est là. Puis il continue, on lui pose encore des questions à M. Arsenault. Lui, il défend la loi, en plus, qui avait en plus de ça, quand il avait parlé de donner justement les pouvoirs aux municipalités de taxer leurs citoyens. Toutes les partis d'opposition se sont levées contre ça en disant que c'est ça. Vous pelletez vos responsabilités dans les municipalités, hein, parce que vous n'êtes pas capable. Donc, parce que la CAQ a dit on ne taxera pas. Non. Tu sais, Al Pacino, il a fait ça avec son beau-frère. Il avait dit non, je te tuerai pas. Non, je te jure. Là. Fais juste m'avouer là, que c'est toi qui a vendu mon frère. Là, juste. Oh, mais tu vas me tuer. Je te jure, oui, je te tuerai pas. OK, fait que là, il dit OK, je te tuerai pas. Tony! C'est un peu la même chose, là. Tu sais, la CAQ ne taxe pas, non, mais elle donne le pouvoir aux municipalités de nous surtaxer, là. Puis là, lui, M. Arsenault, il va venir défendre ça tout d'un coup, là. Bizarre, ça. Est-ce que la redevance, c'est le bon moyen, selon vous, pour la municipalité devrait penser à d'autres moyens? Écoutez, c'est le moyen qu'a mis en place le gouvernement du Québec en 2017 pour que les municipalités puissent trouver de nouvelles sources de revenus pour assumer leurs responsabilités. Alors, le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine veut se servir de cet outil-là et c'est tout à fait légitime de le faire. Quant à l'application, évidemment, il y a encore des choses à définir, puis on fait preuve d'ouverture au conseil municipal pour pouvoir trouver la meilleure façon de faire contribuer ceux qui en profitent. Il n'y a pas de misère à taxer la population, là. En plus, là, il défend ce que le gouvernement a fait, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux municipalités de taxer leurs citoyens. Tu sais, il ne se rend pas compte là, qu'en faisant ça, tu as des municipalités que les gens qui ont des maisons là, ils ne pourront plus rester là éventuellement, tellement ça va leur coûter cher. Ils vont être obligés de quitter. Tu sais, ça va devenir des places là, de riches. Tu sais, des gens juste bien nantis qui vont pouvoir rester dans des belles régions, par exemple. Le commun des mortels, le petit peuple, là, tu vas être obligé de déménager de là pour aller dans un grand centre, là, dans un appartement, quelque chose là, qui ressemble à toutes les autres. Là. Hein? Fait qu'il défend cette loi-là, qui est, franchement, là, c'est le début de la fin pour les régions. Puis le fait qu'on invente une autre taxe, là, parce que les Québécois, on est surtaxés, je te le fais remarquer, là. T'sais, on est vraiment, là, au lieu de parler d'entrepreneuriat, de bonnes idées pour générer des fonds, générer du capital, par quelque chose de positif, là, on y va avec des taxes. Ça manque d'imagination. Il va dire, c'est le fait que les citoyens ne peuvent pas sortir de l'île, dans le fond, librement, parce que là, c'est ça qu'il lui, il ne vaut pas de problème. Là. Il dit que, tu vas l'entendre, là, il patine, là. Il ne te le dit pas comme ça, là. C'est plus important de taxer que la libre circulation des citoyens. Mais la libre circulation des citoyens, puis le fait qu'ils vont monter leur papier, ça n'a pas vraiment, là, pour lui, là. C'est plus important de pouvoir taxer pour être capable au maire de gérer ses poubelles. Les Québécois pour accéder à leur territoire, faire payer les Québécois pour accéder à leur propre territoire, c'est pas quelque chose qui est contre nature? En fait, le principe, c'est pas pour accéder au territoire, c'est pour contribuer aux infrastructures municipales qui profitent aux visiteurs. C'est pas un droit d'entrée, c'est une redevance pour contribuer, pour ceux qui ne sont pas les payeurs de taxes, aux services qui sont offerts aux visiteurs pendant l'été. Il y a une situation particulière, c'est une île. Alors, si tu accèdes à l'île, tu es obligé de payer la redevance. Ouais. Alors que si je veux aller, par exemple, à Percé, ben il n'y aura pas une barrière à Percé où on va m'obliger à donner 30$ pour aller, je sais pas, moi, prendre une bière. Oui, mais il n'y aura pas de barrière dans une ouverte. Non, ça, c'était à Mont-Louis. C'est à Mont-Louis. Mais je comprends. Mais c'est un phénomène qui est... en fait, c'est un outil qui est nouveau. Et à ce que je sache, la ministre Laforêt a dit, mais effectivement, c'est tout à fait à la portée de la municipalité d'utiliser un outil qui lui appartient à la redevance. Ailleurs, dans des endroits fortement achalandés sur le plan touristique, on a mis en place des moyens. Et puis, il y a toutes les indications que la municipalité, à la fois le mandat démocratique, l'outil réglementaire et la légitimité d'aller de l'avant. Alors... La légitimité de l'aller de l'avant, parce qu'il a le droit de taxer. Puis,
il occulte complètement, là, tu le vois là, le fait que les citoyens, les résidents devront présenter des papiers, qu'ils seront plus libres de pouvoir circuler comme ils veulent, de sortir de leur île sans montrer des papiers sous peine d'une amende de 1 000 $. Il occulte ça, il ne parle pas de ça, ça n'existe pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Il ne voit pas le problème. Il voit pas le problème. Moi, je vois un gros problème, là. Un énorme problème. Puis, tu sais, le maire, quand il disait, là, puis elle l'a dit, Mme Thériault, chez Annie Thériault, tu sais, qu'une infrastructure comme un pont, un payage, par exemple, ou si tu payes pour une infrastructure, un service, là, ou, tu sais, je sais pas, moi, tu payes pour l'autobus, là, ça n'a rien à voir, là. Absolument, absolument rien à voir. Là, on parle de pouvoir circuler librement. Puis de transformer ta région, en plus de ça, en genre de safari, là, tu sais. T'as un zoo de Granby, là. Non, mais je vis là, moi, c'est dans ma région, là, c'est pas, je comprends que c'est super beau, qu'il y a plein de touristes qui viennent ici, mais moi, je suis un résident de la place, là. Je suis pas une bête de foire, là. Pas vrai? Fait que les gens qui viennent dans ma région, eux autres, ils payent une taxe pour sortir, tandis que moi, ben là, il faut que je prouve juste que je suis un résident pour pouvoir sortir, puis je peux sortir. Puis ça, c'est parce que la ville, il va te dire, M. Arsenault, dernière capsule là-dessus, que la ville a besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Vous avez déjà été maire. Est-ce que cette question-là avait déjà été évoquée à votre époque? Oui. En fait, à l'époque, vous vous souviendrez que le gouvernement du Québec avait mis à la disposition des municipalités, des régions touristiques, la possibilité d'appliquer une taxe touristique. 3,5 %, c'était à la nuitée. Et aux Îles-de-la-Madeleine, il y avait eu ce débat-là, à savoir, bon, il y a des gens qui ne vont pas dans les hôtels nécessairement, il y a des résidences de tourisme qui ne facturent pas nécessairement de la même façon les terrains de camping et tout ça. Et l'idée avait été évoquée d'avoir une carte d'entrée ou une carte touristique pour l'ensemble des gens qui venaient. Ce débat-là a duré pendant 3 ans et ensuite on a écarté ce moyen-là parce que c'était justement extrêmement difficile de l'appliquer et de le mettre en œuvre et de s'entendre là-dessus. Mais il n'y avait pas la disposition réglementaire qui a été adoptée en 2017 par la suite. Alors là, le débat reprend parce qu'il y a un outil à la disposition des municipalités. On veut s'en servir. Et je pense qu'il est légitime pour la municipalité de trouver des moyens de faire face à ces coûts importants pour les infrastructures écotouristiques, pour la gestion des matières résiduelles et pour l'aménagement d'un parc régional dont tout le monde va pouvoir bénéficier. Hey! Tout ce qu'il dit, on a pensé à quelque chose pour une taxe touriste, mais là, tu as des gens, s'ils vont pas dans les auberges, ils vont pas dans les restaurants, il s'en vient voir de sa famille, il s'en vient camper là. Lui, il va passer en les mailles du filet, tu sais. Ben oui, puis c'est correct. J'aime mieux ça que s'assurer là qu'il n'y en a pas un qui passe dans les mailles du filet, puis là, pour ça, ben là, il faut brimer les droits fondamentaux des résidents. Tu sais, moi, à partir du moment que si tu fais une loi qui vient brimer les droits, la liberté des gens, c'est pas une bonne loi. Tu sais? Puis là, quand je l'ai écouté mercredi, là, on dirait que ça m'a popé, là. Je me dis, c'est comme j'ai compris. Tu sais, la façon, tu sais, qu'ils ont tellement pas de respect pour la liberté, tu sais, pour gérer des poubelles. Ils sont prêts à brimer les droits les plus fondamentaux pour gérer des poubelles. Fait qu'imagine-toi s'il y a des scientifiques qui disent, là, hey, on va brimer la liberté de tous et chacun pour sauver des vies. Hey! Toutes les raisons sont bonnes, en fait, pour brimer les libertés, nos droits les plus fondamentaux. Tu sais, ce qui fait quand nous autres, ici au Canada, on est différents de tout ça. Écoute, ce qu'on vit, là, nous autres, les droits et libertés, là, je comprends que tout, c'est naturel, puis c'est acquis, puis ça vaut rien, là, tellement que c'est acquis, là. Mais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup de peuple qui a eu droit à ça. Quand tu regardes l'histoire, là, toutes les populations ont toujours été ostracisées, contrôlées le plus possible. Là. Puis il n'y avait pas de la technologie pour le faire. Aujourd'hui, avec la technologie, ça devient encore beaucoup plus facile de pouvoir contrôler. Fait que là, nos droits et libertés viennent
empêcher ça, là, cette chose-là, de contrôler les populations de façon super efficace puis facile. C'est pour ça qu'ils s'essayent de partout des bords, tous les moyens, puis nous autres, il faut absolument tenir mordicus à nos droits les plus fondamentaux, puis ne pas permettre d'en perdre un iota, je te rappelle, là. C'est bien important. Puis ces gens-là, ça m'écoeure de voir M. Arsenault comme ça, qui est un député. Un député, c'est quoi un député? À part te représenter, toi, là, la population, c'est le garant de nos droits et libertés, de nos droits les plus fondamentaux. C'est le garant. Lui, là, il n'est pas là pour venir brimer ça, il est là pour venir consolider nos acquis dans ce sens-là. En partant, là. C'est ça, son premier mandat pour moi, un politicien. T'sais? Fait que quand il vient nous parler, là, on a besoin d'argent, là. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est trop cher payé. Ton argent, là, ça le vaut pas. Ça le vaut pas. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Laurence, elle me dit... Ah, un peu. Laurence, ça va plus vite. Tu trouves que oui? Ben, j'espère que je t'ai fait un topo, là. On a vu le maire Valiquette, on a vu des citoyens, on a vu aussi même le député de la place, là. Là, tu comprends, j'espère, l'enjeu que là. T'sais? C'est pas une question de code QR, là. Le code QR, là, dans le cas qui nous occupe, c'est juste une preuve, là, c'est juste une preuve comme quoi tu as payé, c'est tout, là, comme si tu achetais un billet de spectacle, t'sais. L'enjeu, c'est que les résidents, je te le rappelle, ils ne peuvent pas sortir de là sans prouver qu'ils sont résidents. Fait qu'éventuellement, dans l'année 2, l'année 3, ben là, ils vont dire, OK, au lieu de montrer vos papiers, on va vous faire une passe illimitée. Tu sais, genre, là, on va donner, donc, tu es résident ici, tu reçois ton code QR à toi. Fait que toi, tu peux sortir, tu as déjà fait ding, puis tu sors. Il n'y a pas de chichi. Comme c'est le métro. C'est quoi le problème, dans le fond? Tu sais, quelqu'un qui n'a pas la conscience de la liberté, de l'importance que ça a, la liberté, là, il ne voit pas vraiment de problème. C'est pour ça que les Québécois, vu qu'ils sont nés dans la liberté et qu'ils n'ont aucun respect pour ça, finalement, vu que c'est tellement acquis, qu'ils ne voient pas là, le mal d'arriver et juste présenter un petit code QR là, pour pouvoir passer. C'est tout. Ting! Dans le fond, quand tu y penses demain, pourquoi tu chiales le nez? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, tu penses, Simon, que c'est le plan appliqué à des villes à 15 minutes? Parce que, ouais, tu sais, le plan 2030, là, qui veulent le plus possible rassembler la population dans... des concentrer les populations pour pas qu'on s'étale sur le territoire, puis en s'étalant sur le territoire, ben, ça prend plus de routes, ça pollue plus, bon, tout ce que ça engendre, les services, entre autres. Si on peut avoir, si tout le monde serait à Montréal, bien là, les meilleurs médecins, tous les médecins seraient à Montréal. On a beaucoup de difficultés, par exemple, là, à aller dans les régions, à avoir des bons docteurs. Il y a des places là, qui sont en train de fermer, là, la radiologie, par exemple. Ben, oui, on ferme ça. On n'a plus de médecins pour... on n'a plus des techniques, les techniciens pour faire marcher ces appareils-là. Fait qu'on est obligé de fermer le service. Même si on a investi énormément d'argent pour que les appareils qui sont là, ça prend des personnes pour les utiliser. Puis t'as même plus personne qui veut aller travailler dans ces places-là. Hey! Fait que c'est pour ça que là, si on rassemble tout le monde à la même place. Mais toi, tu trouves ça correct pour aller chercher une taxe? Ben, on demande aux citoyens de s'identifier pour sortir, puis c'est tout. Il y a juste à s'identifier, finalement. Hein? Hey! On va en reparler, ça c'est certain. Écoute, je veux juste m'assurer que tu as vraiment bien compris l'enjeu, puis c'est quoi le problème, en fait. OK? Puis tu comprends qu'on va en reparler parce que c'est pas fini, ça, là. Ça commence le 1er mai, je te rappelle, c'est cette semaine. Fait que j'ai bien hâte de voir s'ils vont pas reculer tout de suite ou si immédiatement, la première chose qu'on va savoir, c'est qu'une personne de l'île va essayer de sortir le 1er. Ben, c'est ça que je ferais, moi. J'essaie de sortir, il va dire, ah, hop. Madame Bourgeois, si elle connaît, c'était en plus. Madame Bourgeois, vos papiers. Ouais.
Pourquoi? Ben, pour voir si vous êtes une résidente. Quoi, tu sais pas, je suis une résidente. Mon tabaslac. Alors, on a besoin de voir ça, là. Non, je veux pas. Ah, vous voulez pas? Parfait. Vous donnez une contravention de 1 000 $. Puis là, elle, c'est ça. C'est son dommage. Puis là, à partir de ça, ben, on part un recours collectif. Puis après moi, ça va se faire, là. J'espère qu'on va en parler la semaine prochaine. Éric Lefebvre, là, on passe ailleurs complètement. Éric Lefebvre, tu sais, c'est le whip de la CAQ, l'ancien whip de la CAQ, parce que là, lui s'en va avec Poilievre, là. Puis il reste député indépendant. Je pense qu'il est dans Beauce, lui. Beauce-Sud, Beauce-Nord, Beauce-Sud. Fait que lui, il a le salaire de député provincial, quand même, 130 000 $ par année. Bon, je te dis pas qu'il ne va pas recevoir ses compatriotes, là, ses camarades, pour écouter leurs doléances, puis essayer de régler leurs problèmes en tant que député. Mais je veux dire, lui, toutes ses pensées, ses activités qu'il va faire les fins de semaine et tout, ça va être pour se faire aider au fédéral. Tu comprends? C'est ça. Puis on a compris, puis les autres oppositions aussi ont saisi que lui, il ne peut pas se rendre jusqu'à la fin de son mandat, là, parce que, inévitablement, il va y avoir des élections fédérales avant les élections provinciales. Puis s'il se présente, tu sais, là, officiellement, là, on sait qu'il va se présenter, mais c'est pas parti encore les élections. Donc, tant que c'est pas parti, c'est pas parti. Mais la journée qu'on partira les élections, puis que lui, il va se présenter pour le Parti conservateur du Canada, bien là, il n'aura pas le choix de démissionner en tant que député du Québec. Donc là, on va avoir un comté, pas de député. Puis ça, bien là, il faut faire une partielle. Puis une partielle, bien, ça coûte 600 000 $. C'est pas lui qui va payer ça, là. C'est moi plutôt qui va payer ça encore, là. Tu sais, s'ils veulent, là, fond, les conservateurs, à ce point-là, ben, ils ont du cash, là, qu'ils le payent. Qu'ils payent là, 600 000 là, pour avoir ce député-là dans leur rang, là. Pas vrai? Ça pourrait être ça. Tuteurs payeurs qui n'arrêtent pas de dire, là, ah, c'est ça, c'est le temps. Quand c'est pour la population, c'est facile, mais quand c'est pour eux autres, là, ben, regarde, c'est des lois, c'est des règles. On respecte les règles. L'enfer. Fait que cette semaine, on a posé la question aux 3 partis d'opposition, QS, QS, Parti libéral, puis le PQ. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, il dit que, bon, il dit que c'est moral. Est-ce que c'est moral que, en fait, M. Lefebvre continue d'être député, demande un journaliste à M. Gabriel Nadeau-Dubois. Lefebvre qui va continuer à profiter de son salaire de l'Assemblée nationale pour faire campagne, c'est maintenant officiel, avec le Parti conservateur du Canada. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'il a la légitimité de faire ça? Est-ce que c'est légal, là, il a le droit de le faire, mais moralement, est-ce que c'est acceptable? Moi, si j'étais lui, je me poserais des questions. Les gens de cette circonscription-là ont le droit d'être représentés à l'Assemblée nationale du Québec par un député qui fait son travail de député, et c'est pour ça qu'il est payé. Fait que je pense qu'il y a des réflexions qui s'imposent dans son cas. Ouais, je suis d'accord. Moralement, on parle, parce que légalement, là, il est dans son droit, M. Lefebvre, de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire de quitter la CAQ, puis de se représenter comme indépendant, malgré que tu t'es fait élire sur la bannière de la CAQ. Les gens qui ont voté, ils ont voté énormément pour la CAQ dans ce comté-là. Je pense qu'il est celui qui a passé le plus fort, là, un des plus là, dans tout le Québec. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils ont voté vraiment pour lui? Ils ont voté pour le parti? Ça, on ne sait pas, là. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que là, il ne représente plus le parti. Il se représente comme indépendant. Si demain matin, il s'aurait présenté comme indépendant contre un député de la CAQ, est-ce qu'il aurait passé, là, M. Lefebvre, à ce moment-là? C'est la question qu'il faut se poser. On ne saura jamais. Mais il y a un côté moral à ça. C'est-à-dire, là, moi, je ne suis plus vraiment là. Dans ma tête, je suis au fédéral. Puis, on a posé la même question à M. Déragi, qui, lui, il dit, dans le fond, que dans tout ça, là, il respecte la loi, puis il ne s'en mêle pas plus qu'il en faut, mais lui, il souligne quand même, M. Déragi du Parti libéral, que notre Legault, là, il ne doit pas être content que son whip, en plein dans un gouvernement majoritaire comme lui, avec une position qu'on lui avait donnée, quitte comme ça en plein milieu de son mandat, pour une éventuelle là, candidature comme député fédéral. Éric Lefebvre qui va continuer à toucher son salaire de député de l'Assemblée nationale
et faire campagne pour le Parti conservateur du Canada. Est-ce que vous voyez quelque chose... Est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est une bonne utilisation des deniers publics? Moi, je pense et je m'attends à ce que M. Lefebvre fasse son travail correctement. Il a été élu député de la CAQ, sauf François Legault. Maintenant, je comprends, il voit plus son avenir avec son nouveau chef, Poilievre. Clairement, il vient de renier son amour caquiste pour devenir indépendant. C'est un constat. Mais en tant que député, leader de l'opposition officielle, moi, ce que je demande à M. Lefebvre, c'est de jouer son rôle et de représenter les citoyens de son comté. La loi électorale est très claire. Il doit quitter son poste une fois l'élection fédérale est déclenchée. Mais si là, vous ne voyez pas de contradiction, pour vous, vous ne lui demandez pas de démissionner et d'assumer son rôle pleinement de candidat conservateur? Moi, je me gouverne en fonction des lois. La loi électorale est très claire. Maintenant, vous soulevez un autre enjeu. C'est un enjeu éthique, c'est un enjeu de vision. Mais vous savez, les citoyens vont le juger. Il sera candidat sous la bannière de Poilievre et non pas sous la bannière de François Legault. Les gens vont juger s'il mérite le vote pour la prochaine élection. L'Assemblée nationale pendant un an, pendant ce temps. La loi électorale, elle est très claire. Vous savez, je peux pas, moi, aujourd'hui, en tant que porte-parole de la loi électorale, commencer à utiliser des lignes qui n'existent pas. Je me gouverne en utilisant la loi électorale. Mais il y a d'autres enjeux, vous avez raison de les soulever. Mais c'est les citoyens qui vont le juger. Est-ce qu'il a fait un bon choix? Mais il est clair. Il voit plus son avenir avec François Legault. C'est ça le message maintenant qui résonne au Parlement. On parle avec les collègues. C'est le premier à dire à François Legault, je n'ai plus mon avenir avec toi. Je quitte le bateau, je quitte le navire caquiste. Mon avenir, il est ailleurs avec les conservateurs à Ottawa. Et j'ai une promesse, probablement je ne sais pas laquelle, mais il ne voit plus malheureusement son avenir avec François Legault. C'est François Legault qui doit être très fâché aujourd'hui. mais ah, c'est sûr, là. Il ne dit pas, là, on le voit pas, là. Il l'a remplacé rapidement, puis on ne parle pas de ça, là. À la CAQ, là, tout le monde était bien surpris de voir M. Lefebvre quitter, quelqu'un d'aussi apprécié de tout le monde. Là. Il y a pas... même l'opposition le respecte encore. Puis là, on va voir M. Bérubé, qui la semaine passée, il laissait la chance aux coureurs de venir s'exprimer, de prendre des décisions, de réfléchir, blabla. Il n'y avait pas vraiment de position. Mais là, je pense qu'il a compris que ça s'y vu que... il va y avoir une élection inévitablement, quand même, au provincial. Bien là, d'abord, quitte de suite pour M. Bérubé. Pour le Parti québécois, il demande à M. Lefebvre, dans le fond, de démissionner tout simplement. Là. Je veux, d'entrée le jeu, parler du député d'Arthabasca. Il a annoncé son départ du caucus de la CAQ. Il n'a pas répondu à vos questions. Dimanche, dans sa circonscription, il a consacré sa candidature avec le Parti conservateur du Canada. Il a parlé de son engagement à la CAQ comme étant passé. Autrefois, c'est naguère. Naguère. Il a également dit que lui, finalement, ça a toujours été le Parti conservateur. Un peu le plan B, la CAQ, entre les deux. Une fois que ça allait mieux pour les conservateurs, il est là. C'est assez étonné. On a réfléchi à l'enjeu éthique et moral que ça représente, et voici notre conclusion. Que Alain Reyes démissionne prochainement, ou qu'il y ait une élection fédérale qui sera certainement avant l'élection québécoise, c'est acquis qu'une partielle, c'est sûr. Elle va coûter 600 000 $. Il y aura une partielle, assurément, dans Arthabasca. C'est ça. Compte tenu des enjeux que nous avons soulevés, que d'autres ont soulevés, on lui demande de quitter maintenant. Donc, on ne doit pas être à la merci du départ du député fédéral Reyes ou du déclenchement d'une élection fédérale. On lui dit, si vous êtes si sûr de votre décision, prêtez pas flanc aux critiques. C'est sûr qu'il y a une partielle. Il y a 600 000 $ qui est réservé au directeur général des élections pour la tenue d'une partielle. C'est une assurance. Donc, dès maintenant, quittez. C'est la chose à faire. On a retrouvé également 2 déclarations du premier ministre qu'on va vous envoyer concernant le dossier de Martine Ouellette il y a quelques années, où il demandait de quitter, de ne pas mélanger l'engagement à Québec comme député et l'engagement fédéral. Évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil, mais dans l'esprit, je pense qu'on a bien compris qu'on ne peut pas se consacrer totalement
à son rôle de député si on est engagé dans une campagne à promouvoir complètement quelque chose de différent au plan fédéral. Donc, en résumé, il y en a une partielle, c'est sûr. C'est juste qu'on n'a pas la date, puis là, c'est Éric Lefebvre qui la déciderait selon s'il y a un quitte ou quand l'élection fédérale est déclenchée. Qui quitte maintenant, et ça va donner l'occasion, dès 2024, de déclencher une élection partielle, et il y aura un ou une députée pour qui ce sera le premier choix à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ça. Puis en même temps, vu que là, lui, le PQ, là, il pense à lui aussi. Il est super fort dans les sondages. Il pourrait aller chercher un 5e député, là, des gens partants, pour le Parti québécois. Parce que s'il y avait demain matin une élection dans ce comté-là, bien, il y a le Parti conservateur du Québec qui aurait des chances, le Parti québécois, ça se jouerait probablement entre ces deux-là. Il y a la CAQ aussi, parce que la CAQ a passé super fort. Est-ce que là, on verrait le mécontentement? On comprend, en tout cas, que M. Legault n'a pas demandé à M. Lefebvre de partir. S'il était à 100% sûr qu'il pourrait aller chercher un autre candidat à la place de lui, de le remplacer là, pour un vrai caquiste et non pas un indépendant, tu vas me dire qu'il n'y a pas besoin de ça en étant majoritaire. Un plus, un de moins, il est majoritaire. Ça ne change rien dans ses décisions. On parle de perception ici, là. S'il pensait qu'il est montant dans les sondages, M. Legault, il voudrait aller en élection partielle, parce qu'on va y aller de toute façon, puis de montrer là, que là, tu vois, là, on élit un autre caquiste, mais là, si en plus, on va élire un autre PQ, je parle pour la CAQ, c'est une mauvaise nouvelle, là. Puis pour le PQ, ça serait une très bonne nouvelle. Fait qu'il dit, garde, nous autres, on te demande de quitter. On voudrait que, dans le fond, on déclenche une élection partielle. On va la déclencher d'une façon ou d'une autre. Qu'on la déclencherait 6 mois avant l'élection générale. Tout aussi bien donner la chance à un coureur. Puis, dans ce temps-là, il a bien raison. Puis, pas un devin, là. Il ne pas assurer que ce serait un député du PQ qui passerait, là, aussi. Ça pourrait être du Parti conservateur qui passe. Puis ça serait bon, là, pour... dans notre enceinte, là, à l'Assemblée nationale, d'avoir un... Parce qu'il y a bien du monde qui voterait pour le Parti conservateur, qui ont voté. Il y a une 500 000 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur, puis qui n'ont même pas un élu. Tu sais, une dichotomie là, de démocratie, de la manière que c'est fait. Là. Il avait promis de changer le mode de scrutin, mais le mode de scrutin n'a jamais été changé, puis à cause de ce mode de scrutin-là, bien, ça a donné cette aberration-là. Dans un mode de scrutin qui serait représentatif des votes, bien là, c'est sûr que le PCQ aurait quand même quelques députés. Puis ça serait bon pour la santé de notre démocratie. T'sais? Fait que dans ce sens-là, l'autre Lefebvre, là, dans le fond, là, il pensait qu'à lui, là. Mais comme M. Déragi l'a dit, ben, la population va le juger par ses actions. Fait que là, quand il va arriver le temps des élections fédérales, est-ce que tu penses que... Parce que moi, je pense que ce bloc, il va être fort dans la prochaine élection fédérale pour bien des raisons, là. OK? Donc, ça se pourrait très bien que ce comté-là, il tombe au bloc d'une façon ou d'une autre. C'est que Lefebvre, il ne réussisse même pas à percer au final. Parce qu'à cause de la montée du bloc, puis à cause de la déception qu'il aura créée, lui, là. Tandis que là, s'il démissionnait tout de suite, bien, il perdrait de l'argent, mais il se donnerait une chance de plus au fédéral, de passer au fédéral. Fait que j'ai hâte de voir, là. Lui, il va jauger, là, c'est un politicien. C'est quand même de l'argent, là, s'il met ça de côté. C'est comme s'il laissait de l'argent sur la table, là, s'il démissionne. Il n'y a plus de job, là. Il n'y a plus d'argent, là. Il est obligé d'attendre là, d'être élu au fédéral là, pour avoir une autre paye, là, mais encore une meilleure paye, là, tu vas me dire. Là. Mais pas assurer cette paye-là. Fait que lui, dans le fond, c'est un être humain, là. Fait que je me mets dans sa petite tête d'être humain. Il se dit, moi, je vais essayer de garder mon salaire le plus longtemps possible, tu sais. Idéalement, jusqu'à temps qu'il déclenche les élections fédérales. Idéalement. Mais là, si ça fait une grogne telle que là, quand tu viens te présenter, tout le monde te le fait payer, finalement, ça va te coûter cher. L'argent que tu laisses à la table, c'est comme un pari que tu fais. Comme le rêve à Liquette, là. Il fait les paris, là. C'est sûr que c'est toujours un pari quand tu te présentes dans une élection en tant que candidat. T'sais. Il y a 4, 5, il y a plus que ça, là. Il y a 4-5 partis là, qui ont des réelles chances, mais il y en a au-dessus de 20 partis qui se présentent à chaque élection. Là. Fait que, il y a juste un élu. Hein? Fait que il y a 25 perdants, puis un gagnant tout le temps.
Fait que c'est toujours un pari quand tu te présentes en politique. Mais écoute, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que M. Lefebvre va décider là, pour son avenir à lui. La taxe CAQ. Je ne sais pas si tu as entendu dans la bouche de M. Tanguay, la taxe CAQ, il va répéter ça. On va l'entendre, écoute. Parce que, tu sais, là, le parti, la CAQ, a promis qu'ils ne montraient pas ni les taxes ni les impôts. Ils ont baissé les impôts. Tu sais. Ils essayent, là, ils ont donné l'opportunité aux municipalités d'augmenter nos taxes. Mais eux autres, là, la CAQ, ils ont promis qu'ils ne montreraient pas les taxes. Puis là, le fédéral, avec M. Trudeau, le 16 avril dernier, avec son budget fédéral, ils ont augmenté la taxe sur le gain en capital. Je t'ai expliqué ça la semaine passée. Tu peux aller voir ma capsule. Tu sais pas c'est quoi le gain en capital, là. OK? Donc, il a augmenté cette taxe-là de 50 à 66 des 250 000 $ de plus que ton capital de capital. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as un gain en capital, tu vends une bâtisse, puis tu fais 300 000 bien, le premier 250 000, tu vas payer 50 d'impôt, puis l'autre 50 000, tu vas payer 66 d'impôt. C'est ça la différence maintenant, à cause de ça. Puis ça, là, au fédéral, ils font ça. Maintenant, au provincial, est-ce qu'on les suit? Fait que là, ils sont posés la question 3 ou 4 minutes, là. C'est pas plus long que ça. Hey, sur le coin d'une table, ils disent « Hey, c'est une bonne idée, ça. Hey, si on s'harmonise avec le fédéral, on vient aller chercher 1 milliard de même, là. » Fait que là, on est déjà dans le tout de 11 milliards. On va être dans le tout de 10 milliards à la place. Hey, pas beau. Fait que là, il a embarqué là-dedans. Fait que c'est sûr que là, le Parti libéral, qui se dit le parti de l'économie, il a pris ça au bon, tu sais. Fait que là, il dit, sur l'harmonisation de la taxe en gain capital avec le fédéral, il avait promis de ne pas augmenter les taxes. Encore une promesse de briser. Écoutons le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale le 23 avril entre M. Tanguay et Legault là-dessus. Madame la présidente, c'est sans surprise que le premier ministre s'attend à la question venant du Parti libéral du Québec. On va poser la question concernant la taxe CAQ qui a été annoncée vendredi dernier. Une hausse de la taxe sur le gain en capital qui vient frapper de plein fouet nos entreprises qui auront encore moins de moyens pour justement augmenter la productivité et nos épargnants qui parfois auront, Madame la présidente, acheté, il y a 25 ans, acheté un immeuble pour en faire leur fonds de retraite. La CAQ vient taxer davantage ses citoyens et ses citoyennes. On s'en rappelle tous lors de la dernière campagne électorale comment le premier ministre faisait des gorges chaudes en disant que Québec solidaire, c'était la taxe orange. Puis lui, il était contre la taxe orange de Québec solidaire. Bien, il n'est pas en reste aujourd'hui parce qu'il a sa propre taxe. Il y a la taxe CAQ. Madame la présidente, c'est contre toute attente parce qu'il nous disait pas plus tard que le 13 mars dernier, les impôts au Québec sont dans le plafond puis ça nuit à l'économie. Je continue. Il disait, comme on l'a promis, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Les entreprises lui disent. 18 avril, Véronique Proulx, manufacturier exportateur du Québec, disait « Cette mesure va nuire à l'investissement des entreprises manufacturières. Les entreprises doivent investir pour se moderniser et se décarboner. » Alors, Madame la présidente, comment le premier ministre se sent-il aujourd'hui d'être contre toute attente dans le camp de la taxe orange? Parce que là, tu vois, c'est la politique, là. J'ai sais quand il fait de la petite politique de même, mais tu sais, c'est ça. Là, il essaie d'associer les taxes oranges de QS qu'il avait proposées, parce que, tu sais, c'est ça, là, il a fait des grosses erreurs, là, avec ses taxes. Puis là, il a dit, vous êtes comme eux autres, vous autres. Tu sais, il essaie de les qualifier, de les mettre dans des cases, là. Pour celui, ça dit, nous autres, on est les seuls, là, qui ne parlent pas de taxes, là. Du premier ministre. Oui, Madame la présidente, depuis 2018, le gouvernement de la CAQ a baissé les impôts, a donné un crédit d'impôt de 2 000 $ aux aînés, a baissé les taxes scolaires, a aboli la fameuse taxe libérale sur les services de garde. Madame la présidente, il y a d'autres mesures. Il a fait bien d'autres choses. Il a augmenté le bien-être social, les gens qui ont été, qui nappent au travail, là, OK? Parce que, imagine-toi, tu es sur l'aide sociale, là, avec
tout ce que ça coûte, tu peux pas vivre, là. Puis quand vraiment, là, parce que toi, t'es schizophrène ou t'as quelque chose, tu peux pas travailler, là. Lui a augmenté de 50 il y en a, c'est sûr. Au total, on a remis 7,5 milliards de dollars dans les poches des Québécois. Maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé des changements concernant le gain capital. Et chaque fois que c'est arrivé, les gouvernements qui étaient en place, que ce soit en 1972, 88, 90 et 2000, chaque gouvernement s'est harmonisé avec ce qui était proposé par le gouvernement fédéral. C'est plus simple pour tout le monde. Évidemment, l'Ontario s'harmonise automatiquement, mais le Québec a fait le choix de s'harmoniser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Première complémentaire. Donc, Madame la Présidente, si je suis bien le premier ministre, si le fédéral ne le faisait pas, il ne le faisait pas. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Première des choses. Deuxième des choses, on est une société distincte. On peut décider pour nous. Il aurait pu faire le choix de dire non, on ne suit pas le fédéral parce qu'on va impacter négativement nos entreprises et on va impacter négativement, évidemment, nos personnes qui sont propriétaires. Sait-il qu'il y a 250 000 propriétaires locatifs au Québec, dont 175 000 qui ont moins de 20 portes, 460 000 propriétaires de résidences secondaires? C'est ça, il veut les taxer? Réponse du premier ministre. Ouais. Bien, Madame la Présidente, je le rappelle, on a baissé les impôts, les taxes pour 7,5 milliards. 7,5 milliards. Le ministre des Finances le disait ce matin, l'harmonisation, ça représente 1 milliard la première année, puis ensuite à peu près 700 millions par année. Donc, vous voyez quand même qu'au net, contrairement au Parti libéral, qui ne parlait pas de mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, nous, on le fait depuis 2018. S'il vous plaît, pas de commentaire après les réponses. Deuxième complémentaire. Alors là, Madame la Présidente, je croirais entendre Québec solidaire. Je croirais entendre Québec solidaire. Hey, ça va rapporter, puis le ministre des Finances nous l'a confirmé, 1 milliard de dollars. On va aller piger dans les poches dans les Québécoises et des Québécois. Il est où le chef de la coalition Avenir Québec qui disait, nous, là, il n'est pas question de monter les taxes et impôts. Le monde travaille assez fort. Nos entrepreneurs signent des chèques de paye. Il faut augmenter la productivité qui, sous votre gouvernement, dans les 5 dernières années, productivité, le gain de productivité, c'est 0 %. Bravo. Il est où le chef de la CAQ qui pourfendait la taxe orange? Là, il y a sa taxe CAQ. La réponse du premier ministre. Ça se dit bien, il me semble. Bien, Madame la Présidente, j'ai de la misère à voir le lien avec la productivité. D'abord, la réalité, c'est quand on regarde le PIB par habitant, quand on regarde depuis le 2018, au Québec, il y a eu une croissance. Dans le reste du Canada, ça a diminué. Donc, on a réduit notre écart et de richesse et de productivité avec le reste du Canada. Maintenant, je me souviens bien, puis il semble que le chef de l'opposition officielle l'a oublié, que durant la dernière campagne électorale, le Parti libéral promettait de mettre une nouvelle taxe pour les gens qui gagnent 300 000 $ par année. Est-ce qu'il a oublié ça? Troisième complémentaire. Il a promis de ne pas augmenter les taxes et impôts. Est-ce qu'il a oublié ça vendredi passé? Quand il a dit « Ah, le fédéral, il va, j'en profite ». Il en profite, Madame la Présidente, parce qu'il y a 11 milliards de déficit, puis il va aller piger dans les poches des milliers de Québécoises et Québécois, des dizaines de milliers d'argent. Et là, c'est le premier ministre qui se dit le parti de l'économie et pas capable de voir le lien entre la taxation sur le gain de capital et la capacité de nos entreprises à augmenter la productivité. On connaît que c'est pas l'économie. Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je le rappelle, comme tous les gouvernements libéraux, péquistes, on a fait le choix de s'harmoniser avec les règles concernant le gain à capital. On se souvient que les taux de taxation sur les gains en capital étaient plus élevés, après moins élevés, plus élevés, moins élevés. On a fait le choix de s'harmoniser et on n'a pas fait le choix du Parti libéral, c'est-à-dire de couper en santé et en éducation. Ouais. Abonne-toi, mets un pouce. Fais un commentaire, très important. Là, en s'harmonisant, M. Tanguay, il a raison. La CAQ vient d'augmenter encore les taxes au Québec. Malheureusement. Puis il avait promis de ne pas le faire. C'est un fait. Il aura beau dire ce qu'il voudra, là. OK. C'est ça qu'il vient de faire. Fait que c'est encore une autre
promesse de briser. Puis là, il dit, regardons ça, Tanguay, parce que Tanguay, toute la semaine, il a poinçonné là-dessus, là. Le lendemain, toujours à l'Assemblée nationale, il va y dire, le nouvel ami de Trudeau et de QS, c'est la CAQ taxe. Écoutons le débat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Parce que nous sommes le Parti libéral du Québec, on va vous parler de finances publiques, puis on va vous parler de taxes et impôts. En 2022, rappelons à la Coalition Avenir Québec, lors de la campagne électorale, ce qu'il disait sur la taxe orange de Québec solidaire. Je les cite. Le plan de Québec solidaire vise à prendre toujours plus d'argent dans le portefeuille de la classe moyenne. La Coalition Avenir Québec disait de la taxe orange que ça va pénaliser les gens qui ont travaillé dur et qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie. Quelle surprise, Madame la Présidente, de voir dans la dernière semaine surgir la taxe CAQ. Que vaut la parole du premier ministre? Quand le 12 mars, jour du budget, il disait, je le cite, « Comme on l'a promis, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. » Bien, un mois plus tard, Madame la Présidente, il a renié sa parole. Il est passé du côté de la taxe orange avec la taxe CAQ. Aura un impact clairement négatif et majeur sur la productivité de nos entreprises. Hier, le premier ministre, de façon très surprenante, a dit, je le cite, « J'ai de la misère à voir le lien avec la productivité. » Voyons donc, Madame la Présidente, qu'il écoute notamment le 19 avril Laurent Ferreira, PDG de la Banque nationale, qui dit, je le cite, « Ça n'envoie pas le bon message pour la prise de risque, l'innovation, la création d'entreprises et ultimement la création de richesses. Le premier ministre va-t-il entendre et comprendre l'économie pour une fois et retirer la taxe? La réponse du premier ministre. Oublie ça. Oui, Madame la Présidente, d'abord, il faut rappeler que la nouvelle taxation des gains en capital de plus de 250 000 par personne, donc de plus de 500 000 par couple, qui exclut des résidences principales. C'est une décision, d'abord, de Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada et grand ami du député libéral de Pontiac. Madame la Présidente, tous les gouvernements ont toujours pris la décision, que ce soit des gouvernements libéraux ou péquistes dans le passé, de s'harmoniser aux nouvelles règles pour le gain en capital. C'est arrivé en 1972, en 1988, en 1990 et en 2000. Donc, à chaque fois, les gouvernements ont décidé de s'harmoniser. On sait qu'il y a une harmonisation automatique en Ontario et dans les autres provinces. Donc, pour l'instant, quand on regarde depuis 5 ans, notre productivité a plus augmenté au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Il n'y a pas de raison de croire, étant donné qu'on va avoir les mêmes règles que l'Ontario et le reste du Canada, qu'on ne va pas continuer à battre, à faire mieux que l'Ontario et le reste du Canada. Donc, Madame la Présidente, c'est une décision de s'harmoniser. Ce que je comprends, c'est que le Parti libéral, lors de la dernière campagne électorale, voulait imposer les personnes qui gagnent plus de 300 000, donc changement de cap. Première complémentaire. Madame la Présidente, changement de cap. Le premier ministre et la CAQ sont tellement désespérés parce qu'ils sont devant leur déficit record historique de 11 milliards de dollars. Écoutez-moi bien, là. Ils sont tellement désespérés que le premier ministre, chef de la Coalition Avenir Québec, est rendu l'ami de Justin Trudeau. Puis il dit, bien, je suis obligé de taxer parce que Justin a pris la décision. C'est pas moi, c'est Justin qui est d'accord avec ça. Imaginez-vous donc, Madame la Présidente, taxe CAQ. Taxe CAQ. Il y a un petit peu trop de bruit à gauche. J'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui. Oui, c'est vrai que je m'entends bien avec Justin Trudeau. Ouais. Entre autres, il a ouvert la porte à ce qu'on réduise le nombre d'immigrants temporaires. Il a ouvert la porte aux immigrants, tu veux dire? Et contre ça. Maintenant, quand on parle de moyens de résorber le déficit, bien, nous, contrairement au gouvernement libéral, on a décidé de ne pas faire de coupure dans les services en santé et en éducation. Donc, Madame la Présidente, il y a effectivement deux approches qui s'affrontent. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est la fin des écus.
Le premier ministre, tellement désespéré face à sa malgestion, 11 milliards de déficit, qui est rendu non seulement du côté de Québec solidaire avec la taxe orange, il ne pourra plus jamais accuser Québec solidaire d'avoir voulu mettre de l'avant la taxe orange parce qu'il a sa propre taxe, taxe CAQ. Alors, tellement désespéré, ça va tellement mal au Québec, je suis certain que les fondateurs de la CAQ, ils doivent, écoutez, Mme la Présidente, trouver que ça n'a pas d'allure, qui est rendu le meilleur ami de Québec solidaire, meilleur ami de Justin Trudeau, c'est ça la taxe CAQ. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je le rappelle, lors de la dernière campagne électorale, Dominique Anglade, puis je pense que le chef actuel de l'opposition officielle était dans cette équipe-là, il voulait taxer plus les personnes qui gagnent plus de 300 000. Donc, je ne sais pas s'il y a un impact Denis Coderre ou un impact député de Marguerite Bourgeois, mais quel virage du Parti libéral! Troisième complémentaire. Madame la Présidente, à la place du premier ministre, je ne parlerai pas de virage, parce qu'il n'est plus sur la route, lui, là. Il est dans le champ complètement. Il a quitté la route, Madame la Présidente. Le premier ministre est rendu... Écoutez, il n'y a pas un mois, les impôts au Québec sont dans le plafond, puis ça nuit à l'économie. Là, son nouveau meilleur ami, Justin Trudeau, ses nouveaux meilleurs amis, Québec solidaire. Ah ouais, la taxe CAQ, parce qu'il est désespéré. Ah ouais, la taxe CAQ. Il vient piger dans nos poches. Il renie toutes ses promesses. Il ne reste plus rien de crédibilité. C'est pas le parti de l'économie, c'est le parti de la taxe. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, est-ce que je dois rappeler que depuis qu'on est au pouvoir, on a remis 7... Je vois le chef de l'opposition officielle qui rit parce que je pense qu'il ne se croit pas lui-même. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais on a remis 7,5 milliards, 7,5 milliards dans le portefeuille des Québécois, entre autres, Madame la Présidente, en abolissant la fameuse taxe libérale dans les services de garde. On se rappelle, plus on était riche, plus on payait cher pour les services de garde à cause du Parti libéral. On a aboli ça, on a réduit les taxes scolaires, on a baissé les impôts, 7,5 milliards, puis là, ben, on s'harmonise. Puis là, on charge une taxe. Tu sais, c'est ça. Il dit qu'il enlève des taxes. Tu sais, si tu enlèves des taxes dans la poche gauche, puis t'en rajoutes dans la poche droite, là, il y a un coup nul ici, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Legault avait promis de ne pas augmenter les taxes, puis en s'harmonisant avec la taxe fédérale, bien, automatiquement, il vient augmenter les taxes. Si ça n'était pas harmonisé, vu que l'Ontario s'harmonise comme systématiquement, puis les autres provinces aussi, ça aurait donné un avantage là, au Québec. On n'a pas le droit à ça, nous autres. Tu sais, nous autres, il faut qu'on soit toujours au Québec, la place où il y a plus de taxes, plus d'impôts au Canada, en Amérique du Nord, dans le monde, là, genre. Dernière capsule sur la taxe CAQ. J'aime ça, la taxe CAQ. Sur les surplus, il revient, là, mon Tanguay, là-dessus. Tu sais ce que j'en pense là, du 7 milliards que les libéraux ont laissé dans la caisse en 2018. Après avoir là, l'austérité totale coupée dans la santé, dans l'éducation, puis ils se retrouvent avec un surplus de 7 milliards. Là. Ça, là, moi, là, c'est pire que pire, OK? Puis il va s'en vanter, là, M. Tanguay. Hey, ça va, tu vois, là, les gens, quand il va dire qu'on vous a laissé 7 milliards, là, comment est-ce qu'il y a un petit chaos là, dans la place, là, ça va chuchoter fort, là. Écoute ça. Mieux faire en économie, en 5 ans, CAQIS, c'est 0% de gain de productivité. C'est une chose. Deuxième des choses, il m'a parlé des services de garde. Qui ne me parle plus jamais des services de garde? Ils ont promis à la dernière élection, ça coûtait 1,4 milliard, de convertir l'entièreté des 56 000 places non subventionnées. Dans le budget, c'est pas ça, c'est 1000 places, imaginez-vous donc. Alors, son prix à couper, son prix à taxer, il revient avec sa taxe CAQ, Madame la Présidente, alors qu'il avait promis de ne pas imposer le fardeau, d'alourdir le fardeau des Québécoises. Il a rompu sa promesse. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je m'excuse de contredire le chef de l'opposition officielle, mais quand on regarde le PIB réel par habitant depuis 5 ans, on voit qu'il y a eu une augmentation au Québec, mais une diminution dans le reste du Canada. Ce qui est important de dire, c'est que pendant 15 ans, de 2003 à 2018, la croissance économique par habitant, pendant que les libéraux étaient là, a été moins bonne que dans le reste du Canada. Depuis 5 ans, c'est le contraire.
La CAQ a réussi à réduire l'écart de richesse du Québec avec le reste du Canada. Ça ne s'était pas fait pendant les 15 années libérales. Il a raison quand il parle de ce qu'il vient de dire. Mais le problème, c'est qu'il ne dit pas. C'est que pendant que les salaires augmentaient là, comme jamais, mais tout coûtait... Tout ce qu'on mange, que ce soit notre habillement, notre logement, notre manger, ces affaires vitales, eux autres, ils ont triplé. Fait que là, j'aurais aimé mieux rester le même salaire à peu près, là, puis les prix restent même chose. Ça a moins d'impact que si tu mets 24 de plus de salaire, mais tu mets 75 de plus dans les dépenses. Là, pas besoin d'être un grand génie pour comprendre que t'es perdant. Puis on le voit, là, comment est-ce que le monde peine en ce moment. C'est grave, là. Puis, mais tu sais, il joue avec les chiffres, là. Deuxième complémentaire. Gouvernement libéral 2014-2018. Amélioration de la cote de crédit en 2017. Voilà. Amélioration de la cote de crédit en 2019. C'était le résultat des années libérales au gouvernement. Quand on leur a laissé le gouvernement, Mme la Présidente, il y avait 7 milliards de dollars dans les coffres de l'État et les services étaient mieux donnés. En santé, on lui pardonnera jamais. On lui pardonnera jamais. C'est ça. Les services, ça fait plus de sérieux. Hey, là, messieurs, dames, des mouches à fruits, là. Messieurs, dames, article 32, article 37, c'est votre règlement. C'est votre règlement. Le silence, pas de réaction, pas de commentaire. On écoute les questions, on écoute les réponses. Poursuivez, monsieur le chef. Tous les députés caquistes qui ont réagi, je veux vous voir dans vos yeux ce que vous dites aux Québécoises et Québécois, qui attendent 3 heures de plus sous votre gouvernement qu'en 2018 aux urgences. Avez-vous la même réaction? 3 heures. Inacceptable. Du premier ministre. Bon. Ouais, mais t'as mis le feu dans notre parti. Que le chef de l'opposition officielle vient de se faire boucher puis qui a changé de sujet. Revenons sur les finances publiques. Revenons sur l'économie. D'abord, il y a une différence, là. En économie, depuis 5 ans, on a mieux fait que le reste du Canada. Ça, c'était pas vrai pendant le gouvernement libéral. Maintenant, comment le gouvernement libéral a-t-il équilibré les comptes? En faisant des coupures dramatiques dans les services en santé, dans les services en éducation. Madame la Présidente, on n'a pas fait ce choix-là. On a chacun notre façon de gouverner. Troisième complémentaire. Tout à fait d'accord avec le premier ministre. Lui, c'est 11 milliards, déficit historique. Nous, c'était un équilibre budgétaire, des surplus budgétaires. Je reviens là-dessus. On avait un équilibre budgétaire, les services étaient mieux sur toute la ligne. Aux urgences, on attend sous votre gouvernement, Madame la Présidente, 3 heures de plus. Vous êtes fiers de ça? On est rendu moins bon que l'Ontario dans le ratio dette-PIB. C'est arrivé en 2024. Vous êtes fiers de ça? On a les maisons de cotation de crédit qui nous mettent, Madame la Présidente, en surveillance. Il est fier de ça, le premier ministre? La réponse du... Édith, tu dis on vivait mieux dans le temps de l'austérité de Couillard, il faut le faire. En fait, il faut penser, Édith, là, c'est que toutes les politiques qu'ils mettent en place, là, tout de suite aujourd'hui, ont un impact dans l'avenir. Ça n'a jamais un impact immédiat là, dans la semaine qui suit. Là. À moi qui dit à partir de demain, il y a une taxe. C'est sûr qu'on la subit tout de suite. Là. Mais même encore là, même s'il dirait ça, le temps que ça le joue sur ton portefeuille, ça va prendre des mois et des années avant vraiment ça t'impacte. Là. Puis là, ce qu'ont fait, eux autres, les libéraux, là, pendant qu'ils étaient au pouvoir, là, de couper, d'empêcher, d'envoyer à la retraite nos personnes, nos meilleurs là, en santé, nos meilleurs en éducation, de contingenter à l'école pour qu'il y ait moins de rentrées dans ces domaines-là qu'aujourd'hui, on cherche du monde. Là. T'sais? Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est beaucoup les politiques de Couillard. Tu comprends? Fait que on vivait mieux dans le temps de Couillard parce qu'on n'était pas encore impacté par ces politiques qu'il mettait en place. Mais aujourd'hui, on est impacté par les politiques qu'il met en place. Juste une petite précision. Le premier ministre. Madame la Présidente, la vérité, là, les Québécois qui nous écoutent le savent, depuis 5 ans, les salaires, en moyenne, ont augmenté 19 dans le reste du Canada. L'inflation est en moyenne de 19 mais au Québec, le salaire moyen a augmenté de 24 Madame la Présidente,
tout ce que fait le gouvernement libéral, c'est de couper en santé, en éducation. Ils ont écouté Martin Coiteux, alors qu'ils auraient dû écouter Gaétan Barrette et Carlos Laitao. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord dans ce temps-là. Coiteux, là, lui, il a coupé salement. Là. Puis Barrette, il dit, ah ben là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai promis une réforme en santé, t'en sais, Barrette. Il était de la CAQ, il a quitté la CAQ pour aller au Parti libéral, puis quand c'était le temps, il s'est pas fait appuyer par Couillard, puis Coiteux, qui était le ministre des Finances, c'est lui qui décidait, tu vas avoir tant, en passant, on va couper salement dans ton budget, là. Écoute, il aurait dû... M. Barrette, ici, d'ailleurs, il dit que même quand il va avoir l'Alzheimer, il va se souvenir encore de ça, tellement que ça a fait mal. M. Barrette lui-même, il l'a dit. Puis moi, j'y reproche à lui, à Barrette, de ne pas avoir démissionné à ce moment-là pour contester cette décision-là qui nous impacte encore aujourd'hui. Il a détruit le système à ce moment-là. Il l'a détruit. Là, il faut le reconstruire là, sous des cendres. Là. Si M. Barrette, là, il n'aurait pas pensé rien qu'à lui, là, à ce moment-là, c'est-à-dire à son petit salaire de député, là, il aurait pensé à la population puis à l'avenir. Là. Il aurait démissionné. Il aurait dit, moi, je ne peux pas rester dans un gouvernement comme ça, qui va faire ce qu'on annonce. Là. Mais non, lui, il est au bat, puis il a défendu ça. Puis, contre son gré, là, mais il l'a fait pareil pour garder sa paye. Il l'a dit, il est au mordu à cette heure, là, il l'a dit. T'es écœurant d'avoir fait ça. Mais la taxe CAQ, revenons à la taxe CAQ. C'est là qu'on voit que encore une promesse de briser de François Legault, de la CAQ. Ça finit plus de finir. Il n'est pas capable de respecter ses promesses. Écoute, il l'a dit il y a un mois, quand il a fait sortir son budget de 11 milliards, on ne montera pas les taxes ni les impôts, là. On vous le promet, on a décidé d'investir à la place de pelleter par en avant, de s'endetter davantage, puis on ne vous taxera pas plus que ça. Puis la première occasion qu'ils ont eue, que le fédéral lui a donnée, ben oui, il a sauté sur l'occasion pour aller chercher 1 milliard de plus dans nos poches. Oh. Transport en commun. Transport collectif, là, tout ça, là, la mobilité durable, là, puis les routes. Puis... Ça, c'est le ministère de Mme Guilbeault. Geneviève Guilbeault, OK. Puis cette semaine, ben, aux études de crédit, qu'est-ce que tu veux? C'est là qu'on parle de la vision du gouvernement. C'est tout dépendant, là, ça se prend en santé, ben c'est quoi en santé? Bon, là, on l'a vu la semaine passée un petit peu aussi. Là, cette semaine, ce qui a fait plus manchette, c'était au niveau des transports. Parce que Mme Guilbeault est venue dire que c'est pas sa responsabilité, là, la dette des villes. Oui, excuse-moi, mais je suis d'accord avec elle. Ben oui. Le Québec, là, la province de Québec, là, le gouvernement du Québec, lui, là, sa responsabilité, là, c'est quoi? C'est de mettre les routes en place, d'investir dans les infrastructures, le pont, le métro, les lignes, tout ça, là, les infrastructures, les montants initiaux, souvent avec le fédéral, une partie fédérale, provinciale, municipale qui paie là, pour ça. Mais un coup que ça s'est mis en place, le fédéral, quand il met de l'argent dans un métro, bon, après ça, il est où le métro? C'est à Montréal, OK, c'est qui qui va exploiter cette infrastructure-là? C'est la municipalité, hein? Qui va dire, OK, ça coûte tant pour rentrer ici, tant par mois, ou tant le passage, puis là, comment ça coûte versus comment qu'on charge, c'est quoi les revenus qu'on reçoit versus ce qui sort, là, payer tout ça, les entretiens, les salaires, les syndicats, tout ça, là. Ça coûte cher, là, c'est sûr, ça prend de la bonne gestion, là, on s'entend. Mais c'est eux autres qui ont le contrôle de tout ça, là, les municipalités. Donc, à partir du moment que c'est eux autres qui ont le contrôle, dans mon livre à moi, c'est eux autres qui sont responsables, non? Je sais pas ce que tu en penses, là. OK, en partant, là, on part avec ça. Mais les oppositions, surtout Québec solidaire, là. Québec solidaire, le transport en commun, c'est son cheval de bataille. Monsieur Grandmont, qui était un expert là, dans ce domaine-là, il était en politique parce que lui, il rêve là, d'un tramway à Québec, par exemple. Lui, il travaillait là-dessus avant d'être député, là. Fait que là, il s'en va comme député, puis il s'en va là, pour pousser ces projets-là.
C'est correct, c'est ses convictions, c'est ses désirs, c'est ses rêves. Il a le droit à tout ce qu'il veut, là. Puis, dans le fond, il respecte ses propres convictions en se battant et en se débattant là-dedans. Jusqu'à là, j'ai pas de problème. Mais à un moment donné, là, il faut comprendre aussi les responsabilités de chacun. Puis cette semaine, ben, elle est venue taper ce clou-là. Puis ça a fait mal, là. Ça a fait mal dans la tête des oppositions, je te dirais. Parce que en point de presse, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit là, si on regarde ça, là, ça veut dire qu'on s'en va vers une diminution du transport collectif. Parce que si toi, tu as 560 millions de dettes, je parle à Montréal, là, on prend Montréal, mettons. Imagine-toi, là. Puis là, le provincial te dit non, là, d'autres, on en a payé une partie, mais on n'épongera pas ça, là. On est déjà à déficit, nous autres mêmes, là. Penses-tu qu'on va venir éponger tous tes déficits? Franchement, il n'y en a pas question. Fait que la ville, elle menace quoi? Elle menace de diminuer d'abord. On va fermer le métro à 11 h, puis on va partir... on va enlever des lignes, on va enlever des autobus, on va enlever du service. Tu sais, imagine-toi, en plein changement climatique, comme va dire Gabriel Nadeau-Dubois. On va réduire, diminution du transport collectif en 2024. C'est impensable. Vous parlez de transport en commun parce que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment au Québec. Sur la question du transport en commun, la semaine dernière, dans le cadre de l'étude des crédits, j'ai posé une question très simple à François Legault. Je lui ai demandé s'il était d'accord avec son ministre de l'Économie qui nous a dit l'an dernier qu'il fallait baisser de moitié la grosseur du parc automobile au Québec. Le premier ministre a dit que oui, à long terme, il était d'accord avec ça. J'ai posé une deuxième question à François Legault la semaine passée. J'ai demandé, OK, mais vous avez lancé et livré aucun nouveau projet de transport collectif depuis que vous êtes premier ministre. Et ça, finalement, il l'a reconnu. Donc, on a un premier ministre qui nous dit qu'il faut diminuer le nombre de voitures sur les routes du Québec, mais qui n'a initié et livré aucun nouveau projet de transport en commun. Mais encore pire, on apprend cette semaine qu'on pourrait se diriger au Québec vers des diminution de services en transport collectif. On n'atteindra jamais nos cibles de réduction de gaz à effet de serre si on ne donne pas des options crédibles aux gens pour se déplacer autrement. C'est hallucinant qu'en 2024, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, avec l'été qu'on a eu l'an passé, c'est hallucinant qu'on en soit rendu à envisager des coupures de services. Les gens ont le droit de se déplacer sur le territoire du Québec. Les gens veulent se déplacer de manière plus écologique, mais on ne leur donne pas de nouvelles options. Pire, on pourrait même, si la tendance se maintient, leur retirer des options pour se transporter du point A au point B de manière écologique. C'est hallucinant qu'on en soit rendu là. Si François Legault trouvait ça important, la lutte au changement climatique, là, il serait en train, à chaque année, de couper des rubans. Il serait en train, à chaque année, d'annoncer des nouveaux projets de transport collectif ou la bonification des services existants. C'est ça que font les leaders mondiaux en matière d'environnement. Et là, on a face à nous un gouvernement qui met la table à peut-être des réductions de services en transport collectif. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Moi, là, quand je pense au transport collectif, là, je vois ça comme une douleur. Une souffrance. C'est une souffrance. Tu sais, l'automobile, là, dans ma tête, là, ça représente la liberté. La liberté d'action, la liberté de bouger, la liberté là, de mon temps. Puis quand je pense au transport en commun, là, je pense à contrôle, je pense à des heures, des horaires, contraintes, une douleur. Tu sais, ici, moi, je t'aurais pas signé, là. Ma fille qui allait au cégep à Terrebonne, là, ça prend 20 minutes en char. 2h30 en autobus. Ah ouais. Tu sais, 2h30 en autobus. Ouais, c'est ce que tu te dis. Ouais, ça, c'était des bons moments, là. Hors les heures, c'était 3 heures. Ouais, oui. Faut quasiment que tu ailles la revirer. T'as pas de bon sens. T'as pas de bon sens. Ça devient... Comment dire?
quelqu'un qui n'a pas le choix d'utiliser le transport en commun, là, ça fait pitié, là. Parce qu'il n'y a vraiment pas de moyens, là. Ou vraiment, ça peut... Parce que un transport en commun... Moi, le transport en commun, là, qui va être, pour moi, qui pourrait être viable, là, c'est si ça bat l'automobile. C'est la seule manière que j'investirais, moi, là-dedans, en tant que gouvernement, là. Hey, t'es dans une grande ville, là, oui, dans un grand centre, là... Mais tu sais, dans tout le Québec, on parle du Québec, là. Il y a des grands espaces, là. Des grandes distances, là. Écoute, tu peux pas faire ça avec un... Ça coûte bien trop cher. Ça coûterait bien trop cher d'avoir un système de transport collectif, là, partout à travers le Québec de façon efficiente qui battrait, par exemple, les automobiles. Impossible. Donc, il faut que tu acceptes en tant que citoyen le sacrifice. Il faut se sacrifier, là, tu sais. C'est pas ça la vie non plus, là. Puis là, on va te rendre coupable à cause du changement climatique. Là. Puis on se sert de la culpabilité pour que les gens acceptent ce sacrifice-là. En partant, là, pour moi, là, c'est ça, le transport collectif. Là. Puis ça coûte une beurrée en plus de ça. C'est un sacrifice collectif puis un sacrifice individuel. Là. C'est une douleur, OK? Gabriel Nadeau-Dubois et Legault en chambre à l'Assemblée nationale sur le transport en commun, il va nous dire, monsieur, il va nous apprendre, en fait, que l'Ontario a investi 3 fois plus que la CAQ dans le transport. C'est de Doug Ford, là, il investirait 3 fois plus qu'ici. C'est sûr que quand tu regardes la CAQ, là, ils ont tout scrappé. Les initiatives, là, je pense au tramway, qui étaient toutes ficelées là, en 2018 quand ils sont arrivés, les autres au pouvoir. Là, puis ça a coûté comme 3 ou 4 milliards. Là. Puis là, tout peu, là, on vient d'arriver, on va s'asseoir, on va regarder ça, on va mettre ça sur la glace pour commencer. Puis on va voir, là, on va s'ingérer là-dedans, là, au point que là, c'est même plus viable de le faire, là, c'est même plus faisable. Quand tu n'as pas l'affaire. Écoutons ce petit débat-là en l'Assemblée nationale entre Gabriel Nadeau-Dubois et Legault. Merci, Mme la Présidente. Jasmine habite à Repentigny. Elle travaille dans la construction. Elle aurait aimé ça, prendre le transport en commun, mais elle s'est résignée à acheter une voiture. Je la cite. « Au niveau écologique, le gouvernement essaie de nous réorienter vers le transport en commun, mais ici, c'est pas possible. Madame la Présidente, le transport en commun, c'est du vrai monde. Du monde qui se lève tôt pour aller travailler, pour aller chercher leur diplôme ou pour aller porter leurs enfants à la garderie. Mais ils perdent leur temps à attendre des autobus en retard. Ils s'empilent les uns par-dessus les autres dans des autobus bondés à l'heure de pointe. C'est ça qui se passe au Québec. Les gens sont en train de décrocher du transport en commun. C'est ça qui se passe dans nos régions, dans nos villes, partout au Québec. Karine habite la Rive-Sud. Elle est infirmière. Elle a pris les transports en commun toute sa vie, mais là, c'est fini. Voici ce qu'elle m'a écrit. Après 15 ans de transport en commun déficient, je suis allé chercher mon permis et je ne reviendrai pas en arrière. Je comprends. C'est ça qui se passe au Québec. Steak, c'est dur à retourner au steak. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à ce qu'il n'y ait aucune nouvelle coupure de transport en commun? Est-ce qu'il va voter aujourd'hui pour la motion de Québec solidaire pour stopper les coupures de services dans le transport en commun au Québec? Il gère pas ça. C'est pas lui qui gère ça. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, habituellement, Québec solidaire, c'est le porte-parole des syndicats, mais aujourd'hui, c'est le porte-parole des villes. Évidemment, les villes doivent contribuer au transport collectif. Le gouvernement du Québec, quand on regarde l'évolution de sa contribution, jamais un gouvernement du Québec a autant contribué aux efforts dans le transport collectif des villes au Québec. Maintenant, Madame la Présidente, on n'a pas de marge de manœuvre actuellement au gouvernement du Québec. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix d'augmenter de façon très importante les salaires des employés du gouvernement du Québec. Puis une des raisons, c'est qu'il y a un écart. Les employés du gouvernement du Québec gagnent 30 % de moins que les employés des villes. Donc, je pense qu'il serait le temps que les villes fassent un ménage,
contribue davantage au transport collectif, mais de notre côté, on met des sommes records dans le transport collectif. Oups, ça va de mal en pis. Première complémentaire. C'est incroyable. Le premier ministre est en train de demander aux villes de baisser les salaires de leurs travailleurs en pleine crise du coût de la vie. Moi aussi, j'en ai un graphique pour lui. Parlons-en de ces investissements en transport collectif. Madame la Présidente, l'Ontario investit 3 fois plus d'argent que la CAQ en transport en commun. Il aime ça, le premier ministre, se comparer à l'Ontario. Je le fais avec lui ce matin. Comment peut-il justifier d'investir 3 fois moins que l'Ontario en transport en commun? La réponse du premier ministre. On écoute la réponse. En silence, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente, quand on regarde ce qu'on appelle le PQI, c'est-à-dire le Plan québécois des infrastructures, puis on fait un petit ratio avec l'Ontario, on voit, là, puis le ministre des Finances pourrait arriver avec des chiffres plus exacts, que le Québec investit beaucoup plus que l'Ontario dans les infrastructures. Donc, évidemment, je sais que Québec solidaire compte ça, investir dans les routes, même si des véhicules électriques vont avoir besoin des routes. Mais on a besoin d'investir davantage dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos routes, dans notre transport collectif. Actuellement, on a un PQI de 153 milliards. C'est 53 % de plus que ce qu'on avait avec les libéraux. Mais tu fais rien avec ça. Deuxième complémentaire. Par habitant, l'Ontario investit 3 fois plus que la CAQ en transport en commun. Comment le premier ministre peut-il justifier, en pleine crise climatique, d'investir 3 fois moins que l'Ontario par habitant en transport collectif? Est-ce qu'il va voter pour notre motion pour qu'il n'y ait pas de nouvelles coupures de services? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, il faut distinguer. Il y a des dépenses puis des contributions pour le fonctionnement du transport collectif, puis il y a des dépenses en capital qui sont donc dans le PQI, donc pour les infrastructures. Donc, le Québec solidaire doit être prudent quand il se compare avec l'Ontario, de bien regarder les deux éléments. Maintenant, quand Québec solidaire dépose une motion puis il dit « Est-ce qu'on va s'engager à ne pas faire de coupure? » Bien, Madame la Présidente, on n'a jamais contribué autant. Donc, c'est le contraire des coupures. On a ajouté au budget. Donc, on ne coupe pas, on ajoute. Le problème, c'est la gestion des villes. Les choix qu'ils font. La dette qu'ils vont chercher, là. C'est ça le problème, le réel problème, là. C'est ça qui cause toutes ces discussions-là. Puis aussi, il va en parler tantôt, là, mais le fait que la CAQ a scrappé tous les projets de transport collectif majeurs, il les a tués là, dans l'œuf, là. Fait que ça retarde tout dans le temps, tous ces projets-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que l'innovation, là, inévitablement, va peut-être apporter des solutions beaucoup plus intéressantes. Moi, par exemple, là, je veux dire, mettons, je me mets à penser à ça, là, que c'est quoi d'une table comme un gouvernement, mettons, là. OK? Tu dis, moi, ce que j'aimerais, là, dans le fond, là, c'est que je prends mon téléphone, là. Puis là, tu sais, on va dans un monde futuriste un peu, là. Mais quand même, ce que je te dis là, c'est pas le. c'est pas comme dans Star Trek, là, téléportation, là, on n'est pas encore rendu là, ça, c'est vraiment de la fiction. Mais de dire des autos autonomes, là, tu sais, sans chauffeur, des taxis sans chauffeur, là. Ça se peut, là. On pourrait dans des villes, là, par exemple. Moi, là, j'arrive, j'ai pas d'auto. Mon téléphone me commande un auto. Ça arrive ici, ça prend 2 secondes. Pouf, il m'embarque. Puis là, je peux aller où est-ce que je veux avec ça, là. Pendant ce temps-là, je peux travailler là-dedans. J'ai même pas besoin de conduire. Là, ça me conduit toute seule. On a des routes, un genre de routes juste pour eux autres. T'sais, on a pour les autobus en ce moment, là, des allées, là, juste, comme on dit, là, qui sont réservées, là, des voies réservées. Tu aurais des voies réservées juste pour ces véhicules-là qui appartiendraient aux villes, par exemple. Tu pourrais en avoir des millions, de plein, là, au lieu des autobus. Là. Puis là, ça va amener ces gens-là, par exemple,
dans un métro, où là, tout de suite, t'embarques, puis tu t'en vas directement à ta direction. Tu sais, un transport en commun qui serait plus efficace qu'un auto. Parce que là, automatiquement, tu n'as pas besoin de te stationner. Tu sauves beaucoup de temps là-dessus. Vu que tu as des voies réservées, tu dépasses toutes les voitures parce que toi, on n'arrête jamais. Puis vu que c'est contrôlé, tout automatiquement, il y a une fluidité qui se crée. Tu sais. Ça, là, investir dans un système comme ça, qui ferait vraiment du transport en commun quelque chose là, qui... Tu veux pas d'auto, là. Un auto, là, c'est l'enfer. La journée qu'on va penser comme ça, le transport en commun, là, ça va valoir la peine d'investir là-dedans. En ce moment, c'est juste d'investir dans la douleur, là, dans le sacrifice. Moi, je suis pas capable. Peine de la misère avec ça. Ça veut dire, Gabriel Nadeau-Dubois, Legault, il va dire, encore là, c'est le lendemain, parce qu'il est revenu avec ça, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est leur cheval de bataille, comme je te dis, le transport collectif. Que la CAQ nuit au transport collectif. T'sais, au lieu d'aider, il nuit. Comme je te dis, je pense que c'est là qu'il va le dire, là, qu'ils ont déjà tout scrappé les grands projets. Là, ils ont nuit plus qu'ils ont aidé. C'est pas faux, là. Maintenant, est-ce que ça a vraiment une répercussion négative? C'est sûr que pour l'avenir, si vraiment c'est ça l'avenir, bien là, on s'en retarde, puis ça a coûté beaucoup plus cher que si on l'avait fait en 2018, par exemple, le tramway de Québec. Hier, le chat est enfin sorti du sac. Hier, on a compris pourquoi le transport en commun se détériore à la grandeur du Québec. C'est juste pas son travail, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, de s'occuper de la mobilité durable. Non. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, elle s'occupe juste des routes, comme dans le bon vieux temps du ministère de la Voirie. Mais il y a quand même des exceptions. Parce que quand elle a enlevé le tramway de Québec des mains de la ville, là, tout d'un coup, c'était son travail de gérer le transport en commun au Québec. Non, regarde, ça, c'est un sophisme quelque part. Parce que elle, c'est son mandat, les infrastructures, le tramway, là, d'investir des milliards pour créer un tramway. Le créer, le mettre en place. Oui, ça fait partie de ses prérogatives, là, à la ministre. Mais après ça, ça va être la maire de Québec qui va exploiter ce tramway-là, qui va payer pour l'entretien, qui va recevoir les revenus que ça va apporter, puis les dépenses aussi, puis la dette qui va venir avec. Tu sais, là, la ministre, elle n'a pas un mot à dire à ce moment-là. C'est fini. Elle a livré le tramway, mettons, là. Puis après ça, elle a pris qu'il soit capable de gérer ça, là. Quand il dit, là, à s'ingérer, là, c'est important. Oui, c'est important, mais quand on parle de la dette des villes dans le transport collectif, là, c'est pas la même chose, là. Donc, au fond, à la CAQ, le travail de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, c'est pas d'investir, parce qu'ils le font 3 fois moins qu'en Ontario. C'est pas non plus de construire des projets. Ils en ont démarré et livré aucun en 6 ans. Non. Leur travail, et ils le font très bien, c'est de freiner, retarder et nuire au développement du transport en commun au Québec. Alors maintenant que le chat est sorti du sac, Madame la Présidente... Vous allez me permettre de reconnaître, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, brièvement. Quelle est votre question de règlement? Je pense, Madame la Présidente, que ça s'appelle prêter des intentions. C'était assez clair. Vous allez me permettre... Monsieur le leader du deuxième groupe, je vous écoute également et je vais trancher. Assez facile, celle-là. Oui, assez facile. Oh. Fait que lui, bon. Non, mais je vais vous écouter. Il pense que les dés sont pipés. Je vais vous écouter et vous donner raison par surcroît, Monsieur le leader adjoint. Il s'agit ici d'une critique du comportement de son adversaire, ce qui est permis. Alors, c'est ce que je vous aurais dit, Monsieur le leader adjoint du deuxième groupe. Poursuivez, chef. Il s'est trompé dans son évaluation. C'est leur bilan. Ils ont nui au développement du transport collectif au Québec depuis qu'ils sont au pouvoir. Donc, maintenant que le chat est sorti du sac, est-ce que le premier ministre peut juste être transparent avec le monde, puis reconnaître que les gens là, qui prennent l'autobus puis le métro au Québec pour aller travailler chaque matin, que ce monde-là, le premier ministre, il ne s'intéresse pas à eux autres? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pense que le chef de Québec solidaire et moi, on est tous les deux d'accord qu'on doit augmenter la présence du transport collectif partout au Québec. Maintenant, quand on parle de transport collectif, il y a 2 choses.
il y a les infrastructures, donc ce qui est dans le PQI, ce qui est fait avec la Caisse de dépôt. On a actuellement 72,7 milliards. 72,7 milliards dans le plan du gouvernement du Québec pour ce qui est des infrastructures. Maintenant, Madame la Présidente, il y a la gestion. Gestion de la STM, gestion de la STL. Ce qu'a dit la vice-première ministre, c'est que ce n'est pas le rôle du ministère des Transports, du gouvernement du Québec, d'aller gérer dans le quotidien les opérations de la STM et de la STL. Par contre, on contribue au financement. Quand on est arrivé, les libéraux finançaient 39 des dépenses d'opération du transport collectif. On est rendu à 48 %. Donc, jamais on n'a fait autant que depuis que la CAQ est là. Mais, Madame la Présidente, il faut aussi que les villes fassent leur part. Ben oui, c'est ça. Première complémentaire. Là-dessus, là. Le premier ministre dit qu'on a mal compris, puis que la ministre, elle voulait juste dire « c'est pas mon travail de micro-gérer ». C'est drôle, hein? Parce qu'avant de mettre fin au projet de tramway, la ministre a fait exactement ça dans le dossier du tramway. Micro-gérer le projet. Elle voulait même micro-gérer le coin René Lévesque-Cartier. Il fallait pas qu'il y ait de rue partagée. Ça n'était pas ça, de la micro-gestion? La vérité, Madame la Présidente, c'est que ce gouvernement-là nuit au développement du transport en commun depuis qu'il est au pouvoir. Il abandonne des centaines de milliers de personnes qui en ont besoin le matin. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'essaye une deuxième fois, là. Il y a les infrastructures. Là-dedans, on participe. Que ce soit la ligne bleue, le REM, le transport structurant à Québec, le gouvernement du Québec participe quand il s'agit des infrastructures. Quand il s'agit de la gestion quotidienne d'une société des transports, que ce soit à Montréal, soit à Laval, soit à Longueuil, c'est la municipalité, la ville, qui a la responsabilité. Par contre, le gouvernement du Québec contribue au financement à hauteur de 48 %. C'est du jamais vu. Donc, est-ce que... Je continuerai tantôt. Deuxième complémentaire. Je viens d'en faire la démonstration, Madame la Présidente. La CAQ, quand vient le temps de nuire à des projets, là, ils s'impliquent. Puis quand vient le temps de trouver des solutions pour pas qu'il y ait de coupure de service, là, ils se déresponsabilisent puis ils disent « ben non, on va quand même pas s'impliquer. 2 poids, 2 mesures. » Le premier ministre me parle de son PQI. Je vais citer son ministre préféré. Le PQI, là, on a 150-200 milliards de projets là-dedans. C'est facile de mettre des projets dans le PQI. Ce qui est difficile, c'est mettre ces projets en exécution. Combien de projets exécutés en 6 ans? 0. La réponse du premier ça. ministre. Pas faux. Bien, Madame la Présidente, quand le chef de Québec solidaire dit « j'ai fait la démonstration », je m'excuse, là, c'est pas une démonstration. Non. Ce qu'il nous dit avec les feuilles qu'il nous montre, c'est que le gouvernement du Québec intervient dans les infrastructures. C'est pas ça que demandent les villes, là. Je sais que QS et le lobby des villes, là, les villes veulent qu'on augmente notre participation au financement des opérations. C'est ça, il y a une différence entre les immobilisations et les opérations. Mais déjà, dans les opérations, on finance 48 48 Donc, est-ce que Québec solidaire peut avouer que sa démonstration n'est pas bonne? Exactement. Non, qu'est-ce que je te dis? Le goût, qu'est-ce que tu dis? Il a raison, là, c'est sûr. Puis l'autre est dans le champ de pétacle, là. Tu sais, on dirait qu'il représente les villes, là, qui demandent plus d'argent encore. On leur donne, écoute, déjà qu'on participe dans les infrastructures énormément, dans les infrastructures qui coûtent, là, à tous les Québécois, là, 9 millions de Québécois. Tu sais, le gars qui reste à Gaspé, il paye le métro de Montréal, là. Tu sais, par ses taxes, par ses impôts, par les investissements que le Québec fait là-dedans. Puis lui, il n'a jamais vu un métro de sa vie, là. Tu sais, c'est un fait, là. Mais bon, j'ai rien contre ça qu'on investisse sur le territoire. C'est normal, là. C'est correct. Mais après ça, celui qui l'exploite, là, déjà, des opérations qui parlent, là. Mais là, c'est 48 % qu'on paye de leurs opérations, plus de ça. Puis ils sont pas capables d'y arriver, là. Hey, à un moment donné. C'est sûr qu'on fait pas, c'est pas moyen de faire de l'argent, le transport collectif, la santé, c'est des gouffres, là, c'est des gouffres qui coûtent juste de plus en plus cher. L'idée, c'est que ça nous coûte le moins cher possible et qu'on ait le plus de services possible. C'est ça, là, que tu veux faire, là. Pas dire, OK, on paye, puis on repaye, puis comme si on a de l'argent
elle poussait dans les arbres, là, comme pense, on dirait QS, tu sais. Grandmont, c'est lui que je te parlais tantôt, là, que lui, il était en politique là-dedans, c'est un expert là, dans le transport collectif, tu sais. Puis Guilbeault, on va l'entendre, la Guilbeault, là. Il appelle la ministre de l'asphalte, tu sais, qui ne gère pas qui veut pas gérer les transports collectifs. Elle va y expliquer, là. Encore là, tu sais, eux autres, là, ils veulent qu'on investisse vraiment dans le transport collectif, même dans les opérations, puis que ça coûtera ce que ça coûtera, là, il faut en redonner puis en mettre plus encore, là, tu sais. C'est là que ça déraisonne à un moment donné. Il faut être capable de donner des services dans la capacité de payer des Québécois. Pas donner des services parce que c'est une idéologie, c'est un dogme, puis qu'on s'en va dans le trou là-bas, là, parce qu'on est... Hein? Madame la ministre, hier, on a compris pourquoi le gouvernement du Québec n'a toujours pas livré aucun projet de transport collectif. On a appris, en fait, qu'on n'a pas vraiment de ministre responsable des transports collectifs au Québec. Je cite la ministre, « Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. » Le rôle de la ministre, en fait, le rôle qu'elle se donne, il est très clair. Elle, c'est la ministre de l'asphalte. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi son gouvernement n'a jamais livré aucun projet au Québec. Ça explique pourquoi les sociétés de transport sont au bord du gouffre. Ça explique pourquoi elle n'a jamais cru dans le projet de tramway de Québec. Ça explique pourquoi la ministre va à l'encontre des objectifs de sa propre politique de mobilité durable, Madame la Présidente. Une politique dans laquelle on doit augmenter l'offre de transport collectif et on doit augmenter l'achalandage. Est-ce que la ministre réalise que ça fait 50 ans que le ministère des Transports ne s'appelle plus le ministère de la Voirie? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'espérais avoir moi aussi une question pour pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit hier. Parce que quand j'entends le député de Tachereau, que ce soit son chef solidaire ou l'entièreté de Québec solidaire, insinuer que la CAQ ne contribuerait pas au transport collectif, alors que ce tableau-là ici, Madame la Présidente, je l'ai abondamment montré à mon collègue ici au Salon Bleu, je l'ai montré hier en période de crédit. Écoutez, Madame la Présidente, les colonnes bleues, là, comme je disais hier, à moins d'être daltonien, les colonnes bleues sont très, très claires. Je ne sais pas de quelle autre façon je pourrais être plus claire que ça, là. La colonne bleue, la CAQ est arrivée ici. La colonne bleue n'a cessé de grossir depuis que la CAQ est là. Et ça, c'est le soutien à l'exploitation. Ça inclut l'aide d'urgence qu'on a donnée en pandémie. Ça inclut aussi l'aide qu'on a donnée l'année passée. L'année passée, vous savez, le déficit était évalué à 376,4 millions pour l'entièreté de nos 10 sociétés de transport. On a donné 265 millions avec le ministre des Finances. C'est 70 du déficit des sociétés de transport pour lesquelles on n'est impliqué dans aucune décision de gestion. C'est pas nous autres qui gèrent les lignes d'autobus. On ne gère pas les conventions collectives, mais néanmoins, on paie 70 des déficits. C'est énorme, Madame la Présidente. Première complémentaire. On écoute la question. Le tableau de la ministre ne permet pas de voir que le gouvernement du Québec investit quand même toujours bien moins, 3 fois moins qu'en Ontario par habitant. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Mais c'est ça la stratégie aussi du gouvernement de la CAQ. C'est de pelleter tout le temps des responsabilités dans les cours des municipalités. On est en train de revivre exactement la même situation qu'on avait vécue sous le PLQ dans les années 90, un désengagement de l'État dans le financement du transport collectif et dans ses opérations. Est-ce que c'est ça son legs, des coupures dans le transport collectif, Madame la Présidente? Là, s'il vous plaît, on va écouter la réponse, Madame la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je vais refaire la même clarification que le premier ministre parce que, manifestement, il y a une grande confusion là, du côté de Québec solidaire. Il y a les investissements dans les immobilisations, dans le PQI. Or, notre PQI est à 13,8 milliards. Le PQI qu'on vient tout juste de déposer, 24-34. 13,8 milliards, c'est presque le double que le PQI, du PQI que les libéraux investissaient à leur époque. Le double. Jamais un gouvernement n'a mis autant d'argent dans les infrastructures de transport collectif. Et c'est vrai aussi pour le soutien à l'exploitation, pour le soutien aux opérations. C'est ça que montre le tableau ici. Donc, dans les deux cas, que ce soit les immobilisations ou l'exploitation, jamais un parti politique n'a autant investi en transport collectif que la CAQ. Deuxième complémentaire. Ou paraphraser les paroles du ministre de l'Économie, c'est facile de mettre des projets dans un PQI. On peut en mettre pour 200 milliards si on veut. Le plus dur, c'est de réaliser ces projets-là. Première des choses.
La deuxième chose, c'est qu'on a beau avoir des projets peut-être qui se développent et qui peut-être verront le jour, mais ça prend toujours bien du monde pour les faire fonctionner. Ça aussi, ça fait partie de la mission du MTQ. Ça aussi, ça fait partie de la politique de mobilité durable du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais là, la ministre est en train d'oublier une grosse partie de sa mission, la moitié qui concerne le transport collectif. Réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, je ne sais pas si Québec solidaire comprend que les sociétés de transport ne sont pas gérées par le gouvernement. C'est pas nous qui gérons la desserte des lignes d'autobus, c'est pas nous qui gérons l'entretien du métro de Montréal, c'est pas nous qui négocions les conventions collectives, c'est pas nous qui embauchons le personnel. Ce sont des décisions qui sont prises par les gestionnaires des sociétés de transport, qui ont des conseils d'administration, qui ultimement sont chapeautés par les municipalités. Malgré tout, on paie une grande part de leur déficit. Est-ce qu'ils trouvent ça normal que les déficits des sociétés de transport soient systématiquement refilés au gouvernement et que nous, on devrait comme ça les payer systématiquement sans demander de compte à rendre? Ça n'a pas de sens, Madame la Présidente. Alors, on va rencontrer les municipalités, je vais le faire bientôt, on va trouver une solution. Le défi, il est grand, mais il faut trouver une solution réaliste. Réaliste. Ah, écoute, moi, là-dessus, là, ça me parle, ça, moi. Quand elle dit, regarde, là, tu es sérieux, là, tu veux vraiment qu'on éponge les déficits des municipalités, là, comme ça, sans demander rien, quand on ne contrôle rien? C'est non, là. C'est sûr, ça. Oui, on va s'asseoir avec eux autres, là, pour leur taper ses doigts, là, puis leur dire, hey, là, vous allez prendre vos responsabilités, là. On vous a donné là, un pouvoir de taxation, servez-vous-en. C'est tout. Comme ça, toute votre population va le savoir, là, que vous êtes des mauvais gestionnaires. Pour les prochaines élections municipales, vous allez décoller. Hein? S'il vous plaît, là. Ouais, mais ça aide personne, ça. Ouais, non, mais ça aide personne non plus d'éponger les déficits puis faire comme si, finalement, elle paraît bien. Tu sais, tout va bien, il manque pas de service. Peut-être pendant ce temps-là, c'est tous les Québécois qui payent pour que mettons, la mairesse Valérie Plante paraisse, là, pas comme mauvais gestionnaire, parce qu'il y a quelqu'un plus haut qu'elle qui va venir éponger son déficit, t'sais. C'est sûr que c'est inacceptable. Là, le PQ, il reste pas en reste, comme on dit, là. On va avoir un débat entre PSPP, il va y avoir Arsenault, Legault, Guilbeault, sur le transport collectif qui, pour M. Arsenault, c'est un échec monumental, là, le bilan de la CAQ en transport collectif. Madame la Présidente, le bilan de la CAQ en matière de transport collectif est un échec. On avait fait de nombreuses promesses et voici le bilan après 6 ans de ce gouvernement. Tramway ou REM de l'Est de Montréal, c'est rien. Vrai. Réseau structurant à Québec, rien. REM de Longueuil, rien. REM de Laval, rien. Tramway de Gatineau, rien. REM de Lanaudière, rien. On savait que le bilan de la CAQ en matière de transport collectif tenait à une page blanche, mais maintenant, c'est encore pire parce qu'on recule dans l'offre de transport existant en refusant de financer adéquatement les sociétés de transport. Hier, la ministre des Transports nous a fourni une belle piste d'explication en lien avec ce bilan du gouvernement en transport. Elle a dit que, selon elle, l'État québécois n'a pas comme mission de gérer le transport collectif. Donc, ceci explique cela. Là, après 6 ans, la CAQ n'a pas à gérer le transport collectif dans son esprit, tellement qu'elle n'a pas commencé à remplir une seule de ses promesses. Dans les faits, ce gouvernement a saboté davantage de projets qu'il n'en a réalisés. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il considère que c'est le rôle de son gouvernement d'avoir une vision en matière de transport et d'en prendre la responsabilité, ou est-ce qu'il considère que ce n'est pas à lui de gérer ça? Mais la vision puis gérer la petite semaine, c'est deux choses. Là. Oui, Madame la Présidente, on a tous noté que le chef du PQ vient de répéter presque mot à mot la question de Québec solidaire. Bon, je trouve que c'était bien posé tantôt, là, mais je préfère répéter la question. Bon, je vais répéter la même réponse. Il faut séparer deux choses. Les infrastructures, ce qu'on appelle les immobilisations qui sont dans le PQI, puis les opérations. Dans les immobilisations, on a pour 72,7 milliards de projets qui sont dans le PQI et à la Caisse de dépôt. On est en train de débourser des sommes importantes, entre autres pour la Ligue bleue. Bon, je sais que les chefs de QS puis du PQ sont en train de se consulter. Mais, bon, pour ce qui est de gérer les sociétés d'État, est-ce que le chef du Parti québécois est en train de laisser entendre, comme Québec solidaire qui veut tout nationaliser, là, que la STM, prenons la STM, est-ce que le chef du PQ est en train de nous dire que
STM, la STL, les sociétés de transport devraient être gérées par le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est ça qu'il suggère? Première complémentaire, et ce sera le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, si les questions se ressemblent un peu, c'est peut-être parce que les réponses sont insatisfaisantes. Le gouvernement nous dit souvent qu'on n'a pas de proposition à faire. Moi, j'aimerais en faire une en ce qui concerne le fonctionnement et le financement du transport en commun. On sait que le gouvernement est assis sur un fonds d'1,7 milliard de dollars dans le fonds d'électrification et de changement climatique. Pourquoi ne pas prendre une partie de ces fonds, de cet argent, pour financer une partie du transport collectif? Cet argent-là, il ne peut pas servir au transport collectif. À quoi sert-il? La réponse de la ministre des Transports. N'investissez pas dans les infrastructures. Bon, bien, Madame la Présidente, même chose pour moi. Je vais devoir répéter. Je pensais que le député des Îles-de-la-Madeleine, contrairement à peut-être d'autres collègues ici présents, comprenait, mais là, il me pose une question. Alors, reprenons le tableau, Madame la Présidente. Madame le professeur. Non, mais reprenons le tableau, parce que, je veux dire, je comprends pas ce qui est pas clair dans ce tableau-là. Honnêtement, je peux changer les couleurs si c'est ça, mais ça... Oups. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, honnêtement, je peux changer les couleurs si c'est ça, mais ça va être le même principe. La colonne bleue est plus grande. Vous voyez, le PQ est... Ah, j'ai pas les années du PQ ici. Mais c'est sûr que le PQ, ça serait des moindres contributions que la CAQ. Le PQ, à son époque, Madame la Présidente, lui aussi était conscient des défis de livraison des projets d'infrastructure de transport. Sylvain Gaudreault a appuyé ce que j'ai dit dans un article en novembre dernier en disant qu'il faut augmenter notre capacité. Il n'a pas réussi à le faire. Nous, on va le faire, Madame la Présidente. Complémentaire. Madame la Présidente, Sylvain Gaudreault avait une vision et la ministre n'en a pas en matière de développement durable. C'est là le problème. Aucune vision en transport collectif. Et aucune vision en ce qui concerne le rôle et la mission de l'État pour faire fonctionner le transport collectif et pour atteindre les objectifs de développement et de mobilité durable. Hier, j'ai vu la ministre fouiller longuement dans sa sacoche, dans son sac, pendant que je lui posais des questions. Est-ce qu'elle peut fouiller un peu plus et trouver les fonds nécessaires aux sociétés de transport pour financer le transport collectif au Québec? Oh, il s'est fâché! C'est pour ça qu'il se fâche de même pour l'île de la Madeleine. Pardon. La réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, on va clarifier l'affaire de la sacoche. Je n'étais pas consciente que ça avait fait une saga dans les médias, mais vous voyez, c'est ça que je cherchais hier, Madame la Présidente, parce que le peu de documents que je traîne avec moi au quotidien, c'est dans mon énorme sacoche. Et vous voyez le premier document, le titre, aérien. Parce que c'est justement la discussion que j'ai eue hier avec le député des Îles-de-la-Madeleine, donc c'est encore la première feuille sur la pile. Tout ça pour dire qu'il faut augmenter notre capacité à livrer des projets. Pour ça, il faut augmenter notre force de frappe. Je le fais avec mon collègue du Trésor. On aura des annonces bientôt. On va réussir ce qu'a échoué le Parti québécois pendant son bref passage en 2012. Et sur le reste, Madame la Présidente, le tableau, il est clair. Le PQI, il est clair. Jamais autant d'argent est investi, que ce soit dans les immobilisations ou dans le soutien à l'exploitation. La CAQ est le parti qui a le plus investi au Québec en transport collectif. Lâchez mon piton. Hey. Fait que tu vois, là, dans son énorme sacoche, François, je sais pas si t'es encore là, mais c'est ça qu'elle cherchait. Eh ben, écoute bien, imagine-tu quand t'as ça dans un sac. Tu vois, t'as ça dans une valise ou dans un sac, là, tu sais, à documents, mais dans sa valise, il y a du Cutex, il y a du papier de toilette, puis il y a ça, là. Les études sur le transport collectif. Donc, t'as vu, là, on a vu rarement monsieur... Ah, merci! Merci, Louis D. Super. On a vu, là, monsieur, comment il s'appelle, Arsenault, se fâcher, là, comme si, on se dit, il n'est pas capable de se fâcher jamais. T'sais, on l'a vu avec l'île tantôt, là, l'île de la Madeleine, il était bien calme, là. Il n'était pas offusqué pantoute. Puis là, tout d'un coup, là, il peut être méchant. Fait que là, en conférence de presse, Gabriel Nadeau-Dubois sur... Puis là, il va se faire, tu vas voir ça avec les... j'ai quelques extraits là-dessus. Même les journalistes, là, ils se regardent tout, puis ils le regardent de même. Imagine-tu. Sur le transport, la position de Guilbeault sur la responsabilité, il revient sur l'échange qu'ils ont eu avec Grandmont, là. C'est ça. C'est l'échange que mon collègue Étienne Grandmont a eu avec la ministre des Transports et de la mobilité durable. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Parce qu'hier, la ministre a fait un aveu absolument hallucinant. Elle a carrément reconnu que, selon elle, le transport collectif, c'est pas sa job. Ça fait longtemps que je suis au Parlement du Québec, j'en ai vu pas mal. Mais là, la ministre Guilbeault a réussi à me surprendre. Elle a réussi à me surprendre de carrément
avouer, reconnaître que selon elle, là, le transport collectif, ça ne fait pas partie de ses responsabilités. Je trouve que c'est un manque de leadership et un manque de responsabilité injustifiable. En pleine crise climatique, là, le travail du gouvernement du Québec, c'est pas juste de signer des chèques à des multinationales pour ouvrir des usines de batteries. Son travail, là, c'est aussi et surtout d'aider au quotidien les Québécois et les Québécoises qui veulent faire leur part pour la planète à faire des choix différents. Leur permettre d'avoir des options de mobilité durable, des options écologiques de transport, peu importe où ils habitent sur le territoire du Québec. C'est ça le travail du gouvernement. Ah ouais, peu importe du Québec. Le transport collectif, c'est pas juste une affaire marginale pour les étudiants, pour les aînés ou les gens pauvres. Le transport collectif, c'est des centaines de milliers de travailleurs, travailleuses, chaque jour, qui le prennent pour aller gagner leur vie. De plus en plus pour aller chercher leur diplôme, pour aller porter les enfants à la garderie. Ces gens-là, en ce moment, s'entassent dans des autobus bondés. Ces gens-là attendent des autobus en retard. Ben oui, puis sont on craint des coupures de service et la réponse de la ministre, c'est que c'est pas son travail. Ça me sidère. On est gouverné par des gens qui considèrent que c'est leur travail de dépenser des millions de fonds publics pour attirer une équipe de hockey professionnelle pour quelques matchs à Québec. Ça, c'est leur travail. Mais s'assurer qu'il y ait du bon transport collectif pour tout le monde au Québec, ça, c'est pas leur travail. On n'a pas seulement face à nous un gouvernement qui a perdu sa boussole politique. On a face à nous un gouvernement qui a perdu le sens des responsabilités de l'État québécois. Alors, écoute, ça serait irresponsable de mettre des transports en commun partout sur le territoire de façon super efficace. Je peux dire, avec la technologie qu'on a, c'est pas d'innovation. De garder le même modèle, là, je parle, là, puis de l'appliquer, là, puis de dépenser. Là. Parce que aux heures de pointe sont pleins à craquer, puis le reste de la journée, il n'y a pas un choix dedans. Puis il fonctionne. Puis ça coûte, ça, là. Ça coûte cher, là. Puis il y a un chauffeur là-dedans, là. Syndiqué, puis tout, là. Ça coûte cher, ça, là. Il faut absolument aller, là, si la technologie peut nous aider, à sauver de l'argent puis à donner un service, moi, je pense que c'est là-dedans qu'il faudrait aller, dans l'innovation, investir dans l'innovation, pas dans les perpétuelles, là, souffrances qu'est le transport collectif pour la population. Ça, là, écoute, c'est dur, puis là, il est obligé de parler du changement climatique pour faire accepter l'inacceptable, là, tu sais. Fait qu'il joue sur la culpabilité que les gens ressentent pour exprimer qu'on devrait s'envoyer nous autres mêmes dans le trou là-bas en s'endettant de façon, là, sans compter, là. Le grand mot est à côté, il n'en revient pas, lui, que la ministre Guilbeault dise que le transport collectif n'est pas de sa responsabilité, là. Il l'interprète comme ça, je te l'ai dit, la différence. Là. Elle a fait la différence entre l'exploitation des opérations, là, puis d'investir dans les infrastructures. C'est deux choses. Parce que moi, je ne sais pas si c'est clair, là, mais on dirait que pour lui, M. Grandmont, pourtant, c'est un expert. Tu vois, les experts, là, quand ils décident qu'ils regardent ça dans une lorgnette, là, ils peuvent ne pas voir la forêt, là. C'est clair. Hier, effectivement, un échange qui m'a jeté à terre avec la ministre des Transports. Elle a dit que le transport collectif n'était pas dans la mission de l'État. Moi, je suis retourné voir la mission de l'État, la mission, le mandat du ministère des Transports et de la mobilité durable, puis je vais prendre le temps de vous le lire. Ah oui, donc. La mission, c'est de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport sécuritaires et accessibles qui contribuent au développement du Québec, notamment en investissant dans des projets et les mesures favorisant la mobilité durable au bénéfice d'une économie verte telle que le transport collectif et actif. La ministre des Transports, là, sa mission, là, elle la respecte pas. La mission de son ministère, elle a décidé de démissionner. En tout cas, elle démissionne sur la moitié, parce que c'est ça l'échange. Elle a démissionné sur la moitié de sa mission. Parce que sur la question de faire des routes, la mission de l'asphalte, la mission voirie de son ministère, ça est là. Elle a dit qu'elle serait toujours présente. Mais pour la partie transport collectif, là, elle a complètement abdiqué hier. Alors moi, je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va avec un gouvernement comme celui-là, qui a, comme Gabriel l'a dit tantôt, a perdu le sens de l'État, le sens des responsabilités dans une période aussi critique comme celle que nous vivons avec les changements climatiques. Bon, écoute.
pour moi, là, c'est sûr que c'est pas la réalité, ce qu'il raconte, là, c'est pas exactement ça. Par contre, c'est vrai, où je vais y donner, c'est la vision. Tu sais, la vision. En tant que gouvernement provincial, où tu investis des dizaines de milliards là, dans les infrastructures, tu ne peux pas investir dans des infrastructures, puis après ça, tu dis, OK, exploitez-les, puis organisez-vous avec ça, là, puis toi, tu t'en fous, là. Mais non, parce que là, moi, si j'investis là, dans des infrastructures, mettons, je serais là, moi, le gouvernement, mettons, là, le matin, là, puis j'investirais des dizaines de milliards des taxes, des impôts de la population du Québec, là. Ben, je voudrais m'assurer là, qu'on va être capable de les exploiter de façon pérenne, là. Que ça ne sera pas un trou sans fond. Tu mets une infrastructure là qui, finalement, va faire en sorte que là, les municipalités, ils vont creuser des déficits là, incommensurables. Puis on va être obligés, après ça, de venir éponger leur affaire. Tu te dis, comment ça, j'ai mis ça entre les mains d'une infrastructure de même? On n'avait pas les moyens d'avoir une infrastructure comme ça, là. Tu sais, dans ce sens-là, comme vision, c'est vrai que la CAQ n'a pas de vision globale. Je suis d'accord que ce n'est pas eux autres à éponger les déficits des municipalités, mais c'est à eux autres à s'assurer que quand ils mettent dans les mains des municipalités une infrastructure, que ça soit gérable, que ça soit pérenne. Hein? N'est-ce pas? Ou qu'on voit, là, parce que, tu sais, il y a des choses, des fois, tu te dis, OK, ça nous coûte de l'argent, bon, mais ça crée de l'économie, là. Fait que là, c'est pas une dépense, ça fait une économie, ça fait rouler l'économie. Tu sais, il faut être capable de jauger ça, mais quand tu sais, il faut que tu saches gérer. Puis c'est les chiffres que je voudrais entendre, moi, ça. Mais tu sais, là, ils se lancent la balle. Finalement, tu sais, on dirait une gang d'irresponsables. On n'est pas loin de la vérité quand on dit ça. Là, il y a un journaliste. Il est là, il écoute ça, lui. il dit là, elle est un peu là, monsieur. Elle n'a pas dit ça exactement. Tu sais, il va défendre madame la journaliste, il va défendre un peu. Il ne veut pas le défendre, mais c'est parce qu'en même temps, tu entends ça. C'est comme si tu comme moi, il entend ça. Non, c'est pas exactement ça, là. Puis il va dire la même chose. Écoute ça. Oui, hier, puis c'est pas exactement ça qu'elle a dit, là. Soyons honnêtes. Hier, ce qu'elle a dit, si je résume, c'est que ce n'est pas la mission de l'État de gérer les sociétés de transport. C'est plus ça qui a été dit. C'est pas à elle de gérer les sociétés de transport collectif, mais il y a un deal historique entre le gouvernement du Québec, les sociétés de transport et les usagers aussi, pour faire fonctionner le transport collectif. Moi, j'ai très peur qu'avec l'approche de la ministre des Transports actuelle, on revive exactement ce qu'on a vécu dans les années 90, un désengagement vers les municipalités et une stagnation, voire des coupures dans le transport collectif. Ce qu'on a vécu dans les années 90, là... Exactement. Donc, vous reconnaissez donc que ce n'est pas la mission de l'État de gérer le transport collectif. Je pense que c'est plus ça que vous C'est pas à elle de gérer les sociétés de transport. On est bien d'accord là-dessus. Mais les infrastructures qu'on paye, là, les infrastructures qui sont financées jusqu'à 80-90 % par l'État québécois, ils doivent être entretenus aussi par l'État québécois. Le service qui est offert aussi aux usagers, ça doit aussi être en bonne partie financé par le gouvernement du Québec. Peut-être juste un ajout là-dessus. D'abord, le gouvernement du Québec a une politique de mobilité durable. Et dans cette politique-là, le gouvernement du Québec s'est engagé à augmenter le service à chaque année. Ça, ce n'est pas un engagement des sociétés de transport ou des villes, c'est un engagement du gouvernement du Québec. Deuxième chose, vous avez largement, M. Gagnon, couvert la saga du tramway de Québec. C'est drôle, hein? Quand est venu le temps de saboter le projet de tramway, là, Mme Guilbeault jugeait que c'était son travail. Oui, mais c'est encore là. Transport collectif. Là, des infrastructures, il y a eu le temps d'enlever des mains du maire de Québec son projet de transport collectif. Tout d'un coup, c'était dans ses responsabilités. Il ne comprend pas pantoute. Mais quand vient le temps de venir en aide aux villes qui ont besoin d'aide pour donner du bon service au monde, là, c'est plus son travail. On n'a pas besoin d'être un fin observateur de l'ajout de politique pour voir qu'ici, la contradiction, elle est énorme. Non, non, mais gars, moi, j'aime ça, la politique. Je ne connais pas ça comme lui, là, c'est sûr, là. Mais non, ça marche pas, là, ce que tu dis. Tu sais, encore là, quand il enlève ça des mains du... il n'a pas enlevé l'exploitation, il n'est pas mis en branle, là, le tramway. Elle se demande, est-ce qu'on va investir là-dedans de cette façon-là? Bon, ça coûte 10 milliards. Ils ont tellement retardé. C'est là que moi, j'y reprocherais de dire, tu l'as saboté en 2018, tu n'aurais pas dû toucher à ça, tout était fait, toutes les plaintes étaient là, tu aurais dû, let's go,
on exécute. Puis là, on l'aurait pas parce que ça prend des dizaines d'années à avoir ça ici. Là. Mais on serait avancé là, en 2024. Là, c'est probablement pas de l'avoir, j'imagine. Là. Tandis que là, tu sais ce qu'ils ont fait. Mais c'est sa prérogative, là, pareil, en tant que ministre, de savoir si ça va investir dans les infrastructures ou non. C'est la gestion. C'est ça qu'il fait vraiment. On a beau y expliquer, là, il mélange les deux. Qu'est-ce que je te dis? Il ne sait pas compter. Là, le journaliste, il revient encore. Il va dire, ouais, mais là, ça veut dire, là vous, là, est-ce qu'on vous demandez que le 560 millions de Montréal, là, qu'on le paye, là? C'est ça, là? Tu veux? C'est ça que tu te dis, dans le fond, là? Qui va payer ça? Pour une prise de position politique, je n'ai pas besoin d'une réponse super longue. Le 560 millions de déficit de la communauté métropolitaine de Montréal, vous le payez? Ouais. Nous, ce qu'on demande, on a déposé une motion hier, fait que notre position politique là-dessus est claire, c'est que la ministre s'assoie avec les sociétés de transport et les municipalités. Elle a dit qu'elle va s'asseoir avec eux autres. Ensemble, travaille pour trouver une solution. Pour quel objectif? Aucune coupure de service. Ce serait une insulte aux Québécois, Québécoises. Transport collectif, c'est quoi? Ottawa qui n'arrête pas de dire qu'il ne va pas investir s'il n'y a pas de transport collectif. C'est quoi sa responsabilité dans le déficit? On est en pleine crise climatique. Tous les gouvernements, à tous les paliers, ont une responsabilité d'aider les gens à faire face à cette crise-là. Les municipalités, le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral, on est au milieu d'une crise climatique. Tout le monde doit travailler ensemble. Parce que les Québécois, Québécoises, là, ils aimeraient ça faire leur part. Ils aimeraient ça les prendre plus, les transports en commun. Mais comment sont censés faire ça si les autobus sont en retard, ou s'ils sont pleins, ou s'il n'y en a juste pas? Abonne-toi, mets un pouce pendant que je suis encore en ligne, pendant que je suis encore en vie. Très important. On a perdu beaucoup de membres, là, mais on est quand même une 130 à peu près. Là. Hein? En live, c'est quand même bien. Il en manque 10 000. Dom, c'est une politique que j'ai pas encore fait mes impôts. Non. Martin, ben non. Ben non. Par contre, si tu fais ça à la presse, ça, ils vont te donner un papier pour ceux autres. Ils sont organisés, là, un OBNL qu'ils appellent. Moi, je ne suis pas là, pas à tout. Puis la dernière là-dessus, là, OK, on finit ça, là. Hey, écoute, quand que M. Paradis, en point de presse, M. Paradis, là, du Parti québécois, il vient dire que c'est surréaliste que Guilbeault nous dise que le transport collectif, ce n'est pas sa responsabilité. Encore là, ils font de la politique. Là. C'est comme s'ils ne veulent pas comprendre là, le bon sens. Puis ça, c'est bizarre, là, parce que habituellement, le Parti québécois, quand même, depuis que M. Paul Saint-Pierre Plamondon est là, il est capable d'admettre, bon, OK, ça c'est bon, on appuie ça, on est d'accord avec ce que le gouvernement vient de dire ou faire. Pas juste s'opposer pour s'opposer. Mais là, regarde, ça ressemble à l'autre pas mal, là. Qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration hier lors des crédits quand elle a dit que gérer le transport collectif et les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État? Bien, c'est vrai. C'est quand même assez particulier, pour ne pas dire surréaliste, d'entendre une ministre dont le titre est ministre des Transports et de la Mobilité durable nous dire que les transports et la mobilité durable, ce n'est pas de sa responsabilité. Que les opérations soient celles des sociétés de transport et donc des villes, c'est une chose. Mais qu'on nous dise que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement que d'avoir une vision, que d'imprégner cette vision-là à travers tout le Québec, je trouve ça, oui, le mot c'est surréaliste. Est-ce qu'on est en train de nous dire que le fait que tout ce qui concerne le réseau de transport collectif structurant à Québec qui est sur la glace, c'est pas suite à une décision du gouvernement? On accepte difficilement ça. Donc, c'est dire l'importance des positions et de la vision ou de l'absence de vision du gouvernement. Même chose. Qu'est-ce qui se passe avec le REM de l'Est? Est-ce que c'est la faute des sociétés de transport locales? Est-ce que c'est la faute de la ville? Ou est-ce que c'est pas la responsabilité du gouvernement compte tenu de son absence de vision et de sa procrastination dans ce dossier-là comme dans d'autres? Ouais. En même temps, j'aurais le goût de dire, ouais, mais tu sais, quand tu regardes les municipalités, comment est-ce qu'ils gèrent ça, quand tu leur donnes ça, une infrastructure comme ça, là, puis après, ils s'endettent comme ça se peut pas, là, tu y penses à deux fois avant de mettre ça entre les mains des responsables comme ça. Tu sais. Il y a ça.
Mais oui, il a raison sur le fait qu'ils n'ont pas de vision. Puis encore là, l'investissement dans les infrastructures, Québec, il faut qu'il soit là. Quand elle est ministre, oui, il a dit, là, la mobilité durable, ça veut dire mettre en place des infrastructures. Puis c'est vrai qu'ils ont fait 0, là. Puis ils n'ont pas de vision. Jusqu'à là, je la rejoins. Mais quand elle dit que c'est pas sa responsabilité, il occulte le fait qu'elle parle des dettes des villes qu'elle ne veut pas éponger. C'est ça qu'elle veut dire. Elle dit, puis on éponge 48 % pareil, là, en plus. Là. Puis on investit dans les infrastructures, en tout cas dans le PQI. Là. On met l'argent dans le compte en banque. Le PQI, c'est ça. Pour les infrastructures. Là. C'est de l'argent réservé pour les infrastructures. PQI. OK? Mais là, ils ont beau mettre beaucoup d'argent, mais il n'y a rien qui sort de terre, parce qu'ils n'ont pas de vision. Puis tout. Mais l'argent, au moins, est réservé pour ça. À un moment donné, il y aurait un gouvernement avec une vision qui aurait de l'argent pour le dépenser, je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi, là, quand je regarde ça, je ferais sûr avec la ville avec laquelle je vais mettre de l'argent, là, que ça peut être, sans être rentable, là, pérenne au moins, là, que c'est viable. Là. Ça ne sera pas un trou sans fond, là. Parce que tu fais pas ça. Là. Hein? Si c'est un trou sans fond, tu dis, on oublie ça. Mais on va sûrement en reparler parce que, écoute, on en parle depuis que je suis né. Je parle au train là, de l'Est, par exemple. Là, moi, j'étais à la petite école, puis on disait qu'il y aurait un métro à Pointe-aux-Trembles là, pour se rendre à Honoré-Beaugrand. Là. C'est ça, là. Puis même à Repentigny, d'avoir, parce que moi, j'ai resté à Pointe-aux-Trembles quand j'étais petit, mais tu sais, voilà. Même à Repentigny, il disait avoir un métro pour se rendre. Depuis, ça fait 40 ans qu'ils parlent de ça. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. C'est encore dans des papiers. On a fait plein d'études. On a dépensé énormément d'argent là-dedans. Puis il n'y a rien qui sort de terre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est au Québec. Ensuite, je dis souveraineté, mais dans le fond, on parle plus de la louisianisation, là, comme il disait, là, PSPP, puis Legault, on va les entendre en débat à l'Assemblée nationale. Puis là, à un moment donné, mon Legault, il va en lancer une bonne. Là. Il va lui dire à PSPP, est-ce que, advenant, là, le 3e référendum perdant, j'espère que non, là, ça serait dramatique, mais mettons, est-ce que tu vas venir te réfugier dans le parti de la CAQ, tu sais? Imagines-tu? Parce qu'on sait que tous les caquistes là-dedans, il y a plein de PQ, là. Hein, il y a des libéraux déçus, il y a des PQ déçus, puis ils ont fait une coalition. C'est ce qu'on appelle une coalition. Donc, il dit, si ça ne marche pas ton affaire, tu vas venir rejoindre la coalition. Présidente, le premier ministre a affirmé que sans les pleins pouvoirs en immigration, c'était la louisianisation qui attend le Québec, que c'est une question de survie de la nation. Il a aussi souvent affirmé qu'il voulait absolument renverser le déclin du français au Québec. Or, du jamais vu aujourd'hui, il y a désormais davantage de francophones au Québec qui pensent qu'on n'a aucun avenir linguistique dans le Canada que l'inverse. Donc, on parle de 47 % qui pensent que le français va disparaître si on demeure dans le Canada. Mais ça. Aussi, une majorité de francophones pensent désormais que l'indépendance nous permettrait d'assurer la pérennité de notre langue, 53 % en accord contre seulement 32 % en désaccord. Et mieux, chez les électeurs caquistes, c'est la même chose. Une majorité d'entre eux pensent qu'il faut que le Québec devienne un pays pour assurer l'avenir du français, 52 % de caquistes contre 37 % en désaccord. Toutes les projections nous disent que le déclin de notre langue va s'accélérer dans les prochaines années. Malgré les belles promesses de freiner le déclin, c'est ce que les chiffres nous disent. Les Québécois voient bien le sort qui a été réservé aux francophones dans les autres provinces. Or, le premier ministre répète toujours que le débat sur l'indépendance est dépassé. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il répond à la majorité de ses propres électeurs et à la majorité des francophones qui nous disent que ça prend l'indépendance pour assurer l'avenir du français au Québec. C'est sûr. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, vous venez bien d'entendre le chef du PQ me citer sur la louisianisation. Il vient de me citer, donc j'espère qu'il ne sera pas choqué que je le cite lui-même. Que disait le chef du PQ? L'approche souverainiste est quelque peu infantilisante, voire harcelante, car elle repose sur le message suivant. Vous n'avez pas compris, alors on va vous réexpliquer en boucle jusqu'à ce que vous compreniez.
On dirait un enfant d'école. Madame la Présidente, nous, on n'attend pas le grand soir, on agit. On a adopté la loi 96 qui s'applique maintenant aux entreprises de 25 à 50 employés. On a plafonné le nombre de sièges, le nombre de places dans les cégeps. En immigration, on a exigé pour les immigrants qui sont choisis par le Québec la connaissance du français, ce que jamais un gouvernement du PQ n'a fait. On a agi pour les étudiants qui viennent du reste du Canada pour demander d'apprendre le français, ce qu'un gouvernement du Parti québécois n'a jamais fait. Puis on est en discussion actuellement avec le fédéral pour réduire le 560 000 immigrants temporaires parce que c'est la plus grande menace actuellement aux Français. Première complémentaire. On écoute, je vous prie. Madame la Présidente, je suis toujours très flatté quand je vois que le premier ministre du Québec passe beaucoup de temps à lire mes écrits de 2014. Je vous soumets que dans la mesure où ça craque de partout au Québec, ce serait peut-être une bonne idée qu'il consacre au moins autant de temps à essayer de gouverner et essayer de trouver des solutions au nombre de problèmes qu'on a au Québec. Et parlant d'avenir du Québec, je veux savoir, dans le même sondage, on apprend que le 2/3 des Québécois voteraient oui à un référendum pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration. C'est son idée. Est-ce qu'il peut s'engager à tenir ce référendum? Réponse du premier ministre. On écoute la réponse. Oui, Madame la Présidente, j'ai encore plein de citations. Le chef du PQ a déjà dit qu'il y avait un malaise avec le nationalisme. Il a déjà dit que le déclin du français n'existe pas. Il a déjà dit que la loi 101 au cégep, c'était pas une bonne idée. Puis je pourrais continuer. Madame la Présidente, évolue pas mal. Là, notre défi, c'est de réduire le 560 000 immigrants temporaires. Puis il y a 3 façons d'y arriver. Oui, c'est comment? Attendre le grand soir, comme le PQ. Rien faire, comme le Parti libéral, ou négocier avec le gouvernement fédéral, ce que fait la CAQ. Ah ouais. 2. Vous connaissez le règlement, pas de commentaires après les réponses. Il n'y a maintenant qu'une seule personne qui a le droit de parole. Ici, le chef du 3e groupe d'opposition, en 2e complémentaire. Madame la Présidente, c'est symptomatique que le premier ministre, lorsqu'il est question de choses fondamentales pour l'avenir du Québec, choisisse de ne pas répondre à la question par tous les moyens. Ah ouais, Je reconnais, Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, pour votre rappel au règlement. Madame la Présidente, la réponse a été donnée par le premier ministre. Il répond aux questions en cette chambre. Il est à côté de moi. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Madame la Présidente. Alors, je l'entendais. Du côté du Parti québécois, c'est beau, Monsieur le... C'est beau. Silence. C'est beau, Monsieur le leader du gouvernement. Nous allons poursuivre la question. Nous allons poursuivre la question et ce n'est pas parce que la réponse ne vous satisfait pas que ce n'est pas une réponse et ça, c'est dans le règlement. Poursuivez. N'importe quoi. Pas de commentaires. Poursuivez. Donc, je répète ma question, elle est claire et limpide. Dans la mesure où Justin Trudeau ne nous donnera pas les pleins pouvoirs en immigration au mois de juin, est-ce que le premier ministre s'engage à tenir son référendum pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration parce qu'on va le gagner à 65 % suivant le plus récent sondage? Oui ou non? La réponse du premier ministre. Bien, comme dirait le chef du PQ, c'est une question un peu infantilisante parce que moi, je pourrais lui dire, si jamais il perd un 3e référendum sur la souveraineté, va-t-il devenir caquiste? Hein, on pourrait se demander ça, Madame la Présidente. Il va-tu devenir caquiste? Il perd son référendum. S'il vous plaît. Il n'est pas comme toi, là, Alors, pour le bénéfice des gens qui vous regardent, article 32 et article 37... Il va démissionner, ça arrive, je pense. Gardez le silence. Et nous allons poursuivre, il reste du temps. On écoute attentivement. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Bien, Madame la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Écoutez, c'est son problème, mais ce que je lui dirais, qu'il lise le sondage de son ami Jean-Marc Léger ce matin, 65 % des Québécois appuient le gouvernement de la CAQ. T'as vu, là, on le voit pas, puis d'ailleurs, il s'est excusé après ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'avoir fait ce geste-là. Parce que quand l'autre, il dit, si tu perds un référendum, tu vas-tu venir dans la CAQ, puis l'autre, là, il s'ouvre, il a voulu dire, t'es-tu malade? C'est un geste en voulant dire non, là.
C'est ça que ça veut dire, mais c'était peut-être intense. Mais moi, je comprends là, ce qu'il veut dire. Mais là, tu vois, parce qu'on sait, là, le gars, que les caméras, il ne le voyait pas. Fait qu'il a dit ce qu'il voyait. Tu sais, des fois, il dit ça. Là, je vois le chef rire, là, tu sais. Fait que, pour que, tu sais, moi, puis toi, on parle. Ah, regarde là, il rit, tu sais. Ah, regarde là, il s'ouvre les veines. C'est ça. Pas fort. Madame Gazal, elle a dit que 50% qui croient que pour garder le français dans un Canada, il faut que la souveraineté pour protéger le français. Elle pense ça aussi. On laisse entendre un Québécois sur deux croit que si on reste dans le Canada, le français n'est pas menacé. En fait, tout à fait. Nous, en Québec solidaire, puis hier, d'ailleurs, au Crédit sur la langue française, j'ai interpellé Jean-François Roberge sur ça. Une des meilleures façons de protéger le français, c'est de faire l'indépendance du Québec, parce que la langue la plus attractive pour n'importe qui, c'est la langue de la majorité. Puis si on est indépendant, bien, la langue de la majorité, ça va devenir la langue française, et non pas juste la langue officielle et nationale, mais la langue de la majorité, alors qu'en ce moment, c'est très difficile. On ne peut pas compter sur le fédéral pour protéger le français si nous, étant aussi longtemps qu'on n'est pas un pays, on n'y arrivera pas. C'est le meilleur moyen. J'aurais aimé convaincre le nationaliste fédéraliste Jean-François Roberge, mais je suis très contente de voir que les Québécois, eux et elles, sont convaincus de ça. Parce qu'il y a un sondage cette semaine, elle parle de ça. D'ailleurs, tu vois, on voit ce qu'elle pense. Puis, M. Bérubé aussi, dans le fond, il interprète le sondage en nous disant qu'il y a une montée fulgurante à 47%, j'ai pas mon chiffre, je ne vois pas, mais je me suis par cœur, il me semble, 47% qui pensent que le français va disparaître là, si on reste au Canada. Puis ça, c'était moins que ça, là. C'était bien moins que ça, il n'y a pas si longtemps. Puis là, ça augmente, là. Les gens commencent à comprendre, là. Commencent à comprendre que là, on est repoussé dans nos derniers retranchements, là. Donc, je voulais souligner ça ce matin avec le sondage d'hier. Et nous sommes disponibles pour vos questions. Ça reste une minorité quand même. C'est pas une majorité de Québécois qui croient que le français va disparaître si le Québec reste dans la Fédération. Une majorité de francophones, on partait de loin là, il y a quelques années. Et là, il n'y a pas de nuance. C'est pas si ça va être moins actif, ça va disparaître. Moi, je pense que vous devriez regarder ça de cette lorgnette-là. C'est pas rien, ce qui est annoncé. Puis on continue. Bien, ce qui n'est pas rien, c'est qu'il y a un nombre important de francophones qui disent que si on reste dans le Canada, le français va carrément disparaître. Et ça continue de monter. Il se passe quelque chose présentement quant à l'avenir du français, une prise de conscience qui n'est pas terminée. Les chiffres augmentent de façon fulgurante. Je suis bien à même de vous en parler. J'ai le dossier de la langue depuis quelques années. Moi, je pense que cette réponse-là au sondage est la plus importante que j'ai vue hier. Non, je ne suis pas le croire. C'est sûr. Mais bon, ça, c'est sûr qu'on va en reparler là. On va en parler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Là, ça va être de plus en plus d'ailleurs. Là, parce que c'est un problème qu'on vit. C'est un problème qui est grandissant. Je pense qu'aujourd'hui, là, monsieur, écoute, Roberge, écoute, juste te montrer, là. Tu sais, quand on parle là, du Canada et du Québec, là. Tu sais, oh, mais lui, il nous donne de l'argent, ouais, Gabin. Là, on va investir 600 millions pour la francisation. Là-dessus, il y a 387 millions juste pour franciser les travailleurs temporaires qui vont venir dire Hello, Killer Util. OK? Ça va nous coûter. Puis ça, c'est pour essayer de limiter le déclin du français. Parce que ces gens-là viennent nous envahir, ils parlent anglais seulement. Puis là, ils ne parleront pas vraiment plus français, tu vas me dire. Là. Mais vu qu'on n'est pas capable d'empêcher qu'on se fasse envahir par des anglophones, puis on ne peut pas choisir. Il me semble qu'à la place de... Imagine-toi. Vu qu'on ne peut pas choisir, bien là, on nous envoie plein d'anglophones. Puis nous autres, on est en train de se faire envahir par les anglophones, puis on veut sauver le français. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas notre juridiction, puis le fédéral, il en profite au bout pour nous envahir. Fait que là, nous autres, on dit, OK, on va sortir de l'argent pour franciser ces gens-là. Si on était demain matin à Québec, bien là, on garderait ce 600 millions-là, puis on dirait, hop. Non, là, on prend juste des gens qui parlent français. Tu viens pas de rester ici, tu parles pas français. Tu veux parler anglais, écoute, il y a des places, là, si tu veux, on peut te recommander plein de places, là. Plein de places. En Alberta, par exemple, vas-y, va-t'en là, ils demandent du monde, let's go.
tu vas pouvoir être accueilli parfaitement dans ta langue, anglais, pas de trouble. Mais ici, au Québec, c'est français. Tu sais, c'est ça qui arriverait. Juste, imagine-tu de l'argent qu'on sauverait juste là. C'est un enfant, c'est rien, ça, là, c'est une pinotte, là. Mais ça représente des milliards, juste ça, là. C'est fou. Mais c'est une façon de réagir que le Québec a. T'sais, on va s'endetter davantage pour sauver le français. Écoute, avec des travailleurs temporaires. On dit, oui, mais ils sont temporaires. Ouais, c'est parce qu'ils sont temporaires depuis 15 ans, là. 20 ans, là. Ils partent puis ils reviennent, ils repartent puis ils reviennent. Ils reviennent tout le temps. Ils sont temporaires parce qu'ils repartent, mais ils reviennent tout le temps. Mais il ne parle jamais. Ça fait 15 ans qu'il vient ici, puis il n'est pas capable de dire quelle heure qu'il est, là, en français. Fait que là, on va investir là-dedans. C'est décourageant. Mais ça, c'est une des conséquences de faire partie du Canada. Tu sais, quand on parle de l'argent qui sort, là, on envoie 82 milliards, nous autres, à Ottawa. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça, là? Il fait des programmes qu'on veut pas. On est obligé, parce que dans le fond, là, tout cet argent-là sert à faire venir, à nous envahir, puis nous autres, on est obligés de prendre notre propre argent pour essayer de combattre ça. Hey, écoute, le feu est poigné des deux bouts, là. C'est clair. C'est fou. Écoute, moi, c'est tellement clair dans mon esprit, là, que si on veut garder notre identité, là, ben, on n'a pas le choix de se donner un pays. Parce que si tu ne veux pas de pays, ben, tu n'en as pas d'identité. C'est tout. Mais quand tu regardes ça, là, comment est-ce qu'on s'aime, là? On s'aime tellement qu'on envoie là, des répercussions un peu là, dans nos centres jeunesse, là, qui est comme des prisons, là. Dans le fond. Là, j'ai 2 capsules pour toi, là. Madame Garceau, elle pose des questions à M. Carman, puis là, c'est sûr, elle arrive tout ça avec des histoires, là, des histoires d'horreur, là, que des jeunes vivent, toi, dans les centres qui sont supposés les protéger. Fait que là, on a besoin d'un commissaire, là, un commissaire pour la DPJ, tu sais, un commissaire, c'est pour protéger les enfants, là, quelqu'un qui va être là pour protéger les enfants, qui ne dira pas question de confidentialité, là, qui lui peut s'ingérer, là, tu sais, tout d'un coup, là. S'il faut lui donner un titre, c'est ça. Donc, écoute, là, la discussion, là. Présidente, face aux récents scandales médiatiques exposant les graves lacunes du système de la protection de la jeunesse, notamment les situations abominables vécues par des enfants en centre jeunesse ou en famille d'accueil, la nécessité d'une réforme urgente est plus évidente que jamais. Encore ce matin dans la presse, un dossier extrêmement difficile à lire sur des agressions sexuelles d'enfants en famille d'accueil met en lumière la négligence grave de la DPJ. Dans ce contexte, il me semble impératif de doter le futur commissaire au bien-être et aux droits des enfants de tous les pouvoirs, de transférer tous les pouvoirs et responsabilités de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au nouveau commissaire. Le transfert de ces pouvoirs est fondamental. C'est l'une des recommandations fortes de la Commission Laurent. Pourquoi est-ce que le ministre hésite-t-il à prendre des mesures, des décisions pour assurer la protection totale des enfants qui souffrent? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, Mme la Présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin pour sa question qui va me permettre de, moi aussi, dire que ce qu'on a lu ce matin, c'était abominable. Je suis scandalisé là, par cette situation-là. Ce que cette famille d'accueil a fait, c'est criminel. Là, puis ça devrait être réglé devant la justice. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que des situations comme ça se reproduisent plus, Mme la Présidente? On a changé la loi de la protection de la jeunesse pour la centrer sur les enfants, pour s'assurer que quand une situation comme ça arrive, qu'on libère la parole des intervenantes qui étaient cloîtrées par la confidentialité, qu'elles puissent parler à l'école, aux familles, tous les intervenants de l'enfant pour décrire des situations comme ça où il y a de l'abus comme ça. Dans l'histoire de ce matin, on rappelle également que la jeune n'avait pas accès à son dossier par la suite. On a prolongé la durée d'accès du dossier jusqu'à 25 ans après l'âge de 18 ans pour que les jeunes puissent aller vérifier quand ils en ont besoin de ce qui se passe, Madame la Présidente. On a également changé le mécanisme pour justement le placement des enfants avec ma famille, ma communauté, pour pas que les enfants soient... que la famille contribue à la discussion et s'assurer que l'enfant soit placé dans le meilleur endroit, le plus sécuritaire possible, Madame la Présidente. Première complémentaire.
Monsieur le ministre n'a pas répondu à ma question. Ma question était liée au pourquoi est-ce qu'il hésite à transférer tous les pouvoirs et les responsabilités de la CDPDJ au nouveau commissaire. C'est une recommandation forte. Il y a en ce moment des grands manquements de la CDPDJ au niveau de l'exécution de ces obligations qui découlent de la loi sur la protection de la jeunesse. On a des enfants, ils souffrent, on doit agir, Monsieur le Réponse du ministre. Madame la Présidente, dans la situation de ce matin, on ne parlait pas vraiment de la CDPDJ, là, donc le lien n'est pas direct pour moi. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'améliorer les services aux enfants. Le rapport de la Commission Laurent, Madame la Présidente, j'y travaille tous les jours. Là. On a 70% des recommandations, 250 recommandations, Madame la Présidente, 70% sont en route. La première chose qui est importante, je vous dis, c'était de mettre l'enfant au centre de la loi. Ça réglait peut-être 60 de ces recommandations. On travaille sur le commissaire. J'ai expliqué pourquoi on veut s'harmoniser avec les Premières Nations avant de continuer le travail du commissaire. On a besoin d'un commissaire pour tous les enfants, incluant ceux de la DPJ, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Oui, exactement. On a besoin, Monsieur le ministre, vous savez très bien, d'un commissaire qui va avoir des pouvoirs d'agir, d'intervenir pour protéger les droits de nos enfants, les enfants les plus vulnérables. Parce qu'en ce moment, on a des agressions sexuelles dans des centres jeunesse, puis on a aussi des enfants de 12 ans avec 5 tentatives de suicide. Parce que la DPJ la force de rester dans un centre de jeunesse et elle veut retourner chez sa mère. Vous trouvez ça normal? Oui, monsieur le leader du gouvernement, j'allais dire à madame la députée, vous vous adressez à moi quand vous posez vos questions. De grâce, c'est beaucoup plus fluide de cette façon. Merci, monsieur le leader du gouvernement. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, on travaille à améliorer et à régler la situation, Madame la Présidente. On a fait des changements significatifs à la loi de la protection de la jeunesse. Ouais. La situation de la CDPDJ, je l'ai expliqué au crédit, Madame la Présidente. Le ministre de la Justice et moi, on a créé une table jeunesse-justice avec tout le monde autour de la table pour cette situation avec la CDPDJ. Le barreau, la Cour du Québec, les intervenants de la DPJ, les intervenants en justice également, Madame la Présidente. Il y a un problème de communication à ce niveau-là. On va le régler avec les personnes appropriées. Le commissaire, Madame la Présidente, ça, j'y crois profondément. C'est un commissaire pour tous les enfants du Québec. 1,8 million d'enfants, Madame la Présidente. J'imagine. Tu sais, quand là, tu te sers des institutions là, pour protéger nos enfants, il n'y a pas beaucoup d'histoires, des belles histoires, là, quand on pense aux institutions, là, dans toutes les époques qu'il y a eu. Là, quand les institutions ils ont commencé à se mettre et à contrôler, ça n'a pas donné des bons résultats, disons-le comme ça. Puis en ce moment, c'est fou, là. Ce qui se passe dans nos centres jeunesse. T'sais, là, tu as un député qui vient nous le dire, nous le montrer, nous donner des exemples. Là, j'ai vu l'exemple dans les médias de masse là, de la jeune fille. Je pense que c'est ses parents là, qui l'ont amenée là parce qu'ils ont des problèmes avec elle, là, c'est sûr. Ils ont besoin d'aide, des bons parents, il paraît. Là. Top notch en plus de ça. C'est vraiment pas le problème. Mais là, il évalue que la jeune fille est à risque, pas avec ses parents, mais de se suicider ou de. Fait que. Mais elle veut se suicider parce qu'elle ne veut plus rester là. Puis les autres, tant aussi longtemps qu'on dirait qu'elle veut partir, ils vont en garder, là, genre. C'est aussi stupide que ça. Fait que là, les parents, même ils ont été à la télévision, les parents, la jeune, ils veulent. Je peux retourner chez nous. Non, tu restes ici. Là, c'est là que tu te dis, j'aurais jamais dû appeler cette aide-là. Parce que quand tu rentres dans cet engrenage-là, tu deviens, là, on te capture, là. Tu perds ton autonomie, tu perds ton libre arbitre, là. Tu peux même plus décider par toi-même. Elle a 16 ans, là. Elle n'a pas 5 ans et demi, là. Elle a le droit de décider de changer de sexe, mais là, elle ne peut plus décider d'aller chez sa mère, là. Puis qu'elle, on n'a absolument rien à dire contre, là, plus de ça. Là, c'est fou, là. Tu te demandes s'il y avait un commissaire, là, il réglerait ça assez rapidement, là. Tu sais, c'est sûr.
La dernière, c'est encore Mme Garceau, M. Carman, sur la maltraitance qui vivent les jeunes dans la DPJ. Écoute ça. Merci, Madame la Présidente. Le ministre des Services sociaux nous a dit hier qu'il était scandalisé par le reportage concernant les agressions sexuelles dans la famille d'accueil de Val-Bélair. Mais nous avons appris qu'il était au courant de cette situation depuis novembre dernier. Ce matin, je suis encore plus scandalisée que lui, compte tenu de ses propos et des nouvelles révélations qui viennent contredire les propos qui lui a même tenus en cette Chambre. Il nous a dit qu'il n'y avait aucun lien entre la CDPDJ et ce dossier. Or, nous apprenons ce matin que la CDPDJ a ouvert une enquête qui a duré seulement 15 jours. Et personne, Madame la Présidente, personne n'a parlé à la victime. Conclusion de l'enquête pour cette jeune fille violée à répétition dans sa famille d'accueil, la CDPDJ qui lui envoie une lettre. Il n'y a pas de raison de croire que des droits ont été lésés. Madame la Présidente... Réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin pour clarifier la situation. J'étais absolument pas au courant de tous les détails qui ont été révélés hier dans le journal. Il y a de la confidentialité. Le ministre ne va pas fouiller dans les dossiers. D'accord? Ça, soyons clairs. J'ai aucune information que les détails qu'on a vus hier. Deuxièmement, Madame la Présidente, des situations comme ça, c'est abominable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut plus que ça arrive. Puis le choix qu'on a fait pour plus ça arrive, c'est la commission Laurent qu'on a mis sur pied, puis c'est les recommandations de la commission Laurent que l'on doit suivre. Elle nous a donné 250 actions à faire, Madame la Présidente. Elle nous a dit que ça allait prendre 10 ans pour le faire. Moi, j'ai dit non, on va le faire en 6 ans. Puis on est en action, Madame la Présidente. Là. 70% des points d'action sont en cours, 30% sont complétés. On a changé la loi. Des histoires comme hier, là, et c'est ce qu'on lit ce matin, la parole de l'enfant aurait dû être écoutée. C'est central. Puis c'est ça qu'on a mis dans la nouvelle loi de la protection de la jeunesse. Il faut écouter les enfants puis les protéger, Madame la Présidente. Première complémentaire. Il faut les écouter, les enfants. Mais dans cette Chambre, il y a quelques semaines, vous n'étiez pas d'accord avec ces propos-là, qu'on devait les entendre, les enfants. Et maintenant, Madame la Présidente, maintenant, ça va prendre combien d'autres cas de viol, d'agression, de maltraitance d'enfants? Ce matin, on a encore appris qu'une fille agressée sexuellement est placée dans une salle d'isolement. Et si la victime que la DPJ... Réponse du ministre responsable des services sociaux. Son temps est fini, c'est pour ça qu'elle interrompt. Encore une fois, hier puis aujourd'hui, c'est des histoires qui remontent à avant les changements législatifs qu'on a faits. On suit le plan de match que la commission Laurent nous a donné, Madame la Présidente. Puis, pour revenir encore une fois, le député de Henri Sainte-Anne m'avait donné la chance de clarifier les choses. C'est des intervenantes qui parlent à nos enfants. Puis, c'est important que les intervenantes écoutent la parole de nos enfants. Une autre chose qu'on a permis dans le changement de la loi, Madame la Présidente, c'est que quand la sécurité de l'enfant est prise, que les intervenants s'échangent l'information. L'école, la police, les intervenants, il faut que l'information soit partagée pour protéger nos jeunes. La CDPDJ aussi a son rôle à jouer. Deuxième complémentaire. Est-ce que le ministre n'est pas indigné par la gravité des cas échappés par la DPJ et la CDPDJ? C'est vrai que... Depuis les dernières années sous sa gouverne. On ne peut pas continuer à se cacher derrière la législation, Monsieur le ministre. Au bout du compte, Monsieur le ministre... Je dois vous interrompre et je reconnais Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Allez-y avec votre Madame question la Présidente, de règlement. vous savez que les propos que ma collègue vient de prononcer sont interdits. Elle devrait retirer, s'il vous plaît. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'est caché. Vous devez retirer et poursuivre. Il vous reste 11 secondes. Je retire, Madame la Présidente, mais au bout du compte, Monsieur le ministre, vous protégez qui en ce moment? Les enfants ou l'institution? Ou l'institution? C'est ça la vraie question. Monsieur le leader du gouvernement. Ma collègue doit s'adresser à la présidente, ce qu'elle ne peut Ah, pas s'adresser arrête de directement au niaiser. ministre. Et maintenant, monsieur, vous avez terminé votre question?
Ben oui, c'est ça. Monsieur le ministre aura l'occasion de répondre. Vous avez 45 secondes pour répondre à la question. Oui, Madame la Présidente, je tiens quand même à rappeler, puis ça, je ne le fais pas souvent, mais là, aujourd'hui, là, je vais y aller. Je tiens à rappeler là, que la déroute, là, c'est 2015, la déroute. Hein? Non, mais c'est vrai. Quand les sécessius ont laissé éclater les centres jeunesse, c'est là que ça a commencé à mal aller. Qu'est-ce qu'on lit? La réforme de 2015 a mis à mal les services de protection sur les enfants, selon un rapport, Le Devoir. Ils en ont eu plein d'exemples comme ça. Nous, on est en train de réorganiser les choses, de rebâtir le filet de sécurité pour nos enfants, partout. On suit le plan de match que nous a donné la Commission Laurent. C'est ça, 70% des actions sont en cours. On va le terminer. J'espère que vous allez nous aider. Bravo, dit-il. Hey, s'il vous plaît. Ah, c'est sûr que moi, il est tellement mou, on dirait, hein, M. Carman? Ça n'a pas de bon sens. Avec tout ce qu'on entend, il manque de dents. Là, il est très respectueux de l'institution, des intervenants, puis les enfants, ben, c'est confidentiel. On ne prend pas ça, un enfant qui est entre les mains des intervenants. C'est ça qu'on retient dans tout ce qu'il dit tout le temps. Ça, c'est fatigant. Quand elle pose la question, qui c'est vous protégez, les institutions ou les enfants, ça prend tout son sens, là, avec tes réponses qui nous sortent, là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'était ça mon live à soir. Écoute. Je vais aller voir s'il y a des gens encore qui étaient avec moi. Maintenant, ouais. Hey! Salut, Yannick, là, toi, t'es en rediffusion, là. Hein? Probablement. Puisqu'on voit encore son chat. De Facebook, mais Facebook, c'est fini, là. Ça marche plus, là. Non, ouais. Non, c'est fini, ça a fini. Ouais, non. Sa vidéo, à dire, était terminée, fait qu'ils peuvent voir la rediffusion. C'est pour ça qu'on a les commentaires. On voit les commentaires, mais ils ne m'entendent pas, là. J'ai bien aimé, merci pour cette émission, qui me dit, Pauline, merci, Mme Pauline. Elle est endormie trop de somnifères. C'est sûr que je suis d'accord avec toi, là, que c'est dur, mais c'est tellement important qu'il faut l'entendre. Là. En tout cas, moi, les enfants, là, quand tu me parles de maltraitance, là, je suis comme tout oui. Salut Yannick, mairesse de Montréal. Alors, OK, ça c'est les Facebook, je ne commenterai pas. Martin, ouais, c'est ça, il est endormant. Gigi, primauté parentale, la pire affaire, c'est la pire des pires, en pire, mais les enfants souffrent. Ça, moi, je suis d'accord avec toi que ça, là. Ça, c'est dans la Commission Laurent, là. Aïtoun l'a dit tantôt, là, que c'est tout ce qu'on vit là, c'est la Commission Laurent, là. Le résultat de ça. Puis c'est vrai. C'est vrai que pour ce qui est de la primauté de l'enfant, c'est l'élément fort là, de son rapport d'enlever la primauté des parents pour la donner à la primauté des enfants. Mais c'est parce que là, ça veut dire par la bande que c'est qui devient responsable ultime de l'enfant? C'est l'État, les institutions. Ça n'a pas de bon sens. Le parent il est responsable de le nourrir, de tout, là. Tu es responsable de l'enfant, là, de sa survie, là. Mais quand il est temps de prendre des décisions, quoi que ce soit, ça va être l'État. Ça, c'est inacceptable. C'est contre nature, premièrement. C'est pas de respecter la nature. Les gens qui font des enfants, ils se reproduisent, là. C'est eux autres qui sont responsables. L'État, si on est là, c'est pour les appuyer, les aider. C'est sûr qu'il y a des parents tout croches là, on le sait bien, là. Mais c'est ça. Mais au lieu d'aider les parents, ben on a du temps. On va enlever le droit, puis on va leur enlever les droits à la place. Ça va être plus facile. On va pas les aider. Ils sont pas corrects. On va leur enlever les enfants, puis on va les distribuer ailleurs, comme si c'était de la marchandise, là. C'est écœurant. Martin, il devrait avoir plus d'aide aux parents. C'est ça, exactement. Edith, oui, on sait que Dominique attend la fin de son émission pour prendre son souper. Oui, c'est sûr, c'est vrai, j'ai faim. André, Dominique, très bonne émission. Bravo pour ton travail. Merci. Écoute, merci. Excuse-moi de ce qui s'est passé. C'était vraiment un problème technique, là. S'il y a un problème, je comprends pas pourquoi, comment ça s'est arrivé, mais c'est arrivé. Ben, moi, j'ai pu finir. J'ai pu finir. Manque de bonne valeur dans la société, le gouvernement ne peut pas tout corriger. Martin, il dit, c'est vrai, c'est sûr. Patrick, l'Assemblée nationale nous prouve à chaque session qu'à lire des trous-ducs, on se retrouve en... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, merci d'avoir été là. Hein, merci beaucoup. J'espère que tu vas passer une belle semaine. Je vais encore regarder ça pour toi la semaine prochaine. Je t'invite vraiment à être là dimanche prochain.
Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais moi, je vais regarder ça, je vais faire des extraits, je vais suivre, bien sûr, l'île aux coudes, l'île de Madeleine, voir ce qui se passe avec ça. Là. Le 1er mai, j'ai vraiment hâte de voir, là, j'espère que ça va aller rapidement, là, qu'il va y avoir un recours collectif, puis tout de suite, là, qu'il va reculer. Là. Peut-être qu'il pourrait faire ça tout de suite. Premier recours, il dit OK, on a compris. J'espère. Mais s'il va jusqu'au bout, avec l'argent encore là des contribuables, maintenant il va, avec notre propre argent, il va aller essayer de nous enlever des droits avec notre argent. T'imagines-tu? Puis il va peut-être gagner, là. Ça se peut pas, là, mais avec ce qu'on a vécu, là, tu te demandes, là, les tribunaux, là, sont où, là? Comment, est-ce qu'ils vont faire respecter notre charte à un moment donné? À quoi ça sert, cette maudite charte-là? Si à chaque fois que quelqu'un fait une loi et qui la bafoue, il gagne. Ça veut dire que ça vaut rien, là. Bonne semaine. Seulement 2% retourneront au jour à leur famille. Statistique Québec. Aïe. Ah ouais. Maxime, merci. Nissa, merci. À plus, tout le monde. Ouais, c'est sûr. Écoute, passe une belle semaine. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Chaque petit instant, c'est des instants que... Le bonheur, c'est des moments. Hein? C'est pas... T'attends pas après ça, là. Attends pas d'être heureux, là. Sois heureux. Profite-en. T'sais, là, en ce moment, on est libre, là. Quand même. L'été s'en vient, c'est le printemps. Les bourgeons sortent. L'air. On est chanceux, là. Il y a beau parler du changement climatique, de la pollution. L'air est bon. Quand je sors dehors puis je respire, là, j'ai rempli mes poumons, là. C'est merveilleux. Profite-en, c'est des moments comme ça. C'est ça le bonheur, c'est tout. C'est niaiseux. c'est tout simple. Fait que passe pas à côté de ça. Hein? Parce que c'est sûr qu'un jour, on sera plus là. On sera plus là, c'est sûr. Fait qu'écoute, partage ça, commente ça. Si t'es capable de me faire un don, fais-le. Juste si t'es capable, c'est sûr. Dans la description de cette vidéo-là, tous les liens sont là pour pouvoir m'aider. Puis je remercie déjà à l'avance, mais c'est sûr, je vais aller voir ça de ceux qui m'ont aidé. Puis je vais t'en parler la semaine prochaine. Fait que c'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère.